Cette année, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Première chose qui concerne uniquement aujourd'hui. Nous terminons très très tôt. Nous terminons anormalement tôt. Parce que je dois arrêter à midi. Parce que à 2 heures, il y a une réunion importante à laquelle il est souhaitable que tous ceux qui veulent viennent, surtout les étudiants étrangers, mais pas surtout. Vous savez, on a déjà beaucoup parlé de cette question, donc je ne reprends pas, que le département de philosophie à Vincennes ne cesse pas de fonctionner comme il fonctionnait auparavant, mais constitue en plus et en même temps un institut de philosophie qui, lui, a un fonctionnement particulier. Ça peut marcher, on verra bien, ça peut marcher. Si ça marche, c'est très important pour nous, pour Vincennes. Or, la présentation de cet institut a lieu à 2 heures, donc 14 heures. Escalier E, à côté, salle 210. Donc, comme j'ai des réunions avant, il faut que j'arrête à midi exceptionnellement. Comme d'autre part, c'est une séance de programmation, c'est pas grave. Deuxième point. Je vous propose, au début de cette année, c'est-à-dire pendant un trimestre ou un peu plus d'un trimestre, de traiter, dans le prolongement de ce que nous avons fait l'année dernière, mais ceux qui, l'année dernière, n'étaient pas là, aucune importance, de traiter dans le prolongement de l'année dernière ce qui nous restait à faire et que nous n'avions pas eu le temps de faire. Je m'expliquerai un peu mieux tout à l'heure, mais ce qui nous restait à faire, c'était une certaine conception de l'appareil d'État, ou une série d'études et d'analyses sur l'appareil d'État. Une fois dit que je voudrais que ces analyses ne se réduisent pas à ce qui se passe actuellement, mais comportent et surtout débouchent sur ce qui se passe actuellement. Car chacun de nous est sensible que l'année commence à tout égard, et à cet égard en particulier, commence comme sombre et même très sombre. Alors donc, ça nous occuperait un certain temps, si ça vous convenait, ces analyses concernant l'appareil d'État en liaison avec ce qu'on avait fait l'année dernière. Ensuite, qu'est-ce qui se passerait? Ça dépendrait beaucoup de vous. Moi, je souhaite que des sujets viennent de vous. J'aimerais bien revenir, mettons, ça nous prendra ça, l'appareil d'État, ça nous prendra un trimestre ou au grand maximum un semestre, mais que le reste du semestre, on fasse à votre demande des choses sur des auteurs dont vous avez besoin. Moi, j'aimerais bien revenir, qu'on revienne aussi à des auteurs littéraires. Par exemple, on fait 3 séances ou 2 séances sur Beckett, on fait 2 séances sur quelqu'un d'autre, soit moi, soit un autre, suivant nos compétences à chacun. Et là, il faudrait que, ou bien des philosophes, ou bien des notions, tout ça, bon, enfin, on aura toujours de quoi faire. Mais ça implique que ce soit vous. Et puis tout, déjà pour l'appareil d'État, j'aurais très besoin de vous, parce que l'année dernière, une chose qui marchait bien, ça marche de mieux en mieux. Sur ce qu'on a fait l'année dernière, surtout à la fin, et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont apporté beaucoup de choses. Alors si ça pouvait se faire de la même manière pour l'appareil d'État. Donc aujourd'hui, je voudrais juste me contenter et de rappeler très brièvement ce qu'on avait fait l'année dernière, pourquoi l'appareil d'État s'enclenche là-dessus, et en même temps rassurer ceux qui étaient pas là l'année dernière, et qui se persuadent bien qu'il n'y avait aucun besoin de savoir ce qu'on a dit l'année dernière pour suivre cette année. Mais il faut juste qu'ils aient les principes de base de l'hypothèse dans laquelle nous étions. Alors c'est par là que je commence cette manière dont nous avons été amenés à poser
Mais on s'était bien gardé, on n'a pas eu le temps, heureusement, on n'a pas eu le temps de le résoudre le moins du monde, de poser un certain problème, qui nous paraissait être le problème de l'État. Qu'on puisse le poser de 1000 autres manières, ça va trop de soi. Mais nous, on avait été amenés à partir, et ça nous avait occupé toute l'année dernière à peu près, à partir d'une espèce d'opposition abstraite. Je dis bien abstraite parce que ça va de soi. Ce ne serait pas une objection de dire, mais concrètement, ça se mélange. Évidemment, ça se mélange. Et d'une espèce d'opposition abstraite entre ce qu'on appelait en gros la machine de guerre et ce qu'on appelait l'appareil d'État, où on lui donnait déjà un nom pour s'y repérer davantage, l'appareil de capture. Et on disait la machine de guerre et l'appareil de capture ou l'appareil d'État, c'est pas du tout pareil. Bon. Et c'était comme ça une hypothèse. La manière dont on essayait de développer cette hypothèse était ceci, que même historiquement, la machine de guerre a été, si on la prend vraiment à la lettre, la machine de guerre a été l'invention de l'organisation nomade. C'est eux qui ont inventé la machine de guerre. Je ne dis pas, comprenez tout de suite dans quel sens on va, je ne dis surtout pas qu'ils ont inventé les armées. Les armées, la machine de guerre, c'est sûrement lié, mais aucune raison de croire que c'est la même chose. Nous supposions que c'est l'organisation ou la composition nomade qui a inventé la machine de guerre. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? On avait déjà renoncé à choisir ce qui était le pire entre les appareils de capture, les machines de guerre, tout ça. Rien ne pouvait être très très bon dans tout ça. Mais ce qui nous frappait, c'était que s'il est vrai que les nomades ont inventé la machine de guerre, c'est dans des milieux précis, dans des conditions déterminées et dirigées justement contre les appareils d'État. Et que la machine de guerre, ça a été une espèce de riposte, de parade aux appareils d'État, aux appareils de capture. Même si les deux sont entrés dans des rapports très complexes et d'intimité très complexes, où par exemple les machines de guerre nomades ont formé des États, où les États se sont appropriés des machines de guerre, c'était pas notre sujet. Si, c'était notre sujet. Ça faisait partie des mélanges concrets qu'il fallait analyser concrètement. Mais du point de vue des oppositions polaires, c'est une espèce d'opposition abstraite. Je rappelle, parce que c'est ça qui nous a tenu toute l'année, on disait, ben oui, la machine de guerre, elle implique d'abord, la question, c'était pas de la définir par la violence. Pourquoi? Parce que la violence, vous en trouvez partout. Faudrait. Et à nos objets, cette année, évidemment, ce sera... il y a beaucoup d'auteurs, ce pas des sujets qu'on découvre, il y a beaucoup d'auteurs qui s'occupent de ça, mais à nos sujets cette année, ce sera à notre manière essayer de distinguer les formes, les types de violence. Exemple qui touche évidemment et qui touche beaucoup de problèmes historiques, la violence de police, c'est pas la même que la violence d'armée. La violence d'État, c'est pas la même que la violence de guerre. Non. Bien entendu, elles peuvent se mélanger. Mais enfin, nos oppositions polaires, elles consistaient en quoi? Elles consistaient à dire que la machine de guerre nomade se développe dans un type d'espace très particulier. Et là, on a insisté beaucoup, et ça m'intéressait. Et si je fais ce résumé là aujourd'hui, au lieu de commencer directement, c'est parce que j'exclus pas que grâce à vous, on ait besoin de revenir, alors de relancer, comme de reprendre à zéro une de ces notions. Si, entre-temps, certains d'entre vous y ont réfléchi, ont d'autres choses à amener. En tout cas, du point de vue de la première opposition polaire, j'arrivais à dire quelque chose comme ceci, ben oui, la machine de guerre nomade, elle se développe dans un espace qu'on pourrait appeler un espace lisse. Et les espaces lisses, c'est des espaces très particuliers. Et là-dessus, on était resté très longtemps sur la définition de l'espace lisse, tandis que l'on disait à l'autre pôle, l'appareil d'État. Toujours c'était très abstrait, ça. Toujours, forcément. À l'autre pôle, l'appareil d'État.
il opère et il organise un espace qu'il faudrait appeler un espace strié. Et strier l'espace est une opération fondamentale de l'État. Ne serait-ce que dans la mesure où déjà il organise une agriculture. Mais est-ce qu'il organise l'agriculture, l'État? Ça reste on verra. On verra. Ou s'il y a une agriculture qui s'organise sans État, je dis tout de suite que ce qui confirmera notre analyse d'un rapport intime entre l'appareil d'État et l'agriculture et l'espace trié, c'est précisément. L'appareil d'État, c'est lui qui crée l'agriculture. On verra. Donc on avait une première opposition polaire, espace lisse, espace trié. Là, je ne la reprends pas, même pour ceux. On verra si on est amené à la reprendre d'un autre point de vue que l'année dernière. Ça, c'était du point de vue de l'espace. Vous voyez, la machine de guerre développe une espèce d'espace lisse, c'est pas par hasard qu'elle se développe dans le désert, la steppe, la mer, etc., qui sont des types d'espaces lisses. Et c'est l'appareil d'État sédentaire passe son temps à strier l'espace, à organiser un espace strié, ce qui implique aussi des opérations d'une violence extrême, mais d'une violence d'État, justement. Deuxième point, non plus du point de vue de l'espace, mais du point de vue de la composition. Alors bien sûr, je préviens tout de suite, surtout pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, l'objection toujours possible, mais voyons l'espace lisse et l'espace strié, même si peu qu'on comprenne, ça n'empêche pas qu'ils se mélangent tout le temps. Oui, il y a une manière de strier la mer, bien que la mer soit un espace lisse. Tout le temps, bien sûr, et en plus les espaces striés de leur côté peuvent redonner des espaces lisses. D'accord, ça fait partie des mélanges concrets. Et à chaque fois, il fallait analyser ces mélanges concrets. Car ce n'est pas de la même manière qu'un espace strié redonne de l'espace lisse, ou qu'un espace lisse se fait strier. Par exemple, toute l'histoire de la navigation, c'est une certaine manière de strier l'espace maritime. Mais il y a des manières plus ou moins fermes. C'est évident que la navigation non astronomique n'arrive pas à strier la mer, comme la navigation astronomique a fait de la mer un espace strié. Pour tout ça. Deuxième opposition polaire entre les deux machines, entre la machine de guerre et l'appareil d'État. Disait, cette fois-ci, c'est du point de vue de la composition. Car il est bien connu que l'appareil d'État procède à une et à une, c'est ce que tout le monde rappelle, tous les manuels le disent, c'est une organisation ou composition territoriale. Dès le début, je disais, comme on aura besoin de ce thème, je le rappelle, là, d'accord, l'appareil d'État, il procède par une composition territoriale. Mais, d'une certaine manière, il ne faut pas prendre à la lettre ce mot. Car ça veut dire aussi bien que l'État, il est très profondément déterritorialisant. Pourquoi est-ce que ça va de soi? C'est parce que l'organisation territoriale des hommes, en d'autres termes, l'organisation sous un État, l'organisation territoriale des hommes se définit par ceci, qu'elle prend la terre comme objet de l'organisation. Par là même, elle opère une déterritorialisation. La terre a cessé d'être agent actif et devient objet. Objet de quoi? Objet de la production, de la circulation, des limites territoires, frontières, etc. Donc, quand on dit l'État est fondamentalement territorial, ça veut dire aussi bien qu'il est déterritorialisant, d'un autre point de vue. En tout cas, c'est une composition d'État et non pas exclusivement, mais avant tout territoriale. Tandis qu'on cherchait s'il n'y avait pas une composition propre à la machine de guerre, très particulière. Et on avait essayé de la trouver, et on disait, bah oui, ce qu'il y a de très nouveau dans la machine de guerre, c'est que c'est une composition des hommes tout à fait naturelle. Et à ma connaissance, c'est important parce que depuis qu'il y a des hommes, ils n'ont trouvé que 3 manières de se composer entre eux. La machine de guerre, elle opère par une composition des hommes non plus du tout territoriale, forcément, puisque dans l'espace lisse, elle se balade tout le temps. Elle est nomade. Elle a un espace d'ubiquité. Elle a un espace, oui. Et la machine de guerre, elle procède à une composition arithmétique des hommes. Et l'idée d'organiser les hommes arithmétiquement, c'est très très utile.
Il disait il faut comprendre ce que ça veut dire une composition arithmétique des hommes. C'est très simple. La composition arithmétique des hommes, on en avait trouvé trouvé la source dans un point qui paraissait insignifiant. Qu'est-ce qui va se passer? Dans un point qui paraissait très de détail, à savoir les nécessités de l'ordre des marches et des déplacements dans le désert. C'était simple. Et la Bible nous avait donné 100 fois raison, 1000 fois raison. Moïse hérite des nomades l'organisation numérique dans le fameux livre Les Nombres et l'organisation numérique des hommes. Il l'hérite des nomades. Pourquoi faire? Précisément quand il s'agit de se déplacer dans le désert. Et comme par hasard, il se retrouve, en un sens sans l'avoir voulu, ça qui est curieux, il se trouve, plus ou moins malgré lui, comme ayant constitué une machine de guerre. Donc le livre des Nombres était pour nous un livre tout à fait important l'année dernière. Mais vous voyez, là aussi, il faut tout le temps tenir compte des mixtes concrets. Je veux dire, ça va de soi qu'on va me dire, mais quoi? Les États aussi, ils attachent beaucoup d'importance à la composition arithmétique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va me dire les nomades, mais ils ont aussi des principes de territoire. Évidemment, évidemment. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est au point de vue de Paul, dégagé d'une manière suffisamment abstraite, l'autonomie, le primat d'une organisation arithmétique des hommes dans la machine de guerre nomade et le primat d'une composition territoriale des hommes dans l'appareil d'État. Une fois dit que, par conséquence et au niveau des conséquences, les formules mixtes seront nombreuses. Ça, c'était notre second point de vue. Après une opposition polaire des espaces, une opposition polaire de la composition. Notre troisième point de vue concernait l'activité. Et on disait, c'est pas du tout le même type d'activité, encore que les deux types d'activités vont se mélanger dans des mixtes concrets. C'est pas le même type d'activité. Parce que l'appareil d'État, il a inventé un mode d'activité très très curieux et qui allait pas de soi. Et ce mode d'activité, là, ça, je ne l'avais pas développé l'année dernière, parce que si je l'avais développé sur certains points, mais on le retrouvera d'un autre point de vue, ce problème. C'est pour ça que j'ai besoin de cette récapitulation. Parce qu'il y a des choses qu'il faudra développer du nouveau point de vue de cette année. Le mode d'activité que l'appareil d'État invente et impose, c'est le travail. Et le travail, c'est pas n'importe quelle activité. Je veux dire, c'est un mode, ça se définit pas simplement par l'objet sur lequel il porte, les moyens qu'il emploie, les outils, par exemple. Ça se définit, c'est véritablement un mode d'activité très particulier. Or, une de nos hypothèses l'année dernière, c'était que le travail ne peut surgir. Oui, je dis presque là pour lancer une... pour ceux qui savent, je reviendrai là-dessus, il ne faut pas vous inquiéter que ceux qui ne savent pas, ça n'a aucune importance. Ceux qui connaissent et qui ont bien à l'esprit la distinction marxiste du travail et du surtravail. Une hypothèse que je voudrais justement approfondir, ou essayer d'approfondir cette année, c'est que c'est le surtravail qui constitue le travail. C'est le surtravail qui est constitutif du travail. C'est-à-dire, c'est le surtravail qui fait de l'activité un travail ou qui soumet l'activité à la règle du travail. Si bien que là, on comprend mieux le lien, si cette hypothèse est vraie, on comprend mieux que le travail appartient fondamentalement à l'appareil d'État. C'est l'appareil d'État qui fait travailler les gens. Il n'y a pas de travail hors de l'appareil d'État. Il y a d'autres choses, il y a d'autres activités, mais le travail, il n'a jamais épuisé. Et je dis ça déjà parce qu'on aura alors à affronter ces problèmes. Là, je tiens à faire d'autant plus cet hommage qu'actuellement ils sont tous en prison, presque tous. Ça me paraît être l'apport le plus considérable. Ça me paraît être l'apport le plus considérable des autonomes italiens, à commencer par Tony Negri, d'avoir poussé très très loin une analyse
marxiste mais nouvelle du travail dans l'État. Et étant bien placé, c'est-à-dire parce que le cas de l'Italie étant très très particulier quant au problème moderne du travail, là je crois qu'ils ont poussé une pointe d'analyse à la fois marxiste et complètement nouvelle, qui ne s'oppose certes pas, qui sera d'une grande importance pour nous dans les formes nouvelles du travail et les rapports nouveaux du travail avec l'appareil d'État. Donc on aura à parler de tout ça. Voilà. Je dis donc, vous voyez, cette troisième bipolarité, c'est l'activité devient travail en rapport avec l'appareil d'État. Et c'est pas par hasard, il y a un lien fondamental entre l'homme d'État et le travailleur. Ce qui ne veut pas dire que l'homme d'État travaille. Ça veut dire qu'il y a une complémentarité du travailleur avec l'homme d'État. Et que le problème du travail est toujours posé en rapport avec un appareil d'État, même quand ça n'apparaît pas, et inversement. Or, le travail, il fallait encore le définir d'une certaine manière. Alors, c'est quel type d'activité le travail? Je disais, c'est pas le travail qui peut se définir par l'outil, pour une raison très simple, c'est que c'est juste le contraire. À savoir, c'est l'outil qui se définit par le travail. C'est quand il y a travail que ce dont l'activité se sert peut être donné à un outil. Donc, on pourrait dire le contraire. Oui, à ce moment-là, c'est un autre problème. On pose autrement le problème. Nous, on en était arrivé à poser le problème de cette manière. Impossibilité de définir le travail par l'outil, c'est le contraire. L'outil, encore une fois, la lettre, on pourrait donner comme définition de l'outil. L'outil, c'est ce dont se sert l'activité lorsqu'elle est déterminée comme travail. Alors, comment définir le travail, puisqu'on ne peut pas le définir par l'outil? On disait finalement, le travail, c'est centre de gravité déplacement. Centre de gravité déplacement de force. C'est facile, c'est pas... Déplacement linéaire. Centre de gravité, déplacement linéaire. Vous voyez que tout s'enchaînait. Je tiens à faire cette récapitulation encore une fois pour essayer de dire qu'en effet, on a fait un ensemble, finalement, malgré nous, assez cohérent. Pourquoi tout s'enchaîne? Vous voyez bien que le problème centre de gravité, déplacement linéaire de force, ça renvoie à quoi? Moi, j'ai même pas besoin de m'expliquer pour dire que c'est un facteur très profond de striage de l'espace, que ça constitue un espace strié. Bon. Force par déplacement égale travail. Et le travail, c'est quoi? C'est irréductiblement un concept social et physique. Et c'est pas par hasard que c'est en même temps, dans la physique du 19e, que se fait ce concept physico-sociologique de travail. Le travail, comme vous le trouvez dans tous les manuels de physique à l'usage du bachot, vous voyez, les rapports poids-hauteur, force-déplacement, et puis l'élaboration du statut du travail, en même temps, au 19e siècle, et par les mêmes gens. Et là, certains d'entre vous nous avez apporté des textes très fondamentaux sur les ingénieurs du 19e, qui sont précisément à la charnière de l'élaboration du concept physique de travail et du concept sociologique de travail. C'est les mêmes. C'est du côté des mines, de l'école des mines, c'est du côté de toutes sortes d'écoles d'ingénieurs, c'est une des tâches de l'ingénieur civil, cette double élaboration du concept physique et du concept sociologique. Tandis que du côté de la machine de guerre, je crois que l'activité, bien sûr, dans la machine de guerre, on travaille aussi. Ça va de soi qu'on travaille. On ne peut pas dire qu'il ne travaille pas. On peut dire qu'il travaille, oui. Mais là aussi, ça fait partie des mixtes concrets. Tout le monde travaille. Bon, d'accord, c'est pas ça qui nous intéresse, encore une fois. Ce qui nous intéresse, c'est dégager des pôles ou des potentialités prévalentes, des prévalences, des préférences, des primats. Alors, au niveau des formules mixtes, tout se mêle par définition, forcément. Mais ça n'empêche pas que la machine de guerre, elle ne se définit pas. Même si elle comporte du travail, ce n'est pas un de ses éléments constitutifs. Pourquoi? Parce que l'activité qu'elle règle est d'un autre type que travail, où elle ne règle pas l'activité sur mode du travail. Elle le règle sous quelle forme? Je disais, en employant des mots de la physique du XVIIe et du XVIIIe siècle,
c'est beaucoup plus sous la forme action libre, à condition de ne pas donner à libre un sens démocratique, mais à lui donner un sens physique. Et l'action libre, c'est quoi? C'est très étudié dans la physique du XVIIe, du XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, précisément, il y aura la grande distinction entre l'action libre et le travail. Distinction purement physique, purement de sciences physiques. Et le type de l'action libre, on l'avait trouvé, donc je ne vais pas pousser trop en détail cette récapitulation, dans un modèle presque, un modèle privilégié, à savoir un mouvement tourbillonnaire qui occupe simultanément un maximum de points de l'espace. C'est pas par hasard que le mouvement qu'invoque la machine de guerre est toujours de ce type, et très fréquemment de ce type. Depuis le tourbillon des tribus nomades jusqu'au caractère tourbillonnaire des machines de guerre à proprement parler, dès les Grecs, à savoir des Démocrites, Archimède, etc., le mouvement tourbillonnaire apparaît toujours lié au thème de la machine de guerre. Non, pas toujours, souvent lié au thème de la machine de guerre. Là encore, je retrouve mes points, parce qu'un mouvement tourbillonnaire dont les points occupent un maximum de positions dans l'espace, je demande problème, de quelle nature est cet espace? C'est évidemment un espace. C'est évidemment un espace. Le mouvement tourbillonnaire, il trace un espace lisse. Au contraire, le critère du travail dont on a vu que c'était centre de gravité, déplacement linéaire de la force, définit un espace triple. Donc tout allait bien pour nous l'année dernière. Le principal, c'est que ça dure, ça dure. Voilà, c'était le troisième point. J'espère que ce n'est pas inutile cette récapitulation. Je voudrais aller plus loin. Quatrième point. Là aussi, on avait une quatrième opposition bipolaire du point de vue de l'expression. Et on disait, l'appareil d'État, voyez, puisque on pressent de plus en plus qu'en effet, il est en rapport très fondamental avec le travail, ou plutôt le travail est en rapport très fondamental avec lui. L'appareil d'État, vous comprenez, c'est pas très compliqué. Ces éléments fondamentaux d'expression, c'est quoi? Je dirais, ou d'action-expression, oui, plutôt action-expression. C'est outils et signes. Et après tout, ça nous donne une nouvelle direction. Tiens, alors, il y aura un rapport fondamental entre les outils et les signes. En effet, tout le monde le sait, il n'y a pas d'appareil d'État sans appareil d'écriture. Et quand il s'agit d'organiser le surtravail, quand il s'agit de faire travailler les gens, il y a toute une bureaucratie. Il n'y a pas de travail sans bureaucratie de travail. Et la bureaucratie, c'est quoi? Ça implique toute une comptabilité, tout un système d'écriture. Et c'est un véritable couple de notions que constitue signe, outil, au niveau de l'appareil d'État. Au point que c'est même la plus forte unité de l'homme d'État et du travailleur. L'homme d'État émet des signes, tandis que le sujet agit de ses outils. Alors là aussi, il y a toutes sortes de combinaisons. Mais la nécessité de l'écriture est inscrite dans le travail. Tout comme la nécessité des outils est inscrite dans les systèmes sémiologiques, dans les systèmes de signes. Et les premiers signes, c'est des signes du type « allez-y ». Vous êtes prêts? Allez-y, au boulot. C'est ça les grands signes. Ça, on avait vu une autre année à savoir que le fond du langage, c'est le mot d'ordre. Bon, et du côté de la machine de guerre, là encore, vous êtes déjà habitué à ce mode de raisonnement, qu'on ne nous objecte pas, il y a aussi des signes et des outils, c'est évident, il y a des signes et des outils. Bien plus, c'est la même chose, bien sûr, il y a des signes et des outils dans la machine de guerre aussi, mais pour elle, c'est pas ça l'essentiel. Bien plus, quand il y a des signes et des outils dans la machine de guerre nomade, elle se contente très volontiers d'emprunter les signes aux appareils d'État voisins.
Pas tellement besoin d'écriture. Je s'en passe très volontiers. L'année dernière, j'avais pas les renseignements nécessaires, donc j'ai pas pu, par exemple, il y a un cas très beau, mais comme j'y comprends rien, je le cite pour mémoire. Par exemple, dans la machine de guerre mongole, il y a une très très drôle d'écriture où ils empruntent l'écriture chinoise, ou bien des modes d'écriture encore plus bizarres, et ils font la transcription phonétique de leur langue en caractère chinois. Ils n'ont pas besoin d'écriture spéciale. Ils n'ont pas besoin. Les outils, oui, bien sûr, ils ont des outils comme tout le monde. Oui, ils travaillent, ils ont des outils. Mais je dis, c'est pas ça qui les définit. Tandis que vous comprenez, c'est le point que je voudrais qu'il soit très clair pour vous. Tandis que outil signe, ça c'est un des caractères définitionnels, déterminants de l'appareil d'État. Tandis que bien sûr, vous en trouvez dans la machine de guerre. Mais c'est pas ça qui la détermine, c'est pas ça qui la définit. Et quel est le couple? Et on cherchait toujours, pour être plus clair, uniquement pour des raisons de clarté, alors de symétrie, on cherchait la machine de guerre, il faudrait qu'on trouve un couple distinct pour mieux comprendre, et on l'obtenait ce couple distinct, comme disait la machine de guerre. C'est un très très bizarre couple. C'est armes-bijoux. Armes et bijoux. Bijoux, pourquoi que ça venait là? Ben d'abord parce que ça nous plaisait, puis ça nous a permis d'avancer sur beaucoup de points. Armes, je fais la même remarque tout à l'heure la remarque que je faisais tout à l'heure pour l'outil. À savoir, arme, qu'est-ce qui va définir arme? Si vous essayez de définir arme-outil pris en eux-mêmes, vous n'y arrivez pas. C'est les mêmes, c'est la même chose. Une fourche, même une fourche de paysan, bon, une fourche de paysan, c'est une arme ou c'est un outil? Ça dépend ce qu'il en fait, hein. Il y a eu bien des guerres qui se sont menées avec des armes qui étaient des outils paysans. Pendant longtemps même, la distinction arme-outil a été extraordinairement latine. Donc c'est pas au niveau des objets qu'on peut faire une distinction arme-outil, c'est au niveau de quoi? Ce qui nous confirme, c'est que c'est toujours au niveau du type d'activité. Il y aura arme par opposition à outil, lorsque, au lieu d'être pris comme objet d'une activité définie comme travail, c'est-à-dire comme centre de gravité, déplacement de la force, le même objet sera pris dans l'autre type d'activité, l'activité tourbillonnaire occupant le maximum de points dans un espace lisse. C'est pour ça que les armes sont fondamentalement projectives. Et que le geste de l'arme, c'est toujours un geste tourbillonnaire qui quitte les dimensions du centre de gravité, les exigences du centre de gravité. Bon, mais enfin tout ça, ça dit pourquoi bijoux? Parce que vous comprenez où ça se compare, les signes d'écriture et les bijoux. C'est pas bijoux simplement, bijoux c'était un mot commode. En fait, c'est tout ce qui est le domaine de la décoration et de l'orfèvrerie. Orfèvrerie, décoration. Or, ce qui nous avait frappé, je le rappelle ici, parce qu'on en aura peut-être à nouveau besoin, c'est que l'orfèvrerie et la décoration forment un système qui ne jouit pas d'un degré d'abstraction moindre que les signes d'écriture, même phonétiques. Seulement, c'est à la lettre une machine abstraite complètement différente. C'est pas moins abstrait. L'abstrait de la décoration, de l'orfèvrerie, a une puissance au moins égale à la puissance des signes les plus abstraits. Mais c'est une toute autre organisation. Et notamment la décoration, l'orfèvrerie et la joaillerie ne constituent pas une écriture. C'est presque, si vous voulez, la sémiotique des armes, alors que l'écriture, c'est la sémiologie de l'outil. En même temps, je retire cette formule parce que justement, comme elle est trop facile, mais c'est juste pour essayer d'éclaircir. Voilà. Alors bien sûr, objection mineure aussi, mais il y a des bijoux dans les États. Évidemment, il y a des bijoux dans les États. Seulement, ils ont une drôle d'histoire dans les États. C'est dans les machines de guerre que les bijoux ont toute leur, si j'ose dire, toute leur splendeur. Parce que c'est les vrais signes de la machine de guerre. Dans les États, ils n'ont plus des utilisations dérivées, comment dire, décadentes, dégénérescentes. On parle même par bijoux, alors il y a des langages de bijoux. Les langages de bijoux, c'est pas ça du tout, c'est pas ça.
La force de la joaillerie, la force de la décoration, la force de l'ornementation, c'est encore une fois diriger un système d'abstraction non moins grand que les signes les plus abstraits, et pourtant d'être d'une abstraction complètement différente qui se propose à tout autre objet. Bon, ça c'était notre quatrième point du point de vue de l'expression, donc armes-bijoux. Le couplage armes-bijoux de la machine de guerre et le couplage outils-signes de l'appareil d'État. Enfin, du point de vue de l'émotion, machine de guerre et appareil d'État mettant en jeu des émotions, on avait essayé, on verra si, mais peut-être ce sera plus tard dans l'année à propos de certains auteurs, qu'on pourra reprendre ce thème ou le développer autrement. On avait essayé de distinguer deux sortes d'émotions. Les sentiments, qui renvoyaient à la fois au thème d'un développement et d'une formation, et qui étaient vraiment les émotions circulant dans le milieu de l'appareil d'État. Du travail, des signes, etc. Et d'autre part, quelque chose qui est d'une autre nature. Bien que nous ayons les deux à la fois, tantôt. Et d'autre part, les affects. Les affects qui, eux, sont les émotions propres à la machine de guerre. Et dans les deux cas, il ne faut pas non plus la choisir ou la pire violence. Tout ça, c'est très violent. Ou bien, c'est pas violent du tout. Ça dépend. Je veux dire que dans la machine de guerre, il y a une autre pitié. Il y a une autre justice. Il y a une page de Kafka admirable sur l'opposition des deux pitiés, des deux justices. Un auteur dont j'ai beaucoup parlé l'année dernière, à savoir Dumézil, a beaucoup développé cette différence entre la justice de l'homme de guerre ou son injustice, en tant que très différente de la justice ou de l'injustice de l'homme d'État. C'est ni la même pitié, ni les mêmes grâces, ni c'est pas du tout le même système émotif. Dans un cas, par commodité, on parlait d'affect. Et dans l'autre cas, on parlait de sentiment. Enfin, du point de vue de la violence, et ça, on l'avait à peine entamé. Du point de vue de la violence, encore une fois, c'est bien pour ça qu'on ne peut pas dire que la machine de guerre soit plus terrible. Si terrible qu'elle soit, elle n'est pas plus terrible que l'appareil d'État. Est-ce qu'on peut dire que l'armée, qu'une armée, si portée à l'absolu soit-elle, qu'une armée mondiale soit plus terrible qu'une police mondiale? Il n'y a aucune raison de confondre ces notions. Il n'y a pas lieu de penser que la machine de guerre procède de la même manière que la police. L'appareil d'État, lui, il a besoin d'une police, bien avant d'avoir besoin d'une armée. Il y a des choses très curieuses dans ce qu'on peut pressentir de certains États archaïques, comme ayant déjà une police et une bureaucratie développées, mais n'ayant pas encore d'armée, semble-t-il, d'armée à proprement parler. Et quelle serait la différence entre ces types de violence? La violence de guerre, peut-être qu'en un sens, on n'a pas de pire. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la violence d'État? Certains auteurs modernes ont inventé un concept pour rendre compte de cette violence d'État, à savoir le concept de violence structurelle. Il faudra nous demander qu'est-ce qu'on peut appeler une violence structurelle. En tout cas, la violence structurelle, c'est elle qui repose sur la police ou qui n'a besoin que d'une police. Tout se passe comme si elle était sur le mode du déjà là. Elle est toujours déjà là. Elle est toujours comme appliquée, elle se présuppose constamment elle-même. D'une certaine manière, elle peut dire, mais moi j'y suis pour rien, je ne suis pas une violence. Tandis que la violence de la machine de guerre, c'est la violence qui perpétuellement arrive et ne cessera d'arriver. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pour clore cette énumération de... Il y aurait donc, en fin de compte, à distinguer deux violences, de la machine de guerre et de l'appareil d'État, comme on a distingué les autres pôles. Et il y a une chose qui me paraît très très frappante, à l'issue justement là aussi de certaines remarques en passant de Dumézil.
Dumézil dit par-ci par-là, dans des textes très très courts, hélas, que du point de vue de la mythologie, ce serait très intéressant d'étudier le rôle que même dans les mythologies ont le double personnage du policier et du geôlier. Et que surtout, c'est pas du tout le même rôle, même mythique, même dans de très vieux mythes, c'est pas du tout le même rôle que celui de l'homme de guerre. Et Dumézil insiste sur ceci, on en avait un tout petit peu parlé l'année dernière, je crois, le caractère très souvent dans les mythes, dans la mythologie de la souveraineté politique. Il insiste beaucoup sur le caractère mutilé de l'homme d'État. Le caractère mutilé de l'homme d'État au point qu'il explique qu'il y a une alternance entre deux types d'hommes d'État et que cette alternance entre les deux types d'hommes d'État, entre les deux grands souverains politiques, est souvent représentée comme une alternance du borgne et du manchot. Le borgne et le manchot. Dans la mythologie scandinave et germanique, vous avez Odin le borgne et Tyr, T-Y-R, le manchot. C'est les deux pôles de la souveraineté politique. Chez les Romains, vous avez Horatius Coclès et Scaevola. L'un est borgne, l'autre manchot. C'est un thème très très fréquent, ça. Le borgne et le manchot. C'est intéressant parce que le borgne, vous comprenez, c'est l'homme du cygne, hein, par parenthèse. De son œil unique, hein, il aimait. Et en effet, dans les mythologies, là, le dieu borgne, c'est celui qui aimait les signes à distance, qui avec un signe frappe de stupeur. Il surgit, son œil clignote, c'est la stupeur. C'est le signifiant. Le manchot, c'est l'homme du travail. Hein. Le manchot, c'est généralement le chef de celui ou des personnages étranges dans les mythologies, dans beaucoup de mythologies qui apparaissent comme les 100 mains, mais pas 100 S-A-M-S, 100 C-E-N-T. Celui qui n'a qu'une main est en même temps le directeur de ceux qui ont toutes sortes de mains. Bon, voilà que l'homme d'État est une espèce de mutilé mais le travailleur aussi, c'est une espèce de mutilé. Très curieux en quel sens. Et tous, en tant qu'on est dans un État, on est des mutilés. Je veux dire, je ne veux pas du tout faire de l'anarchisme facile, mais indépendamment de Dumézil, je me rappelle un texte que je trouve très beau du romancier allemand, pourtant ambigu, Jünger. Jünger, dans son roman Les abeilles de verre, dit ceci, il dit, c'est quand même curieux, quand je lis Homère et les récits de combat entre les héros homériques, je ne vois jamais le moindre récit de mutilation. C'est quand même exagéré, vous me direz que dans les récits de guerre, on en voit. Bon, mais ça laisse ce problème. Dans Homère, on ne voit pas ça. Et en effet, les dieux de la guerre, c'est très curieux, ne sont pas mutilés. En revanche, les dieux du travail sont tous mutilés. Ils boitent, ils n'ont qu'une main, ils n'ont qu'un œil. Et Jünger dit une formule que je trouve très bonne, il dit, vous comprenez, dans le travail, on a l'habitude de croire qu'il y a des accidents du travail, à savoir, et c'est vrai qu'il y a des accidents du travail. Mais bien plus profondément, ce qui est terrible dans le travail, c'est que la mutilation précède l'accident. Or, ça vaut parfaitement dans le couplage, appareil d'État, travail. La mutilation, elle est comme déjà faite. La mutilation, elle précède l'accident. La mutilation, elle est déjà dans la posture. Le
Alors, c'est pas pour dire que les mutilations de la guerre sont un plaisir ou valent mieux. Encore une fois, certes pas. C'est pour dire qu'il y a peut-être un régime de la violence, et pour suggérer qu'il y a peut-être un régime de la violence tout à fait différent. Alors, à ce point, voilà à peu près ce qu'on avait fait. J'ajoute que perpétuellement, on avait eu le souci des... Ils ne cessaient pas de communiquer, et comment? Et on avait essayé de préciser le milieu de communication. Et on avait dit, et là ça m'intéressait bien, ça on n'avait pas beaucoup développé, mais on ne redéveloppera pas, parce que je ne sais pas, à moins que vous le vouliez. La communication, c'est quelque chose qu'on appelait la matière-mouvement. C'est une seule et même matière-mouvement sur laquelle les appareils d'État, les machines de guerre sont branchés. Et par matière-mouvement, il ne faut pas seulement entendre l'inerte, l'inanimé. La matière-mouvement, ça peut très bien être une matière humaine. C'est finalement, en se servant, en empruntant le mot à la biologie, c'est ce qu'on proposait d'appeler un phylum. P-H-Y-L-U-M. Un véritable phylum qui traverserait et les machines de guerre et les appareils d'État, c'est-à-dire sur lesquels les uns et les autres seraient branchés, et auxquels les uns et les autres, machines de guerre et appareils d'État, n'emprunteraient pas les mêmes caractéristiques. Mais un même phylum traverserait tout ça. Un même phylum inanimé, animal et humain. Et ce phylum, par nature, lui, il ne serait plus ni nomade comme les machines de guerre, ni sédentaire comme les appareils d'État. Il serait fondamentalement, et c'était pour nous l'occasion de distinguer ce troisième concept, il serait fondamentalement itinérant. Et la situation de l'homme par rapport à ce phylum, ce serait précisément l'itinérance. Et ce phylum qui traverserait à la fois les appareils d'État et les machines de guerre, et qui serait l'objet d'une espèce d'itinérance, il nous semblait mettre en jeu tout l'ensemble d'un problème qui nous avait longtemps retenu, à savoir le problème de la métallurgie et de l'histoire de la métallurgie. Comme si cette espèce de phylum sur lequel tout était branché était fondamentalement métallurgique. C'est-à-dire, ce qui ne veut pas dire inanimé, mais comporter à la fois les métaux et ceux qui suivent les métaux, à savoir les forgerons itinérants et les filons métallurgiques. Bon, est-ce que ça vaut encore aujourd'hui? Certainement, il y aura affaire avec le phylum. Il y a tout un phylum du pétrole. Qu'est-ce qui se passe quand le phylum du pétrole s'enfonce dans la mer, c'est-à-dire quand le pétrole devient maritime? Qu'est-ce que ça va impliquer pour les espaces, pour l'espace maritime aussi, ça? Ça, c'est des problèmes qui nous restent pour cette année, mais c'est pour dire que cette histoire de phylum, elle nous reviendra peut-être. Bon, et ce phylum, il avait son espace propre. C'était plus ni un espace lisse comme la machine de guerre, ni un espace strié comme tout ça. C'était un espace qu'on avait essayé de définir, et puis ça nous avait plu, alors mais c'est pas, ça peut être autre chose, on peut trouver autre chose. On s'était dit, tiens, c'est un espace troué. Et en effet, l'espace minier, c'est un espace troué, c'est l'espace du sous-sol. Et c'est un espace troué qui troue aussi bien les espaces lisses que les espaces striés sédentaires. C'est un espace qui fout ses trous partout, là, et qui souterrainement traverse des choses. Et c'est peut-être lui qui détermine en fin de compte tous les mélanges concrets entre les deux pôles. Bon, alors voilà. Et dans tout ça, on en tirait enfin une conclusion. La conclusion qu'on tirait de tout ça, c'était, on ne sait pas très bien ce que c'est que l'appareil d'État, mais en tout cas, si on nous accorde les caractères qu'on a essayé de dégager en définissant l'appareil d'État, ça devient un mystère prodigieux. D'autant plus prodigieux, comment ça a pu se faire, pareille chose. D'autant plus prodigieux qu'au moins, on ne sait qu'une chose, il ne dérive pas de la machine de guerre. C'est pas la machine de guerre qui peut l'expliquer. En effet, si tous les caractères abstraits de la machine de guerre, y compris son espace, y compris sa composition humaine, y compris ses moyens, etc.,
s'oppose point par point au caractère de l'appareil d'État, on peut au moins en conclure non. Toute explication qui essaierait d'engendrer l'appareil d'État à partir d'une machine de guerre préexistante, pour nous, elle peut être très satisfaisante pour d'autres qui posent autrement le problème, ça devient leur affaire. Pour nous, dans notre position du problème, c'est devenu impossible. Comprenez-moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas même un problème fondamental. Le problème fondamental, c'est qu'au point où on en est, on se dit, nous ne savons pas du tout comment une chose, comme l'appareil d'État a pu se constituer. Ça, on ne le sait pas. Mais, si c'est constitué, ce n'est pas par la machine de guerre. La machine de guerre, elle a même un but fondamental premier, à savoir détruire les appareils d'État. Comme on dit, elle est directement dirigée contre le phénomène d'État, le phénomène urbain, le phénomène agricole. Alors bien sûr, elle s'intègre là-dedans, mais elle s'intègre à un second titre. Et on verra comment elle s'intègre et pourquoi elle s'intègre. Mais enfin, c'est pas elle qui l'explique. Pour que la machine de guerre s'intègre à l'appareil d'État, encore faut-il qu'il y ait un appareil d'État. C'est pas elle qui explique l'appareil d'État. Et en effet, à l'autre bout, on peut se dire, mais oui, tout ce qu'on sait des plus vieux appareils d'État, ou tout ce que l'archéologie nous révèle sur les plus vieux appareils d'État, semble bien confirmer qu'ils ne disposent pas d'armée. Encore une fois, ils ne disposent pas de machines de guerre. Ils disposent d'une bureaucratie déjà. Je parle des États les plus anciens, on viendra là-dessus. Ils disposent déjà d'une bureaucratie, ils disposent déjà d'une police, ils disposent déjà de prisons, ils disposent de bien des choses, mais bizarrement, ils ne disposent pas de machines de guerre, ni même d'armée à proprement parler. Si bien que la question fondamentale de l'État, si on se l'accorde, encore une fois notre problème ça va être, mais alors d'où ça peut venir encore une fois? Si nous sommes amenés, nous pour notre compte, à dire non, pour des raisons qu'on essaie de dire, on refuse toute explication qui dériverait l'appareil d'État d'une machine de guerre ou de la guerre. Le problème qui nous retombe dessus, c'est qu'en revanche, deviendra, une fois dit qu'il y a des machines de guerre qui se proposent et qui sont d'abord dirigées contre les appareils d'État, un des problèmes fondamentaux de l'appareil d'État, ça va être comment s'approprier la machine de guerre. Mais encore une fois, ce problème, il peut se poser que s'il y a des appareils d'État. Alors ça, oui, il y a un problème. Il y a un problème énorme, et qui traversera tous les États. S'ils ne s'approprient pas la machine de guerre, ils sont perdus. Et comment expliquer autrement la disparition brutale d'un certain nombre d'États très archaïques, dont l'archéologie nous affirme qu'ils disparaissent comme du jour au lendemain, qu'ils ne laissent plus aucun souvenir, qu'ils sont rasés, et qu'ils ne réapparaîtront que des siècles après sous d'autres formes. Sinon parce que, sans doute, ou une des raisons invoquées par les archéologues est que justement, ils se trouvent complètement liquidés par des machines de guerre nomades, à un moment où ils ne se sont pas du tout encore appropriés la machine de guerre. Si bien que ce sera un problème vital pour l'État. S'approprier la machine de guerre avec un inconvénient, c'est que cette machine de guerre leur donnera toujours énormément de soucis. Et qu'ils s'en méfieront énormément. Et qu'ils seront toujours amenés à donner à cette machine de guerre un pouvoir immense. En même temps, à contrôler, à se demander comment contrôler cette machine de guerre. Et je veux dire, dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis là juste, pour en finir avec ce résumé, non, j'ai déjà dépassé le résumé de... Dans l'histoire, comment ça s'est fait? On voit bien qu'il y a comme deux grands pôles de tentatives par lesquelles l'appareil d'État se fait une machine de guerre. Il y a le pôle, en gros, je dis le pôle mercenaire, et le pôle armé. Armée nationale, entre guillemets, puisque je parle d'époque où le mot nation est évidemment anachronique. Armée d'État, si vous voulez. Mercenaires employés, mercenaires payés, ou armée
territoriale, armée venue du territoire d'État. Or, dans les deux cas, c'est terrible, hein, vous savez. Que ce soit le système du mercenariat ou le système de l'armée territoriale, c'est les deux manières. Je dirais que la première manière consiste à encaster, à la lettre, encaster une machine de guerre dans l'appareil d'État. La seconde manière est évidemment beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe. Elle consiste pour l'appareil d'État à s'approprier une machine de guerre. Je dirais que les armées d'État ou les institutions militaires n'ont rien à voir avec une machine de guerre. Dans mes définitions, comme ça, c'est par commodité. Mais les armées et institutions militaires sont la forme sous laquelle les appareils d'État s'approprient une machine de guerre et la mettent à leur service. Donc jamais je n'identifierai machine de guerre et institution militaire. Si vous voulez, la machine de guerre, elle me paraît en effet, conformément aux hypothèses précédentes, beaucoup plus du côté des nomades sans État, mais avec une forte machine de guerre, que du côté des appareils d'État. Les appareils d'État s'approprient la machine de guerre, en font des armées, en font l'institution militaire. Alors, mais ces deux pôles, encaster ou s'approprier, vous voyez, le maximum d'appropriation surgira très tardivement avec les formes de conscription nationale. Mais on trouvera toujours le problème, même très tardivement et même encore maintenant. Armée de métier, armée de nation. Armée de métier, armée du peuple, on trouvera ça partout. Il y aura toujours ces deux pôles, hein, de corps spéciaux, les fameux corps spéciaux qui animent singulièrement les armées modernes, et puis la conscription nationale. Tout ça, ça jouera dans des problèmes politiques à l'intérieur de l'État qui sont des problèmes fondamentaux. Bien. Mais alors, dans les deux cas, je dis que c'est pas le seul problème d'ailleurs, parce que si on réduit le rapport appareil d'État machine de guerre, comment est-ce qu'il peut l'encaster sous forme du mercenariat ou se l'approprier sous forme de l'armée dite nationale? Si on réduit le problème à ça, on laisse échapper toutes sortes de choses. Parce qu'en fait, le vrai grand problème, c'est quoi? C'est que c'est pas tant la formule à choisir, c'est que de toute manière, mercenaires ou soldats dits nationaux, faut bien en faire quelque chose, faut bien les prendre dans le système de l'appareil d'État. Sinon, ils se retournent vite contre l'appareil d'État. Alors comment? Il y a une solution en gros universelle, mais dont les figures concrètes sont très variées, à savoir, il faudra bien leur donner des terres. Il faudra bien, la lettre, les territorialiser. Il faudra bien leur accorder des terres, soit sous forme de colonies, soit des terres intérieures. Mais qu'est-ce que ce sera? Le statut de ces terres militaires dans l'appareil d'État. En d'autres termes, je crois que c'est moins par la forme technique, mercenariat, armée territoriale, que par les corrélats financiers, économiques et territoriaux, distribution des terres, système des impôts, code des services, que les appareils d'État arriveront à s'assimiler des machines de guerre, toujours avec un risque, encore une fois, que les machines de guerre se reforment contre eux. Et là, c'est pas pour nous le jour de notre bonheur, c'est pas encore le jour de la révolution, ce jour-là. Les machines de guerre se retournent contre des appareils d'État, c'est peut-être des moments très ambigus, ça peut se faire sous forme de certains mouvements révolutionnaires. Mais ça se fait aussi pendant toute condition. Et ça, on aura aussi à essayer de le voir cette année. En tout cas, je dis, ce problème d'une appropriation par l'État de la machine de guerre est d'autant plus important qu'il y a une question qui parcourt tout
toute l'histoire, toute l'histoire, du moins pour les historiens qui s'intéressent à la formation et au développement du capitalisme. La question, elle est toute simple. Comment ça se fait que le développement du capitalisme soit passé par le pôle État? Alors qu'il y a dans le capitalisme tellement de choses qui vont contre l'État, qui vont même en fonction d'une abolition des États. Comment ça se fait que le capitalisme est triomphé par les États et par l'intermédiaire des appareils d'État? Ça va pas de soi. Vous me direz comment qu'il aurait pu triompher? Ben, au moins, il y a une autre solution évidente. Il aurait pu triompher par le pôle ville. Et ville et État, c'est pas du tout pareil. La preuve, au début du capitalisme, il y a des villes sans État, et c'est parmi les facteurs du capitalisme les facteurs les plus décisifs. Les villes bancaires, les villes commerçantes, ça n'en est pas. Et c'est pas du tout des États. Et la confusion de la ville et de l'État serait évidemment tout à fait fâcheuse. Pour nous, c'est des formations sociales complètement différentes. Là aussi, elles se mélangent. Je veux dire, les États, ils comportent des villes, d'accord. Ça ne veut pas dire du tout que ce soit la même formation sociale. Alors pourquoi est-ce que le capitalisme ne s'est pas développé, ne s'est pas formé en fonction d'un réseau de villes qui n'aurait pas passé par des appareils d'État? Après tout, on se dit qu'à certains égards, ça a failli se faire. Là, on toucherait des points de contingence de l'histoire qui seraient bien intéressants. Mais ça ne va jamais de soi. Qu'est-ce qui a fait que ce soit la forme État qui a gagné? Il a fallu une vraie lutte, et d'abord une lutte sanglante, où les appareils d'État se sont emparés des villes. Par exemple, en Europe, ça ne s'est pas fait tout seul. Elles ont résisté, les villes. Mais tout ceci pour dire que je crois, avant d'étudier ce point, les différences entre la forme État et la forme ville, je crois qu'une des raisons fondamentales, ce serait justement celle-ci. C'est qu'il n'y a que la forme État, il n'y a que les États qui puissent à la lettre se payer de s'approprier la machine de guerre. Pour une ville, pour les villes, ce serait beaucoup plus difficile. Là, il y aura quelque chose à chercher pour nous, mais je veux dire, quand se fait le triomphe de la forme État sur la forme ville, au moment du développement du capitalisme, c'est en même temps que l'appropriation de la machine de guerre implique un investissement de capital très lourd dont les villes commerçantes, même les plus riches, ne sont pas capables. Il faudrait chercher pourquoi. Il y aurait une explication toute simple, c'est que les villes commerçantes ont besoin de guerre. Les guerres commerciales sont un aspect très grand des guerres. Elles ont besoin de guerre, mais elles ont besoin de guerre rapide. Elles ont besoin de guerre le plus rapide possible et finalement qui ne coûte pas cher. Il faudrait réétudier des guerres comme par exemple la guerre de Carthage. Carthage, c'est typiquement une ville. Parce que Rome, c'est déjà beaucoup plus un appareil d'État. Mais Carthage, il ne peut pas soutenir Hannibal. Hannibal a beau gagner tout ce qu'il veut, il ne reçoit pas de renfort. Il n'y a pas d'investissement à la guerre. Ils ont besoin d'une guerre de mercenaires, et une guerre de mercenaires, ça doit se faire très vite, sinon c'est foutu. C'est les États qui vont inventer, qui vont vraiment inventer le moyen de s'approprier une machine de guerre en transformant la guerre en guerre de matériel. C'est-à-dire en investissant de plus en plus dans l'industrie de guerre. Alors à ce moment-là, oui, ils s'approprient. Quitte à ce que, c'est jamais une solution définitive, quitte à ce que se reconstituent des appareils, comme on dit, industriels, militaires, tellement complexes, et finalement internationaux, que les États ne les contrôlent plus qu'avec peine. Donc ce sera très compliqué tout ça. Donc vous voyez, je dis, d'accord, il y a bien un problème du rapport de l'État et de la machine de guerre, mais ce problème c'est comment est-ce qu'il se l'approprie. Ce n'est pas
en tout cas, que l'appareil d'État viendrait de la machine de guerre. Or, ce qui est terrible, en effet, ce qui est terrible, c'est que où qu'on se tourne dans cette histoire de mais l'appareil d'État, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Où qu'on se tourne, de quelque côté qu'on se tourne dans les thèses qui sont pourtant nombreuses, on se heurte à la même chose, à la même impression. À savoir que ces thèses sont, comme on dit en logique, des tautologies. C'est-à-dire qu'elles présupposent ce qui est en question. Si j'essaie de grouper les thèses classiques sur l'origine de l'État, je précise qu'elles se retrouvent toutes, chez un des auteurs les plus profonds sur cette question, à savoir elles se retrouvent toutes, non pas mélangées n'importe comment, mais à des titres différents, elles se retrouvent toutes chez Engels. Or, première sorte de thèse, invoquer la guerre, ou ce qui n'est pas la même chose, mais c'est dans le même courant, des phénomènes liés à la machine de guerre. Soit l'acte de guerre, soit l'organisation de la guerre. Il y a eu plusieurs thèses comme ça. Engels s'en sert à propos des Germains. Il ne s'en sert pas dans n'importe quel cas, s'il ne fait pas un mélange. Il s'en sert dans le cas des Germains. Bon. Ça, c'est une première série de thèses. Une seconde série de thèses, je dirais, ça, je l'appellerai, si vous voulez, pour plus de simplification, enfin, si ça simplifie quelque chose, ce sont les thèses exogènes. C'est-à-dire qui rendent compte de la formation de l'appareil d'État par un facteur extrinsèque, la machine de guerre, la guerre. L'appareil d'État serait né, il serait le produit de la guerre. Deuxième sorte de thèse, des thèses que j'appelle par commodité endogènes. Elles consistent à invoquer des phénomènes intérieurs au développement économique et politique au sens le plus large pour rendre compte de la formation d'un appareil d'État. Ces thèses, elles sont bien connues, ce sont les thèses qui invoquent notamment deux facteurs principaux. Comment, à partir et dans les sociétés dites primitives, se sont constitués des éléments de propriété privée, la privatisation de la propriété et la monétarisation de l'économie. Et c'est l'émergence des phénomènes de propriété privée et d'économie monétaire et marchande qui aurait entraîné la formation des appareils d'État. Cette thèse est invoquée par Engels, notamment à propos de la Grèce et de Rome. Elle ne s'exclut pas aucune, on peut les mélanger toutes. Troisième sorte de thèse, qui me paraissent les plus intéressantes, mais c'est ce qu'on pourrait appeler, cette fois-ci, elles invoquent des facteurs spécifiques. Et je voudrais que vous voyiez leur différence très profonde avec les secondes, avec les thèses endogènes. Si vous les cherchez chez Engels, vous ne les trouverez pas dans l'origine de la famille et de l'État, mais dans un autre livre, à savoir dans l'Anti-Düring. Et elle s'adresse à un autre niveau des cultures, à d'autres endroits géographiques. C'est pour ça que toutes ces thèses peuvent être combinées à première vue. Et elle consiste à dire que ce qui explique la formation de l'appareil d'État, c'est l'émergence progressive de fonctions publiques. Formule célèbre de Engels, ce sont les fonctions publiques qui sont à l'origine de la domination. Qu'est-ce que c'est que ces fonctions publiques? Eh bien, avec l'avènement, ou plutôt avec un certain développement de l'agriculture, il y aurait eu des problèmes qui auraient dépassé, se seraient posés des problèmes qui auraient dépassé le cadre des communautés agricoles primitives, et notamment un grand problème, celui de l'irrigation.
Et ce sont ces problèmes communs à plusieurs communautés qui auraient engendré des fonctions publiques du type le gardien des eaux, l'organisateur de l'irrigation, dès lors l'entrepreneur des travaux, voyez, l'organisateur de l'irrigation, l'entrepreneur des travaux, au besoin le percepteur d'impôts, etc. Et ce sont ces fonctions publiques dégagées progressivement qui auraient amené l'appareil d'État, entraîné l'appareil d'État. Je dis que où que nous nous tournions dans ces trois types de thèses, à vous d'aller voir les livres, encore une fois, c'est dans Engels que tout se retrouve très bien. Si on... Je sais pas, moi j'ai l'impression, vous comprenez comment on fonctionne ici. Il peut très bien y en avoir parmi vous qui se disent, ah ben, une de ces thèses me va. Quand vous aurez réfléchi, ou si vous avez déjà réfléchi, si elle vous va, ben, ça fait rien, ou bien vous m'écoutez plus, ou bien vous m'écoutez quand même pour voir si ça peut s'arranger, mais c'est très possible. Moi je dis juste, qu'est-ce qui me fait penser que ces thèses, elles présupposent toujours ce qui est en question. Je dis pour la première, les thèses qui dérivent de la guerre, les thèses dites que j'appelais exogènes, c'est pas compliqué. Pas compliqué, c'est qu'en effet, les machines de guerre, elles peuvent toujours produire un État. À quelles conditions? À condition qu'il y en ait déjà un. Je dirais que c'est des facteurs, oui, c'est des facteurs d'État, mais des facteurs secondaires. Elles ne peuvent produire que des états dérivés. C'est dans la mesure où elles sont d'abord dirigées contre un état préalable, mais encore faut-il qu'il y ait un état préalable, que par voie de conséquence, elles peuvent s'intégrer dans un état. Mais elles présupposent, évidemment, elles présupposent qu'il y ait d'abord, que vous vous donniez d'abord un état. Les thèses endogènes, je dis, c'est encore plus... les thèses endogènes, c'est encore plus frappant, parce que toute cette histoire d'une formation de la propriété privée, à partir de la commune primitive, tout ce qu'on sait aussi bien en archéologie qu'en ethnologie, ça ne marche pas. Enfin, on peut avoir, je mets tout ça comme ça, c'est des impressions, on peut avoir le sentiment que ça ne marche vraiment pas. Pourquoi? On ne voit vraiment pas comment que ça pourrait se faire. Il faudrait encore indiquer un mécanisme. Il ne suffit pas de dire que tout d'un coup, il y aura un grand sauvage qui dirait ça, c'est à moi. Non. Il faudra au moins avoir l'idée du moindre mécanisme qui peut, à partir d'une propriété communale, engendrer. Ou une propriété tribale, engendrer une propriété privée. Comment ça peut se faire? En revanche, tout ce que l'archéologie nous apprend, et là on a des renseignements plus clairs, c'est que la propriété privée ne se constitue pas du tout, ou ne semble pas du tout dans l'état actuel des données archéologiques, ne semble pas du tout naître d'un système de propriété tribale dit primitive, elle se constitue à partir d'un système de la propriété publique impériale. Et là, on voit, et là, je le dirai seulement plus tard, on voit par quel mécanisme social très précis, très assignable, variable selon les cas, mais très assignable, à partir d'une propriété publique d'État, donc pas du tout une propriété privée, mais une propriété publique d'État, peut se constituer une propriété privée. Là, on s'y reconnaît. Mais ça me donnerait raison dans ma pure impression. Ça me donnerait raison dans ma pure impression, à savoir que, là aussi, la propriété privée, la privatisation de la propriété n'est facteur d'État que si vous vous donnez déjà un État. Pour une simple raison, c'est que la privatisation de la propriété, elle implique, comme son cadre qui la rend possible, la propriété publique de l'Empire archaïque. Et du côté de la monnaie, là, il y a un point où je fais appel, où je tiens à faire appel, parce que je continuerai la prochaine fois, mais ce sera pour demander à ceux d'entre vous qui peuvent de déjà préparer ces points. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'un développement de l'économie, à la fois marchande et monétaire, aurait été un facteur de la constitution de l'État? Là aussi, la réponse, elle me paraît évidemment non. Non, pour deux raisons.
dont l'une va de soi et dont l'autre me paraît beaucoup plus maligne, c'est-à-dire beaucoup plus intéressante pour nous si on arrivait à l'approfondir cette année. La raison qui va de soi, c'est presque la même que tout à l'heure. À savoir, il se trouve que l'économie marchande, elle est assignable à quel moment? Même comme une économie marchande et monétaire. Elle est assignable précisément. Comprenez, l'argent, c'est un problème très très compliqué. Mais elle est assignable précisément à partir du moment où il y a des circuits de commerce extérieurs très déterminés. Il y en a dans les sociétés primitives. Seulement, il n'y a pas de monopole. Ce qui apparaît avec les États, c'est, comme on dit, le caractère monopolistique du commerce extérieur. À savoir, c'est mettons, pour aller vite, c'est l'empereur qui tient le monopole du commerce. Et c'est à partir de ce monopole que l'économie peut être réellement monétarisée. C'est bien que c'est pas du tout du côté du commerce qu'il faut chercher la source de l'argent. La forme monnaie, elle ne vient pas du commerce. Elle en dérive. Elle vient dans le commerce à partir d'autre chose. Et d'où qu'elle peut venir, la forme monnaie? Il y a beaucoup d'auteurs, là je ne dis pas du tout être le premier à dire ça, au contraire, mais c'est des auteurs qui me paraissent très très intéressants, qui suggèrent l'hypothèse suivante, c'est qu'il n'y a que deux sources, il n'y a pas tellement le choix. Si vous demandez, d'où ça peut venir un truc comme la forme argent, la forme monnaie, ça peut venir que de deux choses, ou bien du commerce, ou bien de l'impôt. Ou bien de l'impôt. Ou bien c'est un moyen, ou bien vous direz de l'argent, c'est un moyen d'échanger des marchandises, ou bien vous direz de l'argent que c'est un moyen de vous acquitter de l'impôt. On laisse de côté, pourquoi est-ce que l'argent vous acquitterait de l'impôt? On verra. Mais enfin, à première vue, on comprend au niveau de propositions sommaires. Or, ce qui m'intéresse, c'est tout un courant d'auteurs, spécialistes de l'histoire financière, qui tentent de plus en plus vers cette solution. Non seulement ils insistent sur un caractère bipolaire de la monnaie, en disant tantôt c'est l'impôt qui est à l'origine de la monnaie, tantôt c'est le commerce extérieur. Mais m'intéresse encore plus ceux qui tendent vers l'idée d'une seule origine, à savoir que c'est toujours l'impôt. C'est toujours l'impôt qui sera à l'origine de la monnaie, et qu'à partir de ce moment-là, un commerce extérieur monopolisé par le maître des impôts devient possible. Je ne développe pas ça du tout, parce que ça il nous faudra des analyses économiques, mais très, très faciles. Je crois que c'est vrai, ça, que la monnaie, elle vient de l'impôt et pas du tout. Et pas du tout de... Du coup, vous voyez quand même que ça nous engage, je dis pour ceux qui savent déjà, mais on reprendra tout ça plus doucement. Dans l'histoire d'une succession des trois rentes, des trois fameuses rentes, quand on distingue dans tous les manuels, par exemple, rente en produit, rente en bien, c'est-à-dire le paysan qui donne des biens aux propriétaires, rente en travail ou en service, le paysan qui donne des services, qui rend des services aux propriétaires, et rente en monnaie, le paysan qui paie aux propriétaires. On présente très souvent ces rentes comme successives dans l'histoire. Au point où on en est, vous devez déjà comprendre qu'en fait c'est un système où aucun des trois termes ne peut exister sans l'autre. Et pourquoi? Parce que l'appareil, l'État, défini comme appareil de capture, a immédiatement trois pôles. C'est un appareil de capture à trois têtes. Et les trois têtes de l'appareil de capture, c'est rente du propriétaire, profit de l'entrepreneur, impôt du despote. Et pourquoi? Forcément, c'est le même. Ce qu'il y a de prodigieux dans les États archaïques, dans les empires archaïques, et ça posera bien des problèmes quant à l'État moderne où c'est plus du tout comme ça. Il ne faudra pas dire l'État archaïque, il a tout trouvé, parce que nous, on a trouvé, nos États, ils ont trouvé bien d'autres choses. Mais ce qu'ils ont trouvé d'assez formidable, c'est la convergence des trois formes. De la rente du propriétaire, du profit de l'entrepreneur
et de l'impôt par lequel il tient le commerce extérieur. Comment qu'il a fait pour ça? Pas difficile. On verra. Nécessairement, c'est simultanément qu'il est propriétaire public de la terre. Je ne suis pas en train de me redonner la propriété privée, hein. Il n'y a aucune propriété privée. C'est en tant qu'empereur, c'est l'instance impériale, c'est l'instance de pouvoir qui est propriétaire, donc propriétaire public. Il n'y a aucune propriété privée. Il y a une possession communale et une propriété impériale. Donc c'est un système où tout est public, il n'y a aucun élément privé. Voilà. L'empereur archaïque, il est propriétaire public et à ce titre reçoit la rente foncière. Il est maître du surtravail, maître des grands travaux et à ce titre reçoit le profit de l'entrepreneur. Et enfin, perçoit les impôts et monopolise le commerce extérieur. Et les trois têtes, je dirais, ce serait presque, si vous voulez, il y a dans Marx une fameuse formule trinitaire, hein, pour ceux qui savent, vous le rapporterez. Moi, je rêverais d'une autre formule, mais ça revient pour aucune importance, c'est pas une découverte, c'est... la formule trinitaire dont je rêverais, ce serait celle-là. Au niveau des empires archaïques, déjà, rente de la terre, profit de l'entreprise, impôts et commerce extérieur. Et ce serait ça, les trois têtes de l'appareil de capture. D'où vous voyez bien pourquoi, où que je me tourne. Tous les facteurs qu'on me propose sont des facteurs qui présupposent déjà ce qui était à expliquer. Car le dernier argument, non seulement c'est pas l'économie monétaire et le développement de l'économie monétaire qui va pouvoir expliquer l'État, puisque la forme monétaire, elle suppose l'impôt qui renvoie déjà à l'État. C'est pas la propriété privée qui va pouvoir, le développement de la propriété privée qui va expliquer quoi que ce soit pour une raison simple, c'est que la propriété privée, elle dérive. Dans des conditions prédéterminées, elle dérive de la propriété publique impériale. Et enfin, dernière hypothèse, alors, est-ce que c'est les fonctions publiques qui progressivement? Non. Les fonctions publiques archaïques, il y en a trois. Il y en a trois. Et la bureaucratie impériale archaïque, elle a trois têtes. C'est le propriétaire foncier ou représentant du propriétaire foncier, qui est un fonctionnaire de l'empereur, puisque le propriétaire foncier, c'est l'empereur. Donc c'est lui qui touche la rente foncière. C'est deuxièmement l'entrepreneur qui reçoit le profit, et l'entrepreneur, c'est aussi l'empereur ou son fonctionnaire. Les deux, l'empereur et ses fonctionnaires, ou bien c'est le deuxième type de fonctionnaire. Et le troisième, peut-être le meilleur, le plus mystérieux, mais qui apparaît dès le début, c'est le banquier. C'est le banquier. Et ça, c'est la triple bureaucratie impériale. Le représentant du propriétaire foncier, l'entrepreneur, le banquier. Et pourquoi? Parce que la banque, ça n'a jamais été simplement une institution d'intermédiaire. La banque, c'est une institution, et quand on comprend, mais vous le savez déjà, je dis ça pour que ce soit plus clair tout ce qu'on a à faire cette année, la banque, c'est pas un intermédiaire. Ou du moins, c'est une institution intermédiaire sous certains de ses aspects. Sinon, c'est une institution créatrice. Une banque, du moins pas n'importe quelle banque, mais les autres ne font que dériver de ces banques fondamentales. Une banque, c'est une institution d'émission et de création de monnaie. À la question d'où vient la monnaie, évidemment, la monnaie elle vient de celui qui l'émet, qui la crée. Il y a une création de monnaie. C'est les banques qui font les créations de monnaie. Or, le banquier, c'est précisément dans l'Empire archaïque, le maître des impôts et celui qui tient, au nom de l'empereur, le commerce extérieur et le monopole du commerce extérieur. Bien plus, il fait l'opération la plus mystérieuse pour nous, du point de vue archéologique, qui puisse exister dans l'état le plus archaïque, à savoir, il fait déjà cette opération alors d'intermédiaire entre les trois pôles, à savoir,
il change contre de la monnaie des biens. Car mettez-vous dans la situation d'un pauvre fonctionnaire, de l'empereur. Il doit un impôt à l'empereur. Il reçoit des terres à titre délégué. Il n'est pas propriétaire privé. On le verra mieux la prochaine fois. Il n'y a aucune propriété privée. Il y a une possession communale des communes. Il y a une propriété éminente de l'empereur, mais c'est une propriété publique. Et il y a une propriété de fonction des fonctionnaires de l'empereur. Il n'y a aucune propriété privée dans tout ça. Eh bien, c'est pas facile sa situation au fonctionnaire qui reçoit des terres à titre fonctionnel. Il doit à l'empereur un impôt. Les paysans, lui donnent en impôt des biens. Mais l'empereur, il fait une conversion. C'est génial comme système, vous savez, c'est génial. Je veux dire, si on ne comprend pas ça, si on comprend ça, on comprend mieux même des opérations monétaires actuelles qui pourtant n'ont aucun rapport. Mais il faut bien commencer par des trucs comme ça. Il se trouve dans une situation diabolique. Parce que l'empereur, lui, dans son coup de génie, il ne veut pas de bien. Ou du moins, il en veut pour ses stocks. Une petite partie, il le prend en bien naturel, d'accord, en réserve de blé, tout ça. Mais il le prend aussi en argent. Donc, il va falloir que le fonctionnaire opère la conversion d'une partie des biens que les paysans lui doivent en monnaie qu'il doit à l'empereur. Il faut donc qu'il passe par une banque. Et la banque, elle, comment elle va se procurer ça? Et comment elle va engranger? Elle reçoit des biens naturels et elle fournit de l'argent. Qu'est-ce que ça va être cette création de l'argent dans les empires les plus anciens? Ça va être formidable comme système. Ça va être un de ces systèmes, mais très très curieux. Comprenez que beaucoup de ce qu'on appelle déjà, dans les époques les plus archaïques, le problème agraire est complètement lié à ce système. Rente en nature, en bien naturel, et conversion de la rente en nature en rente monétaire par l'intermédiaire de la banque. En tout cas, les trois grandes fonctions publiques que je dis pour en terminer, c'est le propriétaire foncier, l'entrepreneur de grands travaux, le banquier des impôts et du commerce. Or, comment voulez-vous que ces fonctions publiques rendent compte de l'apparition de l'État? Alors que d'une part, elles sont strictement complémentaires, il me semble, et que d'autre part, dès qu'elles surgissent, il y a déjà État. Donc, au fond, j'en suis, j'estime avoir dit le problème de cette année. Alors, il est tellement bien, on pourrait s'arrêter, on pourrait dire qu'il n'y a pas de solution, c'est parfait. Le problème, là où on en est, c'est supposons qu'on définisse l'appareil d'État comme un appareil de capture qui ne s'explique pas par la machine de guerre, qui s'appropriera la machine de guerre, mais qui ne s'explique pas par elle. Nous voyons qu'il fonctionne c'est comme un piège. C'est comme un piège au sens où on parle d'un piège à la chasse. C'est pas la guerre le modèle de l'appareil d'État. C'est beaucoup plus la capture, c'est beaucoup plus les chasses. Lui, c'est un appareil dont on pourrait faire le tableau, comme on fait le tableau d'un appareil de chasse, d'un piège. C'est un appareil à trois têtes, constitué par rente, profit, impôt. Comment ça a pu marcher, ça? Comment ça a pu marcher? Avec une police, bien sûr, avec une bureaucratie policière. Pourquoi que ça suffit? Comment se fait-il qu'il n'y ait même pas besoin d'appareil de guerre à ce moment-là, de machines de guerre pour un tel appareil? Comment est-ce que le problème de la guerre est un problème tout à fait différent? Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Donc, qu'est-ce que c'est que cet État que j'appelle archaïque et qui présente déjà ces trois têtes? Et la circulation entre les trois têtes, c'est-à-dire avec ce rôle très bizarre de la banque. Donc, entre rente, profit, impôt. Et notre formule trinitaire de l'appareil de capture État, ce serait ça, rente, profit, impôt. D'où cette année pour vous, première nécessité, faire de l'économie politique, si vous le voulez bien, même au niveau de la rente foncière, des impôts, tout ça. C'est très, il y en a sûrement qui pourront là beaucoup m'aider. Deuxième nécessité,
ce sera quand on abordera d'autres problèmes. Je voudrais qu'il y ait un groupe qui se mette, cette fois-ci, j'expliquerai pourquoi la prochaine fois, déjà à la recherche de ce que on peut appeler, là je le dis de manière plus surprenante, mais j'expliquerai la prochaine fois pourquoi, qui se mettent à des recherches concernant ce que les mathématiciens appellent axiomatique. Et comme je pense que les rapports du département de philosophie avec celui de mathématiques sont des rapports particulièrement serrés, au besoin, je verrai des mathématiciens s'il y a moyen que certains d'entre eux. Professeur Béton, vous n'étiez pas là parce que la dernière fois, j'ai dit le programme, ou au moins le début du programme, que je me proposais, et en quoi ce début de programme était en jonction avec ce qu'on avait fait l'année dernière. Et donc, j'ai fait autant que possible une espèce de récapitulation de notre travail de l'année dernière concernant avant tout le mode d'existence, le mode d'espace, le mode d'organisation de ce qu'on appelait machine de guerre et comment on avait été amené à distinguer, au moins abstraitement, au moins du point de vue du concept, comment on avait été amené à distinguer de plus en plus machine de guerre et appareil d'État. Et qu'à la fin de l'année, on butait de plus en plus dans la question suivante, et ben voilà, si la machine de guerre se définit comme on avait essayé de le faire toute l'année, par un certain mode d'espace, par un certain mode d'organisation, etc., qui se distingue, mais radicalement du point de vue du concept, de ce qu'on trouve dans les appareils d'État, eh bien, si donc l'appareil d'État ne dérive pas d'une machine de guerre, mais si bien au contraire les machines de guerre sont, entre guillemets, originellement dirigées contre les appareils d'État, si les appareils d'État dans toute leur histoire se lancent dans une longue entreprise très difficile qui est de s'approprier la machine de guerre, et s'approprient la machine de guerre sous forme d'institution militaire, sous forme d'armée. Alors que la machine de guerre en elle-même, c'est tout à fait autre chose que l'institution militaire ou l'armée. Bon. Si tout ça est vrai, on butait, et c'était la fin de notre année, heureusement qu'elle était arrivée, la fin de notre année dernière, on butait de plus en plus sur la question, bon, mais alors, quoi quant à l'appareil d'État? D'où peut venir une pareille chose? Et cette chose, juste dans le courant de l'année dernière, on n'avait pas cessé, en s'appuyant sur des auteurs très différents, de la définir comme un appareil d'un type très très spécial, à savoir l'appareil d'État, c'est un appareil de capture. C'est un appareil de capture. Ça capture les hommes. Tout n'est pas appareil de capture. Peut-être que les sociétés dites sans État procèdent autrement. Et encore une fois, je dis, pour l'année dernière, tout comme pour cette année, on n'essayait pas d'évaluer les degrés de cruauté. La cruauté de la machine de guerre, est-ce qu'elle est pire que la cruauté de l'appareil d'État? Aucun sens. Je rappelais une de nos idées de base la dernière fois, une de nos idées qui nous avait beaucoup occupé l'année dernière, à savoir l'idée que dans l'appareil d'État et l'organisation du travail que l'appareil d'État implique, ce qu'il y a de très curieux, c'est que la mutilation est comme première. On est comme déjà mutilé. La mutilation précède l'accident. Alors que dans la machine de guerre qui fait des mutilations abominables, qui est même la spécialiste en ce sens, la mutilation, elle vient après. Donc c'est pas à savoir qu'est-ce qui est le pire. Je crois que qu'est-ce qui est le pire, un mutilé de guerre ou un mutilé du travail. Aucune raison de dire. Et puis les sociétés qui procèdent autrement, on verra par quel mécanisme elles peuvent procéder, mais encore une fois, la question, c'est pas du tout celle de la cruauté, c'est plutôt celle des types, et celle d'une espèce de typologie des cruautés, de la cruauté. Bon, donc on était toujours acculé à la question, bon, vous dites très bien,
De quoi ne vient pas l'appareil d'État, mais alors de quoi vient-il? Et la dernière fois, je rappelais où on en était l'année dernière, à savoir, quelles que soient les explications qu'on donne de l'appareil d'État, on a le sentiment que ces explications le présupposent. Et je donnais la liste des thèses dites classiques concernant l'origine de l'État, et à chaque fois, il me semblait, à tort ou à raison, que ces explications ne rendaient compte de l'État qu'en le supposant déjà donné, déjà là. Alors c'est ça qui nous poussait dans notre problème. Bon, et donc, comment expliquer un appareil de capture et comment expliquer le succès d'un tel appareil et comment a pu se faire le succès d'un appareil de capture dans sa différence avec une machine de guerre. Ce qui veut dire que l'appareil de capture constitué par l'État ne procède évidemment pas par la violence de la machine de guerre. Il procède autrement. Encore une fois, j'insistais là sur l'année dernière, mais je n'ai pas du tout développé ce thème l'année dernière, j'insistais déjà sur ceci qu'il n'est pas question de confondre la police et l'armée, par exemple. La police est le guerrier. Même s'il y a toutes sortes de mélanges de faits. La violence de police, c'est pas la même chose que la violence de guerre. C'est pas la même chose que la violence d'armée. L'État a eu des policiers et des geôliers, je disais, bien avant d'avoir, et bien avant de s'approprier la machine de guerre, sous forme d'institutions militaires. L'État, il a procédé d'abord, avant tout, avec policiers et geôliers. D'où venait un tel pouvoir? Alors, on en est là. Qu'est-ce que c'est que cette capture civile? Qu'est-ce que c'est que cette capture civile qui ne se fait pas par les armes? Bien sûr, encore une fois, l'État s'appropriera la machine de guerre. Mais ce n'est pas notre question. Dire que l'État s'approprie la machine de guerre et a besoin de se l'approprier pour survivre, c'est bien indiqué qu'il n'en tire pas son origine, qu'il n'en tire pas sa source. Et qu'il a énormément de problèmes pour s'approprier la machine de guerre et à quel prix. Ça, on aura l'occasion de le voir dans des exemples détaillés. Mais enfin, donc, s'il ne suppose pas, si la capture d'État ne suppose pas une machine de guerre, ce qui nous avait paru exemplaire, c'était les mythes rapportés par Georges Dumézil. Et le mythe principal du souverain politique qui surgit sur le champ de bataille, il lance son filet, c'est le dieu noir, c'est le dieu lieur, c'est le dieu du nœud, il lance son filet, il opère sa capture, mais son surgissement sur le champ de bataille fait taire les armes. C'est donc pas du tout un dieu de la guerre. Et les analyses de Dumézil le confirmaient infiniment. Il s'agit d'une capture civile, pas du tout d'une capture de guerre. Et bien si on définit comme ça l'appareil d'État, voilà, il y a un appareil d'État dès qu'il y a un appareil de capture. Vous me direz ce qu'on avance, ce qui m'apparaît intéressant, c'est que c'est déjà une définition bonne ou mauvaise à ma connaissance. Elle est pas très très nouvelle, elle est relativement, quoi. Concevoir l'État par l'opération de la capture. On se trouve toujours, encore une fois, et c'est là-dessus que l'année dernière on avait fini. Très bien, ça s'explique pas, on dirait que ça surgit. Ça surgit tout d'un coup. Seulement, quand je dis ça surgit tout d'un coup, ça vaut pas mieux, en effet. Je dis ça surgit tout d'un coup, ben oui, c'est un coup étonnant, ça réussit. Voilà. Alors là-dessus, toutes les questions, pourquoi ça réussit, comment ça réussit, où ça réussit. C'est quand même curieux cette histoire. Ça suffit pas de dire quand même quelque explication qu'on nous propose. L'explication suppose déjà ce qui est à expliquer. C'est pour ça que nous allons aller plus doucement. Et quand je parle d'un surgissement de l'appareil d'État comme appareil de capture, je dis en premier pas, en tout premier pas, je dis que beaucoup d'entre vous voient ce à quoi je fais allusion. J'ouvre une dernière parenthèse. Quant à ceux qui ont suivi l'année dernière, qui étaient, elles, centrées sur la machine de guerre.
S'il y a des points dont on a besoin cette année, sur lesquels il faut revenir, où ils ont des choses à ajouter, etc., il va de soi qu'ils sont avant tout bienvenus à signaler tout ça. Notamment sur les formes d'espace qu'on avait distingué, s'il faut reprendre des points. Bon, alors je dis, vous voyez bien ce à quoi renvoie l'idée d'un appareil d'État qui surgit d'un. Et encore une fois, il va falloir être très prudent. Ce qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est en effet, c'est ce qui fait partie des découvertes marxistes. Ce qui ne veut pas dire que le marxisme est forcément intégré, dans quelles conditions, quels problèmes ça a posé. Je fais allusion à toute la conception de ce qu'on appelle les formations despotiques ou asiatiques. Et là, je dis des choses parce que comme je voudrais que petit à petit, pas les premières fois, mais que s'organise un rythme d'échange, je dis que vous vous rappelez qu'à Vincennes, dans ce qu'on essaie de faire en philosophie, on tient énormément à ce qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle une progressivité, c'est-à-dire qu'on puisse tenir exactement le même langage à ceux qui commencent, à ceux qui débutent ou à ceux qui ont déjà beaucoup de, je ne sais pas quoi, d'expérience et d'études philosophiques derrière. Alors je dis comme ça, cette question célèbre dans le marxisme, des formations despotiques ou asiatiques. D'abord, on élimine tout de suite quelque chose. Ça vient d'où? Ça vient pas de Marx. Originellement, chacun sait que le thème d'un despotisme asiatique s'est formé au XVIIIe siècle, notamment avec Montesquieu. Mais dans l'idée de Montesquieu, lorsqu'il définit ce qu'il appelle pour son compte le despotisme asiatique, on voit bien qu'il a une arrière-pensée politique active, qui est une critique de la monarchie absolue. Et l'on voit bien surtout que ce qu'il décrit comme phénomène asiatique, ce sont des phénomènes d'empire très évolués. Tiens, très évolué, je mets ça de côté parce que, est-ce que je suis déjà en train de dire, il y a une évolution de l'État? Je veux dire, c'est des empires très évolués, ce dont nous parle Montesquieu, pour la simple raison que c'est déjà des régimes où apparaît la propriété privée, où apparaît le conseil du prince, le conseil privé du despote, etc. Lorsque Marx invoque l'idée de formation despotique ou asiatique, c'est évidemment d'une toute autre manière et l'on ne peut pas dire en aucun cas même qu'il reprenne quelque chose de Montesquieu. Je crois qu'il propose quelque chose de radicalement nouveau. En liaison avec quoi? En liaison avec un ensemble de découvertes archéologiques qui commençaient à se faire et dont je tiens à dire qu'en se poursuivant, elles ont singulièrement confirmé le schéma marxiste. Voilà le premier point. Deuxième point, sur lequel il faut bien que je passe vite, la bibliographie concernant cette question de ces formations impériales anciennes. On les appelle, donnons plusieurs noms, ce sera pour les repérer, donc formation despotique asiatique, empire archaïque, je ne dis pas antique, je dis exprès empire archaïque. Quelle époque? C'est du néolithique. Un grand archéologue dont on a parlé l'année dernière, Saed, parle de la révolution urbaine et étatique. Révolution urbaine et étatique du néolithique. Bon, réglons tout de suite des questions comme ça. La bibliographie marxiste sur ces empires archaïques, si j'en donne une sommaire, texte principal, le texte célèbre de Marx, qui lance la question dans les Grundrisse. Par exemple, dans l'édition de la Pléiade.
c'est les principes d'une... c'est dans le livre, pas édité par Marx, dans les notes, dans le brouillon intitulé « Principes d'une critique de l'économie politique ». Et dans l'édition de la Pléiade, c'est page 314 que vous trouvez la grande description de la formation archaïque impériale. Tome 2, pardon, tome 2. Tome 2. À la suite, livre très important d'un marxiste qui a rompu avec le marxisme et qui s'appelle Wittfogel. W-I-2-T-F-O-G-E-L, qui a été traduit sous le titre Le despotisme oriental. Et avec une préface très importante de Vidal. Une préface critique très importante. Troisième grand livre, difficile à trouver, mais en bibliothèque, je le cite parce que c'est un marxiste hongrois, dont je crois que c'est un des meilleurs marxistes actuels, s'appelle Tokay, T-O-K-E-I, et qui a publié en Hongrie, mais en français, un texte intitulé « Sur le mode de production asiatique », qui est un des plus beaux textes sur ce sujet. Et enfin, un recueil collectif du CERM, Centre d'études et recherches marxistes, SERM, qui a le même titre, qui est un recueil d'articles forcément inégaux, et qui s'appelle « Sur le mode de production asiatique ». Pour aller vite, je précise aussi, bon, ça veut dire quoi? Pourquoi asiatique? Qu'est-ce que c'est? Quand on dit formation despotique asiatique, quand on dit mode de production asiatique, d'abord pourquoi est-ce qu'il y a tous ces mots? Mais pourquoi asiatique? Parce que c'est en Asie qu'on les découvre d'abord. Au Moyen-Orient, Proche-Orient, Moyen-Orient, Extrême-Orient. Mais petit à petit, ce sera confirmé partout. Et déjà Marx s'y gagne. Ce sera confirmé partout, mais sous la forme la plus étrange qui soit. Ces formations, ces grands empires archaïques, on les trouverait non seulement au Proche, Moyen et Extrême-Orient. Par exemple, Égypte, Inde, Chine. Mais on les trouvera en Amérique du Sud. Les grands empires d'Amérique du Sud. On les trouverait à l'horizon de la Grèce, l'empire crétois. Et encore, pour une moindre part, mais il faudra comprendre pourquoi pour une moindre part, l'empire de Mycène. Et comment comprendre l'histoire grecque sans se référer à ces empires? Comment comprendre l'histoire grecque sans se référer à ces empires? C'est vite dit. Et puis pour Rome, on trouve aussi, on a l'impression, alors tout le monde est content parce que c'est une espèce d'horizon inconnu. Pourquoi inconnu? Ces grands empires que l'archéologie ressuscite. Ils ressuscitent encore une fois partout. En Amérique du Sud, même dans l'Europe au niveau de l'Anatolie, de Mycène, pour Rome, l'empire étrusque. Et tous ces empires, bizarrement, semblent avoir quelque chose de commun, et des points communs. Et en même temps, qu'est-ce qui fait qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est que ces grands empires sont traversés par un oubli fondamental. Comme s'ils disparaissaient. Et que la mémoire en fut annulée.
disparition des grands empires d'Amérique du Sud. Pourquoi? Un cas particulier, ces grands empires, on appellera grands empires archaïques. Bon, j'essaierai de justifier le mot grand. Parfois des empires pas bien grands. Il y a un cas célèbre qui est aussi mystérieux que les autres, le fameux empire ou la fameuse formation impériale qui a semblé régner sur l'île de Pâques et avoir inspiré et fait les statues colossales. Brusque anéantissement de cette civilisation. Mycène, la Crète, Mycène, il y a l'invasion dorienne, un oubli radical, la cité grecque vraiment ne naît qu'avec un oubli, une espèce d'oubli absolu de son passé impérial. C'est curieux, tout ça peut vivre. Bon. Qu'est-ce qui fait que, même dans le marxisme, cette histoire des formations impériales archaïques était très... Je dis très vite que, et vous en trouverez les échos, tous les échos dans le recueil du CERM, c'est que, en un sens, ça les arrangeait pas, ou ça n'arrangeait pas un marxisme ordinaire, pour deux raisons. Deux raisons d'ailleurs liées. Ça mettait en question la fameuse théorie des stades et de la progressivité. Et ça, on y a fait allusion la dernière fois avec les explications progressivistes de la formation de l'appareil d'État. Là, dans ces formations impériales, il semblait vraiment que l'appareil impérial surgissait. Il surgissait tout monté. Donc il vient renforcer, c'est pour ça que je commence aujourd'hui par ce problème, puisqu'il vient renforcer notre question. Comment ça peut se faire une pareille histoire? Cette espèce d'énorme appareil de capture dont on va voir la nature tout à l'heure, et qui surgit tout monté. Donc ça pouvait gêner dans le marxisme la théorie des stades et de la formation progressive de l'appareil d'État. Et puis, il faut dire que ça suggérait aussi quelque chose. Ça suggérait à tort ou à raison. Il faudra aussi qu'on voit ça. Mais enfin, c'était très bizarre. Ça suggérait que, après tout, ce stade des vieilles formations archaïques impériales, du despotisme asiatique, peut-être aurait pu dire un anti-marxiste, ou aurait pu dire un anti-communiste, ou aurait pu dire, je ne sais pas quoi. Il est vrai que beaucoup de choses ont commencé à partir de là. Tiens, mais qu'est-ce que la révolution russe et qu'est-ce que Staline a fait sinon ressusciter les vieilles formations despotiques? Et Wittfogel, marxiste repenti, retourné, fondait tout son livre, intitulé donc Le despotisme oriental, le fondait tout entier sur un parallèle assez pénible du type Staline et l'empereur de Chine. Alors évidemment, là-dessus, les marxistes chinois, les révolutionnaires chinois, les marxistes soviétiques se sont lancés dans des... et il est vrai, c'est très curieux, que Staline là, a radicalement barré, radicalement censuré toutes les recherches sur ce type de formation. Même les textes de Marx n'ont été connus que très tard. D'abord en cachette, d'abord en face une longue histoire. Bon. Alors on se dit, on abandonne l'histoire, savoir si Staline, c'est le maître d'un empire archaïque. C'est pas très intéressant pour nous dans l'état actuel au point où on en est. Mais je dis, voilà les raisons qui ont fait que dans le marxisme, ça a été longtemps une question brûlante. Aussi bien au niveau des Chinois, aussi bien au niveau de la révolution chinoise qu'au niveau de l'État soviétique. Donc, pourquoi? C'est là alors que j'en finis avec toutes ces introductions.
Je dis comment c'est défini. Vous verrez le texte de Marx. Il est très beau. Très beau. Il dit voilà. Il y a des communautés agricoles, des communes agricoles. Je dis que c'est le premier, que c'est le schéma de Marx. Hein. Je ne dis pas que ce soit le nôtre ou celui que je vous proposerai. Il faut bien commencer par quelque chose. Des communes agricoles. Et sur la base de ces communes agricoles, distinctes les unes des autres, s'érige une unité supérieure. Les communes agricoles, elles restent en possession du sol. Elles possèdent le sol sous forme d'une possession communale. Mais l'unité éminente supérieure, à savoir l'unité du despote, seule est propriétaire. Les communes possèdent le sol sous forme de possession communautaire, communale. Le despote et l'unité supérieure, c'est comme une espèce de pyramide. Voilà, qui est le propriétaire éminent du sol. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Évidemment, Marx insiste énormément là-dessus. Qu'est-ce qui rend possible cette espèce de, non pas de réunion des communes agricoles, mais de, pour parler savant, de subsomption de communes agricoles sous une unité transcendante formelle, l'unité du despote. Ce qui rend possible cela, selon Marx, c'est que il faut que l'agriculture ait déjà atteint un certain niveau de développement. C'est parce que l'agriculture a déjà atteint un certain niveau de développement au niveau de la productivité, donc avec des moyens de production assurés par un artisanat, que ça implique un certain mode de production, un développement, un mode de production relativement développé. La base reste encore la commune agricole, mais elle se trouve, en vertu des forces productives dont elle dispose, elle se trouve confrontée à des problèmes qui dépassent chaque commune. Et ces problèmes, Marx et Engels insistaient déjà sur la nature de ces problèmes. Et tout le livre de Wittfogel est centré sur ce point très important, puisqu'on ne le retrouvera pas toujours, mais un peu partout, à savoir que ce développement des forces productives agricoles permet d'une part la formation d'un surplus stocké. Donc on sort de l'économie de subsistance pour entrer dans une économie de surplus ou de stock. La formation d'un stock. Donc l'état de ce mode de production rend possible la formation d'un stock et rend nécessaire quoi? Et rend nécessaire des travaux hydrauliques. Travaux hydrauliques qui peuvent être très différents. Si vous prenez le cas de la Chine, par exemple les rizières, si vous prenez le cas du Nil de l'Égypte avec les crues du Nil, si vous prenez le cas de la Grèce, par exemple Mycène, avec assèchement de marais, mais c'est assez bizarre que sous des figures très très différentes, vous retrouviez le thème des travaux hydrauliques. Au point que Wittfogel appelait ces anciennes formations archaïques des empires hydrauliques. En cherchant mieux, on s'aperçoit que ça ne change pas grand-chose. Parfois, c'est pas hydraulique, peu importe. Hein. Il y a des cas où non, c'est pas les travaux hydrauliques qui sont fondamentaux. Ça change rien. Il y a une complémentarité entre une économie capable de devenir, devenue capable de produire du stock et des grands travaux qui développent les forces de production. Vous voyez, le schéma est assez simple.
Donc les communes sont pyramidalisées. Ou alors disons tout de suite un mot qui va me servir, là je parle pour essayer déjà de placer un peu mon vocabulaire à moi par commodité, parce que j'en ai besoin. Je dirais les communes agricoles restent possesseurs du sol. Bon. On dirait aussi bien que les codes communautaires subsistent. Et en effet, les communes sont indépendantes les unes des autres. Les codes communautaires subsistent. Simplement, la formule de l'Empire archaïque, c'est les codes communautaires subsistent, mais ils sont surcodés. La vieille formation impériale est une formation qui consiste à la lettre en un surcodage. J'en profite immédiatement pour dès lors donner, parce que j'en aurai besoin pour toute l'année, une définition de ce que pour mon compte je voudrais appeler surcodage. Je dirais qu'il y a surcodage lorsque les codes dits primitifs étant conservés. Qu'est-ce que signifie code primitif? Ça signifie entrelacement de deux données constitutives de ce qu'on appelle code primitif, à savoir lignage, territoire. Lorsque des lignages épousent ou modèlent ou modulent des territoires, vous avez un code qui entre sommairement, c'est des choses très très sommaires, je dirais que c'est un code primitif. C'est les noces du lignage et du territoire. C'est très souple, ça fonde, si vous voulez, ce qu'on peut appeler en effet une commune primitive. Je dirais qu'il y a surcodage lorsque les codes étant conservés, je réserve donc le mot code à ces entrelacements de lignage et de territoire. Entrelacement très mobile, c'est très souple les codes. Pourquoi? Parce que les territoires sont en quelque sorte itinérants, on change de territoire et les lignages eux-mêmes changent constamment, sont remaniés. Il y a donc remaniement, double remaniement. Non pas du tout par cause et effet, il y a double remaniement simultané des lignages et des territoires. Quand un lignage devient plus important, il prend tel ou tel. Enfin, c'est ça que j'appelle code. Ces espèces de dynamique, lignage-territoire. Je dis qu'il y a surcodage lorsque les codes subsistent, mais sont d'autre part et en même temps rapportés à une unité formelle supérieure, qui donc va à la lettre les surcoder. Je retiens, on a vraiment l'air de dire rien, mais je veux dire, il faut bien poser des notions pour les fois prochaines. Je retiens là que je viens d'essayer de donner des définitions très très rudimentaires de deux termes, code et surcodage. Lorsque les codes, n'est-ce pas, qui sont des unités dynamiques de lignage et de territoire, sont surcodés par une unité, qui sera précisément l'unité formelle éminente du despote, à ce moment-là, vous avez un surcodage qui définit l'empire archaïque. Bon. Mais d'où il vient? De quoi il s'occupe ce surcodage? Ben, on retrouve ça. Je l'ai dit la dernière fois, j'avais commencé à le dire, mais là je le retrouve à un autre niveau, donc il va être propriétaire éminent du sol, dont les codes communaux ne définissent que la possession. Il va être propriétaire éminent du sol. C'est une pyramide, mettons, comment on appelle ça? C'est pas une pyramide, c'est un trièdre. Enfin, on pourrait trouver une quatrième face, mais il y a trois faces. C'est absolument la base, ce serait les communes codées. Et le surcodage avec ces trois faces, c'est l'unité formelle supérieure, l'unité despotique comme propriétaire du sol premier, propriétaire éminent du sol. Deuxième point,
comme maître des grands travaux, à commencer par travaux d'irrigation, travaux hydrauliques, ou de toute autre nature. Je vais préciser tout à l'heure de toute autre nature. Et troisièmement, maître des redevances des tribus, avec un T, hein, tributaire, TRI, c'est-à-dire en gros maître des impôts. Maître des impôts. Vous vous rappelez la Trinité à laquelle on était arrivé d'une autre manière la dernière fois, ceux qui étaient là. On disait, ben oui, l'appareil de capture, l'État comme appareil de capture, il a trois faces. Il a trois têtes. C'est un appareil à trois têtes. Ou bien trois faces qui sont. Et les trois faces de l'appareil de capture, sous sa forme la plus ancienne, je disais, mais là voilà, on a quand même avancé, on trouve une confirmation, on est en train de mieux situer dans l'histoire. On comprend rien comment ça a pu se passer. Je disais, les trois têtes, ou les trois faces, c'est quoi? C'est la rente foncière. Et j'annonçais que cette année, il faudra trouver le moyen que ce soit rigolo. Si c'est possible. Je trouve ça amusant. Trouver à essayer d'expliquer ce que c'est de la rente foncière, sans du tout qu'on se prenne pour des économistes. S'il y a des économistes parmi nous, ça ne sera pas facile pour les gens. Je disais, la première face de l'appareil de capture, c'est la rente foncière. La deuxième face, c'est l'organisation du travail. Et je vais enchaîner avec un thème qu'on avait commencé avant l'année dernière, mais auquel cette année je voudrais attacher. Prendront beaucoup d'importance, ne serait-ce encore une fois qu'en hommage aux travaux des autonomes italiens et de Tony Negri en particulier. Il y a une chose qui est évidente là, qui vaut pour toute civilisation et qui vaut déjà pour l'ancien empire archaïque, à savoir, en termes là aussi d'économie, ce n'est pas le surtravail, ce qu'on appelle le surtravail, le travail excédentaire qui dépend du travail. C'est le travail qui dépend du surtravail, c'est-à-dire la notion de travail n'a pu se dégager qu'à partir du moment où un appareil de capture forçait les gens à opérer un surtravail. C'est le surtravail qui est premier par rapport au travail. Donc, le second aspect de l'appareil de capture, c'est le despote. Il n'est pas seulement le propriétaire éminent du sol, et à ce titre, celui à qui revient la rente foncière. La rente foncière, c'est le revenu du propriétaire du sol. En deuxième face, sa seconde face, son second visage, c'est je suis le maître du surtravail, et par là même le maître de tout travail. En d'autres termes, c'est l'entrepreneur des grands travaux, à commencer par les travaux hydrauliques. Donc, la rente foncière de la propriété terrienne. Premier caractère. Deuxième caractère, le profit de l'entrepreneur. Troisième caractère, le maître des impôts. Pourquoi? Pour une raison très simple, puisque c'est lui qui invente la monnaie et qui a toute raison d'inventer la monnaie. Et que, je disais, la monnaie, encore une fois, on verra, on aura l'occasion de le voir, la monnaie, ça vient évidemment pas du commerce. Ou peut-être que oui, il y a déjà, mais là, je suis d'avance content, parce qu'il y en a déjà parmi vous qui pensent que ce sera quand même à régler moins vite, cette question. Mais je suggérerais comme hypothèse de base que, bien loin de venir de, et elle n'est pas loin, certains auteurs la soutiennent très bien, loin de venir du commerce, la monnaie a pour origine l'impôt. Et qu'elle n'est commerciale que secondairement. Mais pourquoi l'impôt? Et en effet, le despote, c'est pas par hasard qu'il est à la fois l'instaurateur de l'impôt et le maître du commerce, le monopole, possède le monopole du commerce extérieur. On
ça se comprend très bien. À supposer que la monnaie vienne de l'impôt, soit la forme institutionnelle de l'impôt, que par là, le despote devienne le maître du commerce extérieur. Et que ce soit ça, sa troisième aspect. Or, je dis quelle est la formule de l'Empire archaïque. Si vous voulez, si je reprends les trois choses, rente foncière de la propriété terrienne, profit de l'entreprise, commerce et impôt, à savoir la banque, avec s'il y a une évolution de l'État. Je dis, s'il y a un État qui a réalisé la splendide unité des trois, du propriétaire, de l'entrepreneur et du banquier, c'est évidemment l'État impérial archaïque. Pourquoi? Parce que rente foncière, profit d'entreprise et impôts sont strictement une seule et même chose. Et en effet, ça se comprend très bien que ce soit la même chose. Puisque les communes doivent une rente foncière aux propriétaires éminents, c'est-à-dire aux despotes. Elles vont le faire en quoi? Elles vont le faire à la fois en produits de nature, en produits naturels, que le despote stocke, et en service, c'est-à-dire en travail. Encore mieux, en travail. D'où le nom que l'on trouve déjà chez Marx, à propos de ses formations despotiques, esclavage généralisé, qui n'a rien à voir en effet avec l'esclavage privé, puisque l'esclavage généralisé désigne l'activité des communes en tant qu'elles sont soumises au surtravail imposé par le despote et les grands travaux du despote. C'est donc pas du tout ce qu'on appelle l'esclavage antique, c'est un esclavage archaïque, un esclavage généralisé, c'est-à-dire un esclavage communal, un esclavage collectif. Bon, donc, sous l'aspect où le paysan communal là, donne des produits aux grands despotes, c'est la rente foncière. Sous l'aspect où il donne du travail, en fait du surtravail, qui va être déterminant puisque c'est cela, c'est précisément l'existence du surtravail dans l'État qui va instaurer le régime travail. Sinon, encore une fois, il n'y a aucune raison que l'activité soit prise dans le modèle travail. Encore une fois, chez les primitifs, dans ce qu'on appelle les primitifs, c'est pas du tout que les primitifs ils fassent rien. Ils passent leur temps au contraire à agir. Mais c'est évident que leur activité n'est pas prise dans le modèle travail. Pour qu'il y ait un modèle travail, encore une fois, il faut qu'il y ait un surtravail. C'est le surtravail qui détermine, qui fait passer l'activité sous le modèle du travail. Le surtravail est premier par rapport au travail. C'est lorsqu'il y a du surtravail qu'à ce moment-là, l'activité devient travail. Bon, donc ça marche très bien. Et troisièmement, impôt, pourquoi? C'est là qu'il y a quelque chose de très important. C'est que ces trois faces, l'argent, la monnaie, l'entreprise, à savoir le surtravail et les grands travaux, la propriété éminente du sol et la rente foncière, ces trois aspects, ils impliquent ce que Marx fait déjà intervenir comme un facteur déterminant de ces vieux empires archaïques, et c'est donc ils n'impliquent pas une machine de guerre. Même hypothèse, si ces empires disparaissent si brusquement et dans des conditions si mystérieuses, est-ce que c'est pas parce que, archaïquement, ils n'ont pas de machine de guerre et qu'ils se trouvent devant une machine de guerre qui est braquée contre eux? Et que cette machine de guerre braquée contre eux, alors faite par qui? On a déjà la réponse l'année dernière. Puisque notre hypothèse l'année dernière, c'était que la machine de guerre, c'était justement l'invention des nomades. Que c'était la riposte des nomades contre ces grands empires archaïques. Et s'ils connaissent une liquidation radicale, quitte à renaître sous des formes évoluées, quitte à etc., si tant d'entre eux disparaissent sans laisser d'autres traces archéologiques et retrouvés aujourd'hui vaguement, est-ce que c'est pas parce qu'ils se trouvent comme vraiment rasés par... Bon, peu importe, on laisse ça pour le moment. Mais ce que je veux dire, c'est que
il ne marche pas en effet avec une machine de guerre, en revanche, il marche avec une bureaucratie. Et cette bureaucratie impériale, il ne s'agit pas pour nous du tout de tout mêler, au contraire, il s'agit de poser dès maintenant le maximum de différences. Ce sera un problème pour nous très très important d'essayer de distinguer cette bureaucratie supposée, déjà très forte, puisque là on est sûr, l'archéologie nous donne quand même des renseignements sur ce qu'était la bureaucratie, par exemple, dans l'Empire babylonien, ce qu'était la bureaucratie dans l'Empire égyptien, ce qu'était la bureaucratie dans l'Empire chinois. On est très renseigné là-dessus. Donc on a des bases tout à fait sérieuses. Eh bien, ce sera un problème de distinguer les formes modernes de bureaucratie et comment elles se sont établies et ces formes archaïques de bureaucratie. Or, la bureaucratie impériale, elle implique quoi? Elle implique évidemment des propriétaires délégués qui reçoivent la rente foncière communale à la place de l'empereur. C'est pas l'empereur qui compte, c'est toute cette bureaucratie. Les trois phases de la pyramide, les trois phases du trièdre plutôt. Les trois phases du trièdre, c'est à la lettre. Si j'appelle le sommet l'unité formelle éminente, les trois phases du trièdre, c'est les trois phases de la bureaucratie, et puis la base, c'est les communes agricoles. C'est tout ça, le chemin. Or, donc vous avez un premier aspect de la bureaucratie qui est lié à la rente foncière, ça implique une bureaucratie énorme. On verra pourquoi en vertu de ce qu'est la rente foncière même. Les grands travaux, pas besoin de dire, les grands travaux, ça implique précisément ce qu'on a tellement analysé l'année dernière, à savoir le rapport fondamental qu'il y a entre le signe et l'outil. Et le couple signe-outil, c'est le couple bureaucratie grands travaux. Donc, des fonctionnaires, bureaucrates, représentants du despote reçoivent des terres et reçoivent la rente foncière attenant à ces terres. Vous suivez? D'autres, ou les mêmes, tout ce que vous voulez, sont les entrepreneurs délégués aux grands travaux. Mettons donc le grand despote leur délègue et la rente foncière, ou une partie de la rente foncière, et une partie du profit d'entreprise. C'est beaucoup. En échange, qu'est-ce qu'ils doivent? Eux-mêmes, vous voyez, ils ne sont pas au même niveau que les hommes de la commune, que les agriculteurs, mais à leur tour, ils doivent à l'empereur, dont ils sont les bureaucrates, ils doivent quoi? Ils doivent une partie de la rente foncière qu'ils touchent, une partie du profit. Ça va se faire comment? C'est là que je crois que la seule conversion possible entre les biens donnés en guise de rente foncière, je veux dire les produits naturels de la rente foncière dite en nature. Écoutez-moi bien parce que je crois que c'est important. Et le profit d'entreprise, à savoir le surtravail. Le travail arraché aux hommes de la commune agricole, cette fois-ci sous forme de rente en travail. Il n'y a que les seules équivalences possibles entre produit et travail, ça impliquait précisément l'impôt. Et que c'est l'impôt qui a fixé les équivalences. Et que ce que le grand despote demandait à ses fonctionnaires bureaucrates, c'était eux qui recevaient la rente foncière, eux bureaucrates, qui recevaient par délégation, venant des communes, la rente foncière en produits naturels et en services, c'est-à-dire en temps de travail, en surtravail. Eh bien, ce qu'il leur demandait, c'était d'être apte à opérer la conversion parce que lui, ce qu'il voulait, c'était au moins recevoir une partie en monnaie, en argent. Et tout le système de l'impôt est absolument nécessaire à la circulation des biens et des activités, des biens et des services. Vous n'auriez aucune équivalence possible, bien-service. Équivalence qui est évidemment une des bases de toute économie.
dit, vous n'auriez aucune équivalence possible des biens et des services sans la mesure de l'impôt. D'où encore une fois le rôle de la banque qui est fondamental, qui à côté de l'entrepreneur des grands travaux et à côté du propriétaire du sol qui bénéficie d'une rente, il vous faut la banque qui n'est pas du tout un simple intermédiaire, qui est créatrice de monnaie. Comment? Ça c'est un peu le problème. Mais qui, dès les empires archaïques, par exemple, on a des documents sur le rôle de la banque dans l'empire babylonien. C'est essentiel. Elles sont vraiment créatrices de la monnaie car c'est elles qui échangent contre la rente foncière en nature que reçoit le fonctionnaire. Ils échangent de la monnaie, c'est-à-dire ils donnent au fonctionnaire de la monnaie contre le blé que ce fonctionnaire reçoit et le fonctionnaire à ce moment-là ristourne une partie de cette monnaie à l'empereur. Il y a toute une circulation, donc, monnaie, biens, services, qui va être à la base de l'économie des grands empires archaïques. D'où ça vient, à ce moment-là, quel problème ça pose, ce rôle des banques, qui ne sont pas seulement des intermédiaires, qui sont réellement créatrices de monnaie, et d'où est-ce qu'elles tirent. Alors que c'est surtout que dans les empires archaïques, le plus souvent, c'est des empires très très loin des sources métallurgiques, d'où la nécessité d'un commerce extérieur, mais qui lui-même n'est permis que par le jeu de l'impôt. Tout ça, c'est parfait. Mais je termine ce schéma très rapide en disant, vous voyez, c'est pas compliqué tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est cette bureaucratie archaïque, parce que ce qui définit ces grands empires, et c'est par là que je dis que Marx n'avait strictement rien à voir avec Montesquieu dans sa description, eh bien, ce qui définit ces grands empires, c'est qu'à la lettre, rien n'y est privé, et rien ne peut y être privé. Tout y est public. Et en effet, on l'a vu aussi l'année dernière, l'appareil d'État comme appareil de capture, sous toutes ses formes, il est fondamentalement public. La notion de secret d'État est une notion très tardive, liée à ceci, et liée avant tout au moment où les appareils d'État s'approprient les machines de guerre. C'est la machine de guerre qui est secrète. D'ailleurs, même sans le vouloir, qui se trouve en situation d'être secrète. Sinon, dans l'appareil de capture défini comme grand empire archaïque, tout est public. Le souverain mange en public, le despote mange en public, couche en public. C'est l'homme de guerre, bizarrement, qui a un voile, qui se cache pour manger. C'est curieux. Le secret, il naît avec la machine de guerre. Pas de machine de guerre, pas de secret. Et là, on ne sait pas que ce soit mieux. Le despote, c'est... Mais, lui, s'il a un masque, le despote, c'est pour montrer. C'est le masque public, c'est pas le masque du secret. Et pourquoi? Voyez qu'à tous les niveaux, tout est public. Dans l'Empire archaïque. Tout est public parce que, d'une part, la possession du sol y est communale. Donc, il n'y a pas ce niveau de propriété privée. C'est la commune qui possède le sol. Et c'est la commune qui opère les distributions mouvantes au lignage. À l'autre bout, tout à fait en haut, l'unité formelle transcendante du despote, qui est à la fois possesseur, propriétaire éminent, entrepreneur des travaux, maître de la monnaie. Il n'existe absolument que comme instance publique. La propriété, sa propriété éminente, c'est la propriété publique. Son émission et sa création de monnaie, c'est la création de la monnaie publique. Les grands travaux qu'il entreprend, c'est les grands travaux publics. Tout y est public. Et les fonctionnaires entre les deux, les bureaucrates de la rente, les bureaucrates du profit, les bureaucrates de l'impôt ou de la banque, c'est aussi pure publicité. Pourquoi? Parce que c'est uniquement en tant que fonctionnaire de l'empereur
qu'ils jouissent de la délégation de propriété, de la délégation d'entreprise, de la délégation de monnaie. Et bien plus, on pourra trouver des régimes là très compliqués où c'est même héréditaire, ça n'empêche pas. Ce n'est pas en tant que personne privée qu'ils jouissent de ces puissances déléguées, c'est en tant que fonctionnaire de l'empereur. Comme dit Tokay dans un texte magnifique, vous pouvez concevoir que s'ils se révoltent contre l'empereur, ils deviennent de petits despotes locaux. Vous ne pouvez absolument pas concevoir qu'ils deviennent des propriétaires privés. Pourquoi? Pour une raison très simple, parce que ça fait partie des choses tellement évidentes auxquelles le marxisme nous a habitués quand on n'oublie pas. À savoir, comment voulez-vous qu'ils renversent eux-mêmes la base de leur propre existence? Ces fonctionnaires bureaucrates reçoivent tout ce qu'ils ont, précisément du tribut des communes, du tribut en nature ou du tribut en travail. S'ils devenaient propriétaires privés, ils renverseraient exactement toutes leurs sources de revenus. C'est-à-dire, c'est pas seulement inconcevable. Affirmer, comme le font certains auteurs, que ces représentants, que ces fonctionnaires deviendront petit à petit propriétaires privés, c'est un non-sens. C'est en ajoutant petit à petit qu'on ajoute quelque chose. C'est un pur non-sens. Je veux dire, à la lettre, ça ne veut rien dire. C'est un système où tout, par nature, est public. De la possession communale à la propriété. Alors je dis comme ça, premier caractère, hein, vous voyez. Vous voyez, c'est très curieux parce que je disais surcodage. L'Empire archaïque surcode. L'Empire archaïque surcode. Et voyez, je vous demande juste de retenir cette différence entre code et surcodage, puisque j'en avais besoin toute l'année. Je veux dire juste, parce que sinon ça vous fera peut-être pas assez, pourquoi j'en ai besoin. Parce que ce que j'appelle surcodage, c'est donc quelque chose qui s'ajoute, et c'est pour ça que j'emploie le mot surcodage, c'est quelque chose qui s'ajoute au code. Encore une fois, les codes communaux faits de lignages et de territoires continuent à s'exercer dans le cadre des communes. Qui ajoute cette unité qui jouit du profit, de la rente, de la monnaie d'impôt, du commerce extérieur. Bon. Si je cherche une équivalence pour essayer d'être plus clair, je dirais que l'unité de l'ensemble des communes comprises dans l'Empire archaïque, est presque une unité par formalisation, ou, si vous préférez, par transcendance. C'est, à la base, il y a les communes, puis ça monte jusqu'à l'empereur, et c'est en tant que l'empereur est à un niveau différent des communes de base que se fait le surcodage, et que l'empereur est maître des grands travaux, propriétaire éminent du sol et créateur de la monnaie. C'est ce qu'on appellerait en logique une opération de formalisation. Vous voyez, je veux dire que l'unité formelle n'est pas au même niveau que le formalisé. Vous me suivez? Elle doit être à un niveau supérieur. Là, je m'exprime en termes vraiment très, très rudimentaires. En termes de logique formelle, pour ceux qui en ont fait, ça doit vous renvoyer à quelque chose concernant une fameuse théorie formaliste, la théorie des types. Je dirais que l'unité formelle ne peut pas être du même type que l'ensemble des objets formalisés, à savoir les communes agricoles. C'est par là qu'il y a surcodage. Il y a une opération de transcendance. Il y a une opération de formalisation. Alors c'est pour ça que je tiens tout de suite à dire pourquoi j'insiste là. En logique, vous savez que
À la formalisation, c'est opposé, ou c'est distingué, du moins, quelque chose de très très différent. Et ce quelque chose de très différent, c'est justement ce qu'on a appelé axiomatique ou axiomatisation. Et qu'il importe surtout de ne pas confondre l'axiomatisation et la formalisation. Et pourquoi que l'axiomatisation, c'est quelque chose de tout à fait autre que la formalisation? Je crois que la raison, elle est toute simple, c'est que, là je ne vais pas du tout développer, puisque je l'avais dit déjà la dernière fois, je voudrais que plus tard, un groupe parmi nous se mette à travailler vraiment sur l'axiomatique pour des raisons qui concernent ce qu'on a à faire cette année. Mais, pressentez juste la différence. J'ai l'air de parler de tout à fait autre chose que de mon histoire d'État, là. Mais on va voir si c'est tout à fait autre chose. Bien sûr, l'axiomatisation, en quoi que c'est pas de la formalisation, pourtant c'est complètement formel une axiomatique. Oui, c'est formel une axiomatique. Seulement c'est une formalisation d'immanence. C'est une formalisation de pure immanence. C'est-à-dire, la formalisation se fait au même niveau que celui des ensembles formalisés. L'axiomatique est immanente à ces modèles. C'est par là que ce n'est pas une formalisation. Si vous préférez, c'est une formalisation d'immanence, alors que la formalisation logique, que la formalisation dite logique, est une formalisation par transcendance. Pourquoi que je raconte tout ça? C'est que s'il nous arrive jamais de trouver dans le champ social, notamment dans le champ social moderne, des formations quelconques qui fonctionnent sur un certain mode, je ne dis pas comme, je dis sur un certain mode axiomatique. Il faudra se rappeler cette distinction. On ne pourra pas les assimiler aux vieux grands empires archaïques. On ne pourra pas dire c'est du surcodage. L'axiomatique n'opère pas par surcodage. Elle opère par autre chose. Donc on se trouve devant déjà un très riche champ de concepts parce qu'on doit sentir que les codes et le surcodage impérial ne sont pour nous que les deux premiers concepts d'une série de concepts très très variés à venir. Enfin, bon, je dis, ces empires archaïques, supposons, qui se présentent partout, ils se définissaient comme le surcodage, ou ils opéraient par surcodage. Ça nous avance toujours pas beaucoup, hein, parce qu'enfin, ce surcodage, comment c'est possible, comment ça a pu marcher? L'appareil de capture. Juste en même temps, je sais pas, moi j'ai la double impression qu'on avance et puis qu'on n'avance pas, les deux. On avance parce qu'on précise de plus en plus l'appareil de capture avec ses trois faces, son trièdre. On n'avance pas parce qu'on n'avance pas dans la question, mais comment ça a pu marcher, comment ça a pu s'installer, une chose comme ça. En même temps, on avance un peu parce que là, on a commencé à donner un statut au surcodage. Un auteur emploie un autre mot. Et ce mot, il doit être très lié. Hein. C'est Lewis Mumford. Lewis Mumford, c'est un auteur actuel qui écrit beaucoup. C'est bien. Ça, je sais pas. Et il parle, à propos des empires archaïques et surtout de l'empire d'Égypte, il emploie le mot méga-machine. Ce sont des méga-machines, et il dit ce sont les premières méga-machines. Méga, vous le savez, c'est l'adjectif grec qui veut dire grand. Les empires archaïques, c'est de grandes machines. Bon, ça semble pas aller très loin, quoi. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est d'autres grandes machines? Mais alors, bon, il y a des machines qui opéraient autrement. Mais alors quoi, on serait nous des machines axiomatiques, pas des machines de formalisation despotique. On ne sait pas tout ça, on ne sait rien là-dessus. Supposons que les grands empires archaïques soient des méga-machines. Est-ce que c'est simplement une manière de parler? Là, je ne sais pas. Moi,
Une métaphore, quoi. Non, pas du tout, parce que même Ford tient beaucoup et dit ça. Qu'est-ce que c'est que la définition classique de la machine? Qu'est-ce qu'on appelle une machine au sens le plus technique du mot? La définition classique de la machine, ou une des définitions classiques de la machine qui apparaît par exemple au XIXe siècle chez un spécialiste, c'est une machine, c'est une combinaison d'éléments solides. C'est une combinaison d'éléments solides ayant chacun, ou par groupe, une fonction spécialisée, voyez, destinée à transmettre un mouvement et à exécuter un travail sous un contrôle humain. Et ça fait beaucoup de traînes, c'est pas mal. Donc une combinaison d'éléments solides ayant des fonctions spécialisées pour transmettre un mouvement et exécuter un travail sous un contrôle humain. Là, Mumford, il a raison de se sentir plein de gaieté. Il dit, mais à la lettre, c'est pas du tout une métaphore. Si vous prenez un grand empire archaïque, c'est une méga-machine. Simplement, c'est une méga-machine dont les éléments sont des hommes. Les hommes sont partis de la machine. D'où l'idée, en effet, d'un asservissement, comme dit Marx, un asservissement généralisé. Esclavage généralisé, asservissement généralisé. Les hommes sont les pièces de la machine. Alors, parler de surcodage, ce serait dire qu'il y a une telle machine dont les hommes sont les pièces. Et en effet, on voit au niveau des grands travaux, au niveau de la rente foncière, au niveau de l'impôt. Alors on pourrait même préciser les grandes fonctions spécialisées. C'est nos trois dimensions, rente foncière, impôt, entreprise. Bon. Tout va bien. Je dirais que les machines à ce moment-là, non, les empires archaïques, sont précisément des appareils de capture. Vous voulez, ça me suffirait si j'arrive à accumuler des synonymes. C'est-à-dire des appareils de surcodage. Ou des méga-machines, c'est-à-dire des machines d'asservissement. Bon, pourquoi tenir tellement au mot asservissement? Tout d'un coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas pour nous une occasion là de recherche? Parce que avec Guattari et avec d'autres, on essaie de mettre au point, je dis comme ça par exemple, cherchons dans ce sens-là, une distinction entre deux concepts. Avec toujours des hypothèses, est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a lieu de les distinguer ou pas? On pourra me dire non, il n'y a pas lieu. Asservissement et assujettissement. Est-ce que c'est la même chose, être asservi ou être assujetti? Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont les deux à la fois. Mais dire qu'on est les deux à la fois, peut-être, ça n'empêche pas que c'est peut-être pas la même chose. Quelle différence il y a? Je voudrais aller du plus simple, je voudrais prendre deux points de vue pour essayer de dire cette différence. Et on aurait fait un grand pas à nouveau dans l'analyse des anciens empires. Eh bien, je voudrais prendre un point de vue successivement très technique, mais de technique tout à fait rudimentaire, et un point de vue économique, mais d'économie tout à fait rudimentaire aussi. D'un point de vue technique, quand est-ce que je dirais qu'il y a asservissement? Je dirais qu'il y a asservissement lorsque les hommes eux-mêmes sont partie constitutive de la machine. C'est-à-dire, la machine est alors définie comme un ensemble communiquant d'éléments humains et d'éléments non humains. Je reste exprès abstrait pour le moment, je ne dis pas de quelle machine il s'agit. Imaginez une machine dont vous faites partie. J'en étais l'élément.
Elle a des éléments humains et des éléments non humains. Vous êtes parmi les éléments humains. Elle peut grouper d'autres choses, elle groupe des éléments mécaniques, elle groupe des éléments informatiques, elle groupe des éléments énergétiques, elle groupe des bêtes, des choses. Hein. Mais de toute manière, vous faites partie de la machine. Si vous saisissez une machine dont vous êtes partie intégrante, vous direz que vous êtes asservi à la machine. Il n'y a pas de nuance péjorative. Bon. Quand est-ce que vous direz que vous êtes assujetti? Vous êtes asservi par la machine. Bon, d'accord. Et une chose qu'on sait tout de suite, on n'est jamais assujetti par la machine. Là, il est toujours bon que la grammaire élémentaire nous guide, on est assujetti à la machine. C'est pas la machine qui nous assujettit quand elle nous assujettit. Or, quand est-ce qu'il y a assujettissement à la machine? Je réclame une réponse aussi simple que ma réponse extrêmement sommaire. Nous sommes asservis par la machine lorsque nous sommes des éléments humains faisant partie constituante de la machine. Mais nous sommes asservis à la machine, là, d'une manière, soit dans la mesure où nous en sommes, dans la mesure où nous nous en servons. Mais s'en servir, c'est vraiment là trop vague de la vague. Il y a deux manières de s'en servir. S'en servir pour produire, c'est ce qu'on appelle le producteur ou le producteur immédiat, le travailleur. Ou bien c'est l'usager. En tant que je prends le métro, je suis d'une certaine manière assujetti au métro. Les usagers sont parfaitement assujettis aux machines dont ils se servent. Mais ceux qui fabriquent le métro, ben, ils sont aussi assujettis à des machines de fabrication, de production. Je veux dire que les machines de consommation comme les machines de production sont, semble-t-il, dans les figures modernes, des machines avant tout d'assujettissement. Et là encore, retenez, je ne dis pas que l'un vaille mieux que l'autre. Je dis donc qu'il y a assujettissement lorsque l'élément humain ne fait plus partie constituante de la machine en tant que telle, mais est mis dans un rapport avec elle, rapport qui lui est imposé comme rapport d'usage, de consommation, de production. Je suis assujetti à la télé dans la mesure où je l'écoute, d'accord. Bon, je rêve là, hein, je voudrais qu'on rêve tous un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres, hein? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres manières dont cette fois on ne peut plus dire qu'on est assujetti à la télé, qu'on est asservi. J'ôte tout sens péjoratif à tout ça, parce que ça a l'air de dire du mal, mais non, il n'y a rien de mal dans tout ça. Un musicien actuel, on peut dire que, tiens, ça va peut-être nous faire avancer, un musicien de concert classique, d'une certaine manière, il est assujetti à son instrument. Il y a même quelqu'un qui l'assujettit à son instrument et c'est le chef d'orchestre. Mettons. L'auditeur est assujetti aux conditions du concert. C'est dire à quel point je dis pas de mal. Au contraire, je prends un exemple d'assujettissement sublime. Dans la musique électronique, vous voyez tout de suite, est-ce que c'est encore un régime d'assujettissement ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que cette fois-ci, il n'y a pas quelque chose d'autre? À savoir constitution d'une machine dont les éléments humains et les éléments non humains font également partie intégrante, c'est-à-dire constituent un ensemble de communication et d'information réciproques. À ce moment-là, il faudra parler d'asservissement machinique et non plus d'assujettissement social.
je suppose. Continuons dans la même voie. Ça me rappelle une nouvelle de Bradbury. Alors c'est la science-fiction. La science-fiction, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'elle nous suggère tout le temps? Un saut qualitatif. Un saut qualitatif qui se fait dans notre dos. Et encore une fois, c'est pour soi. Il ne faut plus penser simplement en termes d'assujettissement. Il y a quelque chose d'autre. Je prends un des plus grands de la vieille science-fiction, Bradbury. Quand il raconte son histoire de la télé n'est plus au centre de la maison. Imaginez, la télé au centre de la maison. Soit que c'est les nouvelles, c'est 8 heures, toute la famille y va. Je dirais, nous sommes assujettis à la télé. Comme ça, pour employer un mot, on peut se repérer. Bradbury imagine un autre système. La télé n'est plus au centre de la maison, elle constitue les murs de la maison. Et on s'achète un mur télé. Alors, il y a la dame qui dit à son mari, il faut faire des économies parce qu'on a 3 murs encore. Il n'y a que 3 murs télé. C'est important, ce changement. Parce qu'en même temps, la programmation est faite de telle manière que le programme varie avec la personne qui l'écoute. Tiens, le programme varie avec la personne qui l'écoute. Tiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas difficile, que dans l'ordinateur central, il y a place pour des petits ordinateurs locaux, avec des blancs. Il y a des mémoires locales en plus de la mémoire centrale, et puis les personnes mettent de telle manière que le type là, l'animateur, s'adresse dans chaque maison en donnant le nom propre de la personne qui habite la maison. La télé est devenue mûre et en même temps, l'auditeur, l'usager de la télé est devenu partie constituante du programme même. Il y a eu des analyses célèbres sur certaines émissions célèbres d'appel à la délation en Allemagne, aussi dans certaines radios françaises, ça avait commencé. Ces appels à la délation, vous faites l'émission, c'est vous qui allez faire l'émission. Vous faites l'émission. C'est pas simplement une histoire de concours ou d'amusement, c'est le franchissement, c'est le passage d'un régime à un autre, il me semble. C'est le passage d'un régime d'assujettissement social à un régime d'asservissement machinique. Encore une fois, je ne sais pas quel est le meilleur, je ne sais pas même quel est le plus rentable. Je dis juste que nous, aujourd'hui, on a le privilège d'avoir les deux. Les deux s'excluent pas. Mais vous remarquez que c'est très difficile de distinguer le statut de l'asservi. Autant pour l'assujetti, je peux dire, c'est le producteur immédiat et c'est aussi bien l'usager. L'asservi, c'est beaucoup plus compliqué. Il va être dans un de ces systèmes où, au besoin, ce sera beaucoup plus difficile à distinguer. Ce sera comme une espèce d'opération, alors là, pour employer, j'emploie des termes comme ça, ce sera des opérations de feedback, de récurrence, où il n'y aura pas un type qui ne sera asservi sans servir aussi à l'asservissement de quelqu'un d'autre. Ce sera beaucoup plus complexe. Ce sera peut-être pas plus complexe parce que l'assujettissement, je l'ai trop simplifié, ça a une forme très très complexe. On va voir pourquoi. Donc je suggère juste ceci. Que là on tiendrait une distinction conceptuelle. Et en effet, qu'est-ce que fait aujourd'hui? Vous savez qu'il y a une discipline particulièrement dangereuse, dans toutes les disciplines dangereuses qui nous entourent. Et cette discipline dangereuse, on l'appelle l'ergonomie. C'est la discipline qui s'occupe des normes du travail. Et l'ergonomie, c'est une discipline qui marche très fort, puisque c'est eux qui montent les usines. Or, l'ergonomie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si je prends vraiment, si je vous donne, pour ceux qui ne savent pas, des choses vraiment de base enfantine sur l'ergonomie, ils distinguent deux choses. Ils distinguent ce qu'ils appellent les systèmes homme-machine au singulier. Homme, machine, les deux étant au singulier. Ou ils appellent ça aussi bien poste d'emploi.
Et il distingue les systèmes homme-machine, homme au pluriel, machine au pluriel. Alors là, ils deviennent très, c'est pas évidemment, c'est pas des théoriciens très forts, mais c'est de très forts praticiens. Ils se demandent volontiers, voyons, est-ce que le système homme-machine au pluriel, est-ce que c'est une simple généralisation du système homme-machine au singulier? Vous voyez, ils veulent en venir. Est-ce qu'il n'y a qu'une différence de degré entre les systèmes homme-machine au singulier et les systèmes homme-machine au pluriel? Eh bien non. Souvent ils disent oui, parce qu'ils sont très sournois. Ils disent bah oui, il n'y a qu'à généraliser la méthode de l'analyse des postes d'emploi et vous obtenez les grands systèmes homme-machine au pluriel. Ne les écoutez surtout pas. Surtout pas. Vous voyez bien qu'ils mentent d'avance. Le problème n'est pas du tout le même. Il y a une différence de nature. Et c'est justement parce qu'il y a une différence de nature que alors notre distinction technologique de l'assujettissement et de l'asservissement pourrait être considérée comme valable. Et la différence de nature, c'est pas du tout le même problème technologique. Quand vous avez un système homme-machine au singulier, quel est le problème? Le problème, il est tout simple. C'est faut que l'un ou l'autre s'adapte. Et les problèmes pratiques, c'est tantôt, suivant les moments, comment adapter l'homme à la machine, suivant d'autres moments, comment adapter la machine à l'homme. C'est des problèmes d'adaptation dans un sens ou dans l'autre, ou dans les deux sens. Et en effet, l'adaptation va, les normes d'adaptation, ils vont rendre compte, suivant le cas, des règles d'usage et des règles de production, des règles de travail. Et souvent les deux, il n'y a pas de travail sans usage, comme il n'y a pas d'usage sans. Lorsque vous avez un système homme-machine au pluriel, est-ce que le problème est encore d'adaptation? On a bien l'impression que dans la technologie moderne, c'est dépassé le problème d'adaptation. Vous savez, le moment où la technologie parlait des adaptations nécessaires, tout ça. Et c'est pas du tout qu'ils soient devenus plus cruels, hein, pas du tout, non. Au contraire, c'est qu'ils ont beaucoup moins besoin. Et là, on va tomber sur le problème économique. Pourquoi ont-ils beaucoup moins besoin de travailleurs adaptés? Pourquoi qu'ils s'en foutent finalement de l'adaptation? Enfin, j'exagère, c'est un souci, mais pas beaucoup, quoi. Quel est l'autre problème? C'est devenu plus du tout un problème d'adaptation d'un élément à un autre, ou d'adaptation réciproque des deux éléments, c'est devenu un problème de communication. Et donc de choix. À savoir, dans un système homme-machine au pluriel, le problème n'est plus d'adaptation de l'élément mécanique à l'élément humain, de l'élément machinique à l'élément humain. Le problème est tout autre, choisir et bien choisir et pas se tromper. C'est-à-dire, où faut-il mettre un élément humain, où faut-il mettre un élément machinique? Pourquoi? Pour qu'il y ait, comme ils disent, fiabilité, d'où toutes sortes de nouveaux concepts qui sont des concepts comme ça, qui leur servent beaucoup dans leurs analyses. La fiabilité, c'est quoi? La fiabilité, c'est l'élément raison inversement proportionnel de la défaillance, pour qu'il y ait le moins de défaillance possible. Or, il y a des cas où, c'est même curieux, il y a énormément de cas où un élément même d'ordinateur est moins fiable qu'un élément humain. Il y a de nombreux cas, heureusement, où l'élément humain est beaucoup moins fiable, ou beaucoup moins rentable. Vous voyez que le problème de l'asservissement, c'est le problème du choix. Où seras-tu? Alors, si vous arrivez, c'est pas du tout adapté. Sentez qu'il y a une différence, même si vous me dites que les deux problèmes se mélangent. Ce qui m'intéresse, c'est que, même affectivement, même dans la tonalité affective, c'est pas du tout la même manière de poser le problème. On prendra très bien un handicapé, par exemple. Un handicapé, bien, un bègue, quoi encore, un sourd. On ne se demandera plus du tout
comment l'adapter à une machine ou comment adapter une machine à lui. Mais dans le système homme-machine au pluriel, on se demandera où le mettre pour que précisément il faille un sourd pour que la communication passe. Ça, c'est le régime de l'asservissement machine. C'est plus du tout le régime de l'assujettissement social. Or, encore une fois, c'est très curieux à se considérer les choses. Je continue toujours dans mon premier point de vue technologique, pendant qu'on y est, on tient quelque chose de technique, enfin, c'est peut-être faux tout ça, mais enfin, c'est à nous de voir, hein. Moi, je crois que ça doit être vrai. C'est vrai, ça marche, la distinction des concepts est toujours reine, et donc nous entraîne et entraîne la vérité. Alors, si je prends l'histoire de la machine, je peux faire là-dessus à toute allure, pourquoi pas, l'histoire de la machine. Je dis, revenons à nos grands empires archaïques. Hein, revenez-y. On ne les a pas du tout oubliés. Ça va nous servir énormément. Ce sont les grands empires despotiques archaïques qui inventent l'asservissement machinique. Et pourtant, machines techniques, ils n'en ont pas beaucoup. Comme machine technique, au mieux, ils disposent de quoi? De ce qu'on appelle, c'est le premier âge de la machine. Les machines, il y en a toujours eu, il ne faut pas exagérer. On verra pourquoi il y en a toujours eu. C'est évident qu'il y en a toujours eu. C'est pas évident, mais ça fait rien. C'est le premier âge de la machine, c'est les machines dites simples. Bon, n'importe quoi, le machine simple, l'asservissement machinique y atteint d'emblée un point mais fantastique. Et c'est normal. Les éléments mécaniques étant extrêmement simples, les hommes là sont directement éléments humains pris dans la machine. D'où, je crois, la justesse du mot de Mumford lorsqu'il dit les anciens empires archaïques sont des méga-machines. Sont des méga-machines dont les hommes sont les parties constituantes. Et c'est pas une métaphore, c'est des machines au sens propre du mot. Bon, si vous m'accordez ça, que c'est justement lorsque les machines techniques sont très simples que s'affirme un régime fantastique de l'asservissement machinique de l'homme. Il n'y a encore aucun assujettissement. Ça ne veut pas dire que c'est la belle vie, hein. Au contraire. Je me dis quand est-ce que ça a pu venir, l'assujettissement. Il n'y a qu'à suivre le mot, on retrouvera ça. Je vais te lancer un thème pour même pas la prochaine fois, d'autres fois, là j'en profite, je lance juste un thème. L'assujettissement, c'est évident que ça peut venir avec le dégagement des personnes privées. On est assujetti à la machine, on est asservi par la machine, d'accord? Justement parce que la machine, la méga-machine, elle n'est pas technique. C'est la grande machine despotique. Mais on est assujetti, pas par la machine, on est assujetti à la machine. Il a fallu que je dégage quelque chose, une instance privée. On a vu que dans les anciens empires despotiques, le propriétaire, qu'il soit communal, fonctionnaire ou le despote lui-même, n'était pas un propriétaire privé. Il peut y avoir que de l'asservissement machinique. L'assujettissement ne pourra naître que bien plus tard. L'assujettissement, ce sera la formule. Il y a le génie partout dans toutes ces histoires d'appareils de capture. Ce sera peut-être la nouvelle forme de capture inventée par les États relativement, il faudra voir quel sens donner à ce mot, relativement moderne. L'assujettissement, c'est une technique très très moderne, enfin relativement moderne. Bon. Et elle culmine avec quoi? Avec le deuxième âge de la machine. En gros, c'est vraiment l'histoire en survol. Du type machine à vapeur. La machine du début du capitalisme. Et l'assujettissement social n'est certes pas l'invention du capitalisme, mais le capitalisme le portera à la perfection. Et il portera d'autant plus à la perfection qu'il disposera du régime économique correspondant. Je dirais déjà que l'esclavage antique, privé,
le servage féodal. Je dirais, pour comme ça classer au niveau du vocabulaire, je dirais que c'était déjà des formes d'assujettissement. C'était plus de l'asservissement. Mais le sommet de l'assujettissement, il apparaît avec le régime du salariat. Là, vraiment, l'homme est asservi à la machine par le capitaliste, c'est-à-dire par le propriétaire privé de quoi, ça, il faudra voir plus tard. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, vous savez ce qu'on appelle le troisième âge de la machine. C'est l'ensemble des machines dites cybernétiques et informatiques. Or, c'est pas faux, moi je crois ce que tout le monde dit, quoi. C'est vrai, ça, que c'est un saut qualitatif de la machine, mais en quel sens? Eh bien, justement, c'est que ces machines ne sont plus des machines d'usage, ni de production. Mais elles ne sont plus des machines d'usage, de consommation, de production. Ce sont des machines de communication et d'information. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire précisément que le problème est uniquement dans un tel système, et c'est pas par hasard que les systèmes homme-machine au pluriel désignent ce troisième âge de la machine, les machines cybernétiques et les machines informatiques. Voilà. Je ne dis pas que c'est un retour, là ce serait une catastrophe. C'est l'invention d'une nouvelle forme d'asservissement machinique. En effet, le problème, il devient non plus le problème du choix, non plus le problème de non plus le problème de l'usage, non plus celui de la consommation. Il devient le problème du choix et de la distribution. Où est-ce que je vais te mettre, toi? Où est-ce que je vais te mettre, toi, pour que ça passe, pour que l'information passe? C'est un tout autre problème. Alors je dis, à tous les niveaux, il faudrait presque se vivre comme double actuellement, comme soumis à ce double système. Nous sommes à la fois, presque, si on pouvait dire un peu de n'importe quoi, ou un peu de, je dirais que un peu de subjectivité nous éloigne de l'asservissement machinique, le remplace par le remplace par l'assujettissement, et beaucoup nous y ramènent. Nous ramène à une nouvelle forme de l'asservissement machinique, qui est celui de notre âge. Je saute très vite pour... vous en pouvez plus. Quelle heure est-il? Midi et quart. Quoi? Midi et quart, la fin. C'est pas humain. Vous voyez, je ferais très bien si je vous racontais. Bon. Je termine très vite. Je vois c'est pour votre bien. Je passe à l'aspect écossais. Et là, je demande encore une fois pardon de dire devant beaucoup d'entre vous qui savent ces choses-là mieux que moi, mais j'en ai besoin pour mon schéma, donc j'en ai besoin à un niveau toujours très très élémentaire. Et ceci. Il y a dans Marx une histoire célèbre qui commence le Capital et qui concerne ce que Marx appelle la composition du capital et plus précisément la composition organique du capital. Et ce qu'il appelle la composition organique du capital, c'est le fait que le capital ait deux parties composantes. En gros, c'est très... il faut savoir ça par cœur. J'ai oublié. Alors, la première partie, c'est le capital constant. Non, pardon, ceux qui le savent, il ne faut pas rire, parce que je le dis, je suis sûr qu'il y en a qui ne se le rappellent plus, ou bien tout le monde ne l'a pas forcément présent à l'esprit, donc je crois que je suis forcé de le dire. Capital constant, c'est exactement la partie du capital qui est transformée en matière première et moyen de production. Voilà. Vous voyez? L'autre partie du capital, c'est le capital variable. C'est la partie du capital transformée
dans la définition, là je prends une phrase même de Marx, transformé en force de travail, c'est-à-dire la somme des salaires. Le capital variable est la partie du capital transformé en force de travail, c'est-à-dire la somme des salaires. Voyez. Bon. Qu'est-ce qui se passe si vous comprenez ça? Marx explique une chose très belle, enfin très importante. Vous comprenez, si on abandonne le marxisme, on abandonne les derniers espoirs qu'on a. Alors c'est tout simple, il vaut mieux revenir aux définitions du capital variable et du capital constant avant de déconner sur ce que c'est que l'État. Bien, je dis donc qu'il dégage une variabilité dans la proportion. À savoir proportionnellement, non pas absolument, les masses de capital constant, de capital variable peuvent être très hautes, mais proportionnellement, il y a une certaine proportion entre les deux parties du capital. Et tantôt, le capital variable tend à croître par rapport au capital constant. Ça, c'est un premier cas. Le capital variable tend à croître par rapport au capital constant. Deuxième cas, le capital constant croît par rapport au capital variable. Qu'est-ce que c'est que ces deux cas? Suivez-moi bien. Le premier cas, il ne fait pas tellement de problème. Mettons que c'est vraiment ce qu'on peut appeler la formule, ce qu'on peut appeler avec beaucoup de précautions, mettons, mais par commodité, toujours, c'est la formule du début du capitalisme, du premier âge du capitalisme. Tout va bien, pourquoi? Parce que, comme Marx l'explique très bien, la plus-value, qui ne se confond pas avec le profit, ou plutôt avec lequel le profit ne se confond pas, mais dont le profit dépend d'une certaine manière, la plus-value vient du capital variable. Donc, il semblerait très normal que le régime du capitalisme qui marche sur cette chose étrange, la plus-value, et qui en tire le profit d'entreprise, eh bien, il semblerait très normal qu'elle marche avec une tendance à croître du capital variable. Il y aurait d'autant plus de plus-value. D'accord, bon, ça semble tout simple. Remarquez, je dis, mais quand les capitalistes les plus cruels, les plus durs, les plus méchants, ont dit « nous sommes des humanistes », mais je crois qu'ils avaient raison à la lettre. Ça voulait dire une chose très simple, et c'est trop évident. Nous n'avons jamais confondu capital constant et capital variable. Jamais un capitaliste n'a confondu, ne serait dans ses comptes, ne serait dans sa comptabilité, le capital constant qui renvoie aux matières premières et aux machines, et le capital variable qui renvoie au salaire et à la force de travail. Ils ont toujours fait une grande différence. Et je dis, voyez en quoi je dis tout. C'est ça le régime d'assujettissement. Pourquoi le capitalisme a-t-il poussé jusqu'au bout l'assujettissement social? Il a poussé jusqu'au bout l'assujettissement social en vertu de ceci, que plus le capital variable croissait, plus il y avait possibilité de plus-value et indirectement de profit. Et il n'a jamais confondu les machines et les hommes. Tout ça. Alors, qu'est-ce que nous dit Marx, deuxième point? J'ai presque fini, alors ce point du schéma économique, très rapide. Marx nous dit dans des pages célèbres, et ben voilà. C'est bizarre, mais c'est pas tellement bizarre, ça se comprend même tout seul. Plus le capitalisme avance, plus le capital constant prend d'importance par rapport au capital variable. Je précise pour ceux qui sont savants que se greffe là-dessus une autre distinction liée au capital constant, à savoir la distinction du capital fixe et du capital circulant.
Mais je ne pensais pas intervenir parce que ça compliquerait inutilement le schéma au point, tout ce que je viens de montrer. En effet, plus ça va, plus l'investissement de capital est lourd dans le domaine et des matières premières et des machines. Pourquoi? Parce qu'il y aurait des phénomènes bien intéressants, par exemple, des histoires avec une industrialisation qui ne va pas, Marx donne très bien les raisons, qui ne se contente pas simplement de devenir de plus en plus à l'échelle de la grande usine, mais qui passe au stade dit de l'automation. Et c'est ce stade de l'automation que Marx analyse splendidement dans des pages célèbres des Grundrisse. Bon. Donc, relativement, il s'agit d'une relation, parce que bien sûr, la plus-value peut augmenter, la masse de plus-value peut augmenter dans l'absolu, c'est pas la question. C'est le rapport proportionnel entre les deux. La tendance du capitalisme, c'est une tendance au développement, comme Marx ne cesse de le rappeler, eh bien, cette tendance au développement tend à accroître la proportion du capital constant par rapport au capital variable. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout, ce qui change tout, puisqu'à ce moment-là, comme dit Marx, le travailleur, avec l'automation, n'est plus qu'adjacent au procès du travail. Il n'est plus qu'adjacent au procès du travail. À ce moment-là, c'est très curieux qu'en effet, le travail va prendre de toutes nouvelles formes. Ce sont ces formes que plus encore que les marxistes communistes orthodoxes analysent, ce sont ces formes que les marxistes autonomes, notamment en Italie, commencent ou poussent de plus en plus l'analyse sous la forme de phénomènes à la fois très complémentaires, qui est le rôle du travailleur dans l'automation, le rôle, et c'est pas du tout quelque chose de différent, la montée du travail de sous-traitance, puisque dans une industrie d'automation, l'ancien travail d'usine tend de plus en plus à être rejeté en sous-traitance, donc le développement d'un phénomène de la sous-traitance qui est très moderne et très très important. Développement d'un travail noir, et c'est pas par hasard que les premières analyses de tous ces phénomènes sont les Italiens. Puisque les Italiens se trouvaient dans une économie où le travail noir avait pris dès le début une importance déterminante, pas pour la survie des gens, mais pour le fonctionnement de l'économie elle-même, le travail immigré, etc. Pas des formes de travail très nouvelles, posant des problèmes et des éventualités révolutionnaires tout à fait nouvelles, et qui sont parfaitement en liaison, qui sont directement en liaison avec ce phénomène du capitalisme, la tendance à ce que le capital constant l'emporte proportionnellement sur le capital variable. Or, là, je retrouve exactement ma même conclusion, à savoir, je dirais la formule de l'assujettissement social, c'est quoi? C'est précisément, il y a d'autant plus d'assujettissement social que le capital variable a d'importance par rapport au capital constant. C'est une loi, c'est-à-dire on ajoute au marxisme une loi purement marxiste, il me semble. Il y a d'autant plus d'asservissement machinique que le capital constant prend et tend à prendre une importance croissante, une importance relative croissante par rapport au capital variable. À ce moment-là, oui, l'homme devient pièce de la machine, au lieu d'être assujetti à la machine. Il devient pièce de la machine, c'est-à-dire il est asservi par la machine. Mais encore une fois, c'est aussi bien désolant que consolant. Quelle nouvelle chance révolutionnaire! Tous ceux qui réclament, tous ceux qui se réclament, et tous ceux qui dénoncent une certaine insuffisance des luttes syndicales actuelles,
Tous ceux qui dénoncent une certaine position des partis communistes officiels se fondent avant tout, du point de vue de l'analyse économique, sur ces phénomènes du capitalisme. Alors, je veux dire, comprenez juste dans ces deux choses très élémentaires, le développement technologique que je viens de faire et le développement économique que je viens de faire. C'est juste pour dire, finalement, eh bien oui, on sera amené à distinguer l'assujettissement social et l'asservissement machinique. D'autre part, l'asservissement machinique, on l'a déjà. On est les deux à la fois, on est assujetti, on est asservi. Mais encore une fois, il y a autant de raisons d'y trouver beaucoup d'espoir, de voir de nouvelles possibilités de lutte, de trucs, de je sais pas quoi, que de raisons de se désoler. Non, c'est pas du tout désolant tout ça. Si c'est comme ça, du tout. Mais ça crée en même temps, ça crée autre chose. Ça crée même des choses très très curieuses. Et tout ce développement, je ne l'ai introduit qu'en fonction de notre premier modèle. Ce modèle qui ignorait encore, parce qu'il ne pouvait pas le concevoir. Il l'ignorait, il n'avait aucun moyen de le concevoir. Les hommes du despotisme archaïque, les hommes de l'empire archaïque ne pouvaient pas être assujettis. Puisqu'encore une fois, l'assujettissement social implique l'érection d'une sphère du privé. Et que cette érection d'une sphère du privé, on verra, on cherchera à la déterminer mieux. Mais elle ne peut se faire, même dans les empires, elle ne se fait que dans les empires évolués. Il a fallu qu'il se passe beaucoup de choses. On a vu que dans un empire archaïque, mais il n'y a rien qui permette une érection du privé. Ni au niveau du despote, ni au niveau de la commune, ni même au niveau du fonctionnaire. En revanche, c'est le triomphe d'un asservissement machinique. Et quand je dis aujourd'hui nous retrouvons l'asservissement machinique, ce n'est pas une manière d'être hegelien et de dire à la fin vous retrouvez le début. Il va de soi que c'est un tout nouvel asservissement machinique et d'un type très différent. Reste que pour en finir, vous pouvez encore, ou bien moi j'arrête, sinon si vous en pouvez plus, c'est pas la peine que je continue, parce que il faut que je voie sur vos visages. Je vais prendre mon pouls et voir si vous pouvez encore. Si alors, je dis, je résume, parce que je reprendrai ça, et puis surtout qu'il y en a parmi vous qui savent aussi là-dessus des choses, alors c'est pas vous savez des choses, qu'ils revoient tout ça la prochaine fois. Il n'y a que... Supposons que j'ai donné un résumé de la description marxiste de ces formations impériales. On a un peu avancé dans la description. On a même un peu avancé à comment ça fonctionnait, cet appareil de capture à 3 têtes. On ne sait toujours pas comment ça a pu se monter. Ah, mais je ne prétendais pas encore, il vaut mieux aller très très doucement. Mais il y a une chose qui reste frappante dans la description de Marx. C'est qu'encore une fois, ces formations archaïques despotiques supposent on travaille trop. Ça suppose quelque chose. Ça suppose, si vous m'avez suivi, un certain développement de l'agriculture. En tant qu'elle est capable de fournir, suivant l'expression parfaite d'un auteur, ça laisse un peu rêveur, un surplus potentiel. Surplus potentiel qui sera actualisé par les grands travaux d'irrigation. Je veux dire, ça se mord un peu la queue. Ignacy Sachs, un marxiste hongrois. Il y a plus hongrois qui soit des marxistes. Bon, ça suppose un certain artisanat. Ça suppose donc un certain degré de développement des communes. Vous comprenez? Or, c'est pour ça, et je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais ce serait très malhonnête de ne pas le dire, ça suppose donc développement de l'agriculture, une certaine métallurgie artisanale, un certain état des machines simples. C'est pour ça que Marx et les marxistes ne cessent pas de dire la formation asiatique despotique, l'empire archaïque
est une expression vide de sens si vous ne la mettez pas en relation avec un mode de production. Et c'est pour ça qu'ils sont particulièrement furieux. Lorsque Wittfogel, il est vrai que Wittfogel est un personnage un peu ambigu, on ne cesse de rencontrer parce que ils avaient de quoi les communistes en vouloir à Wittfogel qui avait, semble-t-il, fait des choses pas bien du tout. Lorsque réfugié en Amérique, il avait participé aux campagnes du sénateur McCarthy. Et il semble avoir été mêlé à de sales histoires. Alors il y avait un règlement de compte terrible entre Wittfogel qui disait le despote oriental c'est Staline et les communistes qui rappelaient que Wittfogel avait trempé dans les histoires de McCarthy. Ça ne rendait pas le débat simple. Mais bon, ils en voulaient aussi à Wittfogel parce que Wittfogel il tenait plus tellement compte du tel mode de production. En effet, dans son souci de faire un rapprochement Staline empereur de Chine, vous pensez, il érigeait ces empires archaïques comme vraiment là, tout seul, tenant tout seul. Et voilà catastrophe en apparence. Nous sommes exactement dans le même cas. Méchanceté, chose louche en moins, nous sommes exactement dans le même cas que les autres. Car tout ce qu'on a dit, et si je rappelle la tour mémoire que Marx, lui, tient fondamentalement lié les empires archaïques à un mode de production, c'est-à-dire à un certain développement de l'agriculture, un certain déjà développement de l'artisanat et de la métallurgie. Donc par là, les formations despotiques n'existent que sous un mode de production que Marx ou que les marxistes appellent précisément le mode de production asiatique, mais qui n'est pas spécialement asiatique. De toute façon, le repère avant tout et d'abord en Asie. Nous, je ne sais pas pourquoi, on aurait plutôt envie de faire comme Wittfogel. Et dire, mais non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Et heureusement, l'archéologie nous donne raison. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin d'être aussi louches que Wittfogel, puisque nous disposons de l'appui archéologique. Car s'il y a eu une révolution, quelque chose de très nouveau dans l'archéologie assez récente, c'est la découverte suivante qui n'a l'air de rien. Je la résume. Il y aurait eu des empires archaïques, non plus seulement néolithiques, mais presque paléolithiques. Bien plus comme ce qu'on a trouvé de ces empires. Peut-être considérer, les archéologues ont souvent l'habitude de faire ces hypothèses, comme le dernier chaînon d'empire disparu et bien préalable. On pourrait aller jusqu'à parler franchement d'empire paléolithique. Vous me direz, il n'y a pas de quoi en faire une histoire, que ce soit néolithique ou paléolithique. Eh bien, si, il y a de quoi en faire une histoire, parce que ça change tout. Ça change tout. Pourquoi que ça change tout? Ça change tout parce qu'au paléolithique, il n'est pas question d'une agriculture développée. Il ne peut pas être question d'une agriculture développée. Bien plus, pas de métallurgie. Alors, ouais. On trouve vers, en Anatolie, on trouve vers, daté archéologiquement vers 7000-6000. Ça représente un grand recul dans le temps. La marque d'un grand empire. Pas rien. D'après les données archéologiques, son rayon, sa sphère d'influence aurait été de 3000 km. Non, pas un petit empire. Bon, comment l'expliquer? Comprenez pourquoi je dis ça change tout. Si se confirment les découvertes archéologiques, je précise là, tout comme j'ai donné une courte bibliographie, ce sont les découvertes en Anatolie d'un archéologue qui s'appelle James Mellart, M-E-2-L-A-A-R-T, et d'une femme très extraordinaire qui s'appelle Jane Jacobs, qui a écrit un livre qui s'appelle La Nouvelle Obsidienne,
C'est-à-dire qu'à partir des découvertes de Mellart, a tiré une espèce de modèle impérial, de modèle de ces empires paléolithiques. Bon, Mellart aussi, il y a des tas de choses qui sont arrivées. Il a été interdit de fouille. Il y a eu des histoires pas du tout à cause de ses découvertes, mais pour de purs malentendus. Vous savez qu'il arrive aux archéologues de tomber dans des malentendus très graves, où on va jusqu'à leur reprocher de ne pas avoir laissé aux États tous ces hommes vous laisser, etc. Enfin, le cas Mellart est très très compliqué, mais en revanche, la nature et l'importance de ces découvertes n'est pas mise en question. Or, je dis pourquoi c'est autre chose qu'une affaire de simple recul, vous dire, oh ben c'est pas 3000, c'est 7000 avant Jésus-Christ, c'est pas ça. Je dis que ça change. Pourquoi? Parce que c'est évidemment des formations impériales qui sont directement en prise, non pas sur une base ayant déjà développé l'agriculture, mais qui sont directement en prise sur des groupes, des communautés de cueilleurs-chasseurs. De cueilleurs-chasseurs. Je dis l'importance archéologique d'une pareille découverte, si elle est confirmée, bien entendu. Encore une fois, je ne crois pas que les archéologues mettent en cause l'importance du travail de Mellart. Si l'on pense à ça, qu'est-ce qu'il y a de vraiment de très important? Je prends un très grand archéologue qui est mort vers, je ne sais plus quand, est-ce qu'il est mort, même peut-être pas, j'espère que non, enfin dont les livres sont avant la guerre, vers 1930-40, Child, donc Gordon Child. Ce qui est très intéressant, c'est que Gordon Child confirme archéologiquement, il n'est vraiment pas marxiste, c'est un pur archéologue, il confirme archéologiquement le détail même de la théorie marxiste des formations impériales. Il dit, ben oui, c'est évident, ici jamais Marx, hein. Mais si vous prenez des pages de Child, on pourrait faire ça une fois, ça va passer 3 heures tranquilles, des pages de Child et des pages de Marx ou de certains marxistes, vous ne verrez aucune différence. Le schéma est le même, à savoir communautés agricoles relativement développées, stockage formation impériale archaïque, qui stocke le surplus, fait les grands travaux, et le schéma de Child, qui est un schéma, encore une fois, purement archéologique, confirme ce qu'il appelle lui-même la révolution urbaine et étatique du néolithique. Je dis que le pas que fait franchir une découverte, comme celle de Mellart, avec encore une fois nécessité à ce moment-là. Vous comprenez la difficulté, c'est qu'en plus, c'est des empires en torchis. Je veux dire qu'ils aient disparu, ça se comprend, hein. C'est des empires de bois, c'est des empires de... Ben oui, tout ça, ça pourrit. C'est pas de la pierre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dis quelle est l'importance. Je dis que ce type de découverte archéologique, tel que, et c'est pas par hasard qu'elle gêne comme ça, on tire un schéma qui, à mon avis, renouvelle beaucoup de choses. C'est très important. Car, encore une fois, supposons, je ne réclame pas du tout de vous convaincre, hein, c'est juste pour que on fasse des hypothèses comme ça. Nous supposons donc que nous sommes dans un milieu qui n'implique plus du tout déjà des communautés agricoles développées. Elle implique quoi? Elle implique des cueilleurs-chasseurs. Un point, c'est tout. Qu'est-ce qui peut se passer? Il ne peut plus y avoir l'unité formelle despotique, le surcodage. Le code est un code lignage-territoire de cueilleurs-chasseurs itinérants, qui épuise un territoire, passe dans un autre territoire. Là, tout ça va très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment l'unité formelle despotique va-t-elle s'installer? Supposons, je continue l'hypothèse, supposons qu'il y ait des échanges. Vous me direz, ça, je demande que vous reteniez ça, parce que vous serez en droit de me dire, bon, ben, qu'est-ce que tu n'es pas en train de te donner, des échanges entre ces groupes de cueilleurs-chasseurs. À charge pour moi d'essayer de justifier. Ce sera mon objet la prochaine fois, ou sinon pas la prochaine fois, la suivante. Ce sera un problème essentiel. Comment concevoir un régime d'échange entre groupes que l'on prétend en général des groupes autarciques sans communication. Bon, là, c'est même pas des communes agricoles qui sont... c'est des itinérants cueilleurs-chasseurs.
Supposons qu'il y ait des échanges. Tout se fait dans un sac, c'est ça que je trouve formidable. Dans l'hypothèse de Jane Jacobs, tout se fait dans un sac. Vous foutez les choses dans un sac, il en sort un empire. Comment ça? Oh. De toute façon, c'est très moderne, c'est une méthode au hasard. Les cueilleurs-chasseurs s'échangent comme ça. Quoi? Graines sauvages. Sauvages, hein? Je ne me donne aucune entreprise agricole. Ils échangent des graines sauvages. Il se passe des graines. Ah tiens, moi, voilà, j'en ai trouvé là. L'autre, ah non, c'est pas pu mettre un autre type d'échange. Et puis, du petit animal sauvage, pas méchant. Il y a l'animal sauvage pas méchant, du petit animal sauvage, qui va pas trop, qui pique pas, qui n'offre pas. Bon. Supposez que tout ça soit mis dans un sac, non dans deux sacs, hein, des petits animaux, et les graines sauvages venus de territoires différents. Il va se produire deux phénomènes. D'abord au hasard. Il va y avoir une production hasard, c'est pour ça que je dis tout est dans un sac. Il va y avoir deux phénomènes très très curieux, très importants. Des phénomènes d'hybridation de graines qui ne se seraient jamais produits sinon. Et des phénomènes de sélection naturelle entre les petites bêtes qui ne se seraient jamais produites sinon. Ces graines sauvages sous une forme hybride. Supposons que faut du temps, oui, vous me direz, mais alors tu te donnes beaucoup de temps, etc. Mais accordez-moi tout ça, tu te donnes l'échange, tu te donnes du temps. Rappelez-vous qu'il faudra bien que j'essaie de procéder par ordre, parce que si je mélange tout à la fois, ça va être terrible, que j'aurai à essayer d'expliquer tout ça. Et j'en reste au schéma de Jane Jacobs. Supposons qu'il y ait une formation sociale qui se donne comme tâche. Mettre ces graines sauvages issues de territoires différents dans un sac. Ça fait des hybrides. Et sur leur propre territoire, ces gens-là vont semer les hybrides. Évidemment, ça implique déjà l'équivalent d'une formation impériale. C'est un stock. Mais c'est formidable dans cette hypothèse, je veux dire, essayez, sentez le renversement, l'importance par rapport au schéma marxiste, qui était déjà très profond, mais par rapport au schéma marxiste classique. Ce n'est plus le surplus qui rend possible le stock, là c'est juste l'inverse. C'est l'acte du stock, à savoir mélanger des graines sauvages, qui va rendre possible l'existence d'un surplus, c'est-à-dire des hybrides plus féconds, plus productifs que les graines sauvages. Va se faire une série d'hybridations, une série de sélections, qui va opérer sur le sol de cette formation stockeuse, sur le sol même de la formation impériale. D'où les très belles conclusions de Jane Jacobs lorsqu'elle lâche ou suggère des formules du type, et c'est évident, c'est l'empire et c'est même la ville. C'est l'empire et c'est sa concrétion, la ville, on verra plus tard en quel sens, là je m'engage dans toutes sortes de directions maintenant pour justifier, qui invente l'agriculture. Ce qui est très très important, c'est que ça me paraît alors aller beaucoup plus loin dans de toutes les critiques qu'on a faites jusqu'à maintenant de l'évolutionnisme appliqué aux sociétés humaines. Vous n'avez plus du tout un stade, par exemple, petits cueilleurs, chasseurs, petits agriculteurs, bourgades, villes, empires, du tout. Vous avez des formations impériales directement prises sur les groupes cueilleurs-chasseurs. Et c'est la formation impériale, et c'est la ville qui invente l'agriculture. L'agriculture vient de la ville.
L'élevage vient de la ville. Bon, si j'essaie d'établir les renversements par rapport à Marx, dans la conception marxiste, il fallait bien la possibilité d'un surplus pour qu'il y ait stock. Là, au contraire, c'est la constitution du stock qui rend le surplus possible. Dans le schéma marxiste, la formation despotique impériale présupposait des communautés agricoles déjà développées. Là, ça devient l'inverse. La formation de l'agriculture est un produit de la formation impériale archaïque. C'est pour ça qu'il ne s'agissait pas simplement de reculer les dates, de repousser du néolithique au paléolithique, mais que si vous acceptez sous des données archéologiques de repousser les formations archaïques impériales jusqu'au paléolithique, c'est les termes mêmes du problème qui changent. Et à ce moment-là, je peux dire, en effet, mais c'est la formation impériale archaïque qui crée ou qui rend possible le mode de production, et pas du tout l'inverse. Avec quelles conséquences? C'est qu'à ce moment-là, on se trouve devant cet évolutionnisme brisé. Je veux dire, il faudra bien se débrouiller dans un champ de coexistence. Comment expliquer la coexistence dès le paléolithique entre des communautés dites primitives de cueilleurs-chasseurs, des formations impériales étatiques, des villes, des machines de guerre, et bien d'autres choses encore. Je voudrais que la prochaine fois, voilà, alors donc la prochaine fois, on divise en deux, pour qu'on soit moins nombreux et qu'on puisse mieux travailler. Et puis alors, voyez, je voudrais que ceux d'entre vous qui sont concernés par ces problèmes me fassent revenir là-dessus et disent eux-mêmes ce qu'ils pensent de l'état où on en est, et puis on continue. Alors, bon, ce qu'on a fait la dernière fois, est-ce qu'il y a des, avant que l'on continue, est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faudrait revenir, des choses que vous voudriez détailler, ou bien est-ce qu'on peut continuer? Et alors, on continue. On en était à ceci. On avançait très doucement et on en était arrivé à l'idée que la forme état, à force de reculer dans le temps, eh ben, c'était plus simplement une question de recul dans le temps. Mais précisément, à force de reculer dans le temps, cette forme état ne présupposait même plus un mode de production, mais pouvait être considérée comme directement branchée sur des groupes, même plus des communautés agricoles, mais des groupes cueilleurs-chasseurs. Et ça posait quand même un problème parce que ce surgissement de l'État impérial archaïque, il ne présuppose même plus un mode de production agricole puisqu'il va le créer. Et on a vu dans quelles conditions, en un certain sens, au sens où c'est l'État et la ville qui font la campagne, et pas la campagne qui petit à petit dégage dans une sorte d'évolution des bourgades, et puis des petites villes, et puis des villes. Donc on en était toujours là, à cette espèce de surgissement. Ou toujours, chaque fois qu'on nous propose une explication de l'État, on se dit mais non, ça suppose déjà l'État. Et là, il semble bien qu'on soit vraiment coincé parce que, au niveau du schéma de Marx, de l'empire despotique,
on arrivait, il nous semblait à une espèce de limite. Le minimum présupposé par le surgissement de l'État impérial, c'était les communautés agricoles indépendantes, et sur lesquelles s'établissait cette espèce de surcodage de l'État archaïque. Et là maintenant, on se dit, ben non, avec les découvertes plus récentes de l'archéologie, non. Non. Alors, il semble que perpétuellement, l'appareil d'État ne cesse de se poser comme se présupposant. Il va bien falloir se débrouiller de tout ça. D'où je disais, en tout cas, il faut en profiter pour mieux fixer notre position quant à des schémas évolutionnistes possibles. Vous comprenez que maintenant, en effet, l'hypothèse vers laquelle nous allons, c'est comment distribuer un champ de coexistence où vraiment tout coexiste à la fois du point de vue des formations sociales, où les groupes ou sociétés dits primitifs, les appareils d'État, les machines de guerre, les campagnes, les villes, tout ça préexiste. C'est un champ de coexistence. Alors, dans quel rapport de tension, sous quelle forme et comment concevoir un champ de coexistence? Et quelles conséquences quant à notre position concernant l'évolution? C'est le premier point là que je voudrais vite considérer aujourd'hui. Espèce d'hypothèse sur un champ de coexistence de toutes les formations sociales à la fois. Je dis, les schémas évolutionnistes, ils ont été mis en question, appliqués aux sociétés humaines, ils ont été mis en question de manière très très différente. Les points principaux sur lesquels cette question a été posée, ou sur lesquels ils ont été mis en question effectivement, c'est la découverte de plus en plus nombreuse dans tous les cas de formation sociale de schémas dits en zigzag, contrairement au processus d'évolution linéaire. Les schémas en zigzag. Ça m'intéresse déjà à condition de ne pas concevoir le zigzag comme successif. Un zigzag, c'est peut-être un schéma qui nous permettra de penser la coexistence. Par exemple, dans les schémas zigzag, qui mettent en question une conception trop simple de l'évolution, les archéologues russes ont beaucoup travaillé. Notamment quand ils ont très bien marqué que le nomadisme, généralement, le plus souvent, il ne fallait pas le penser comme un état précédent la sédentarisation, mais c'était l'inverse, comme dans une espèce de zigzag. Il y a bien un passage de l'itinérance à la sédentarité, mais il y a aussi des peuples sédentaires, sédentarisés, agriculteurs sédentaires, qui se mettent à nomadiser. Et les célèbres nomades de steppe semblent bien être des nomades qui le sont devenus par devenir, c'est-à-dire des agriculteurs sédentaires, qui se sont mis à nomadiser là dans une espèce de zigzag. Le zigzag, ce n'est pas la seule forme sous laquelle un schéma évolutionniste est mis en question. Il y a aussi, là je vais très vite, il y a aussi le thème célèbre des étapes manquantes, des étapes d'évolution qui ici sont présentes, mais là-bas elles ne sont pas là. Ça m'intéresse parce que ça permet de faire des contractions à ce moment-là, d'aller vers un champ de coexistence. Il se peut très bien que là-bas, il y ait des étapes qui soient successives, mais qui ici sont au contraire, comme mis en coexistence les unes avec les autres, ou bien qui manquent. Et puis, parfois aussi, l'évolutionnisme a été mis en question sous la forme de la découverte ou l'affirmation qu'il y aurait certaines coupures, des coupures radicales. Or, si vous vous rappelez des thèses qu'on a été amené à rencontrer les autres années, et où là je voudrais juste redire un mot plus précis, ce sont les thèses de Pierre Plastre, l'ethnologue qui est mort accidentellement alors que son travail se poursuivait encore. Le principal, si je résume, le principal de ces thèses de Pierre Plastre, notamment dans un livre qui s'intitule La société contre l'État,
Il nous dit quoi? Je crois que la nouveauté des thèses de Plastre repose sur deux points. Premier point, il nous dit, ben non, ce qu'on appelle des sociétés primitives, ce n'est pas des sociétés qui ignorent l'État. Ce n'est pas des sociétés qui ne sont pas assez évoluées ou pas assez développées pour fournir un appareil d'État. Mais c'est, au sens le plus fort et le plus littéral, c'est des sociétés contre État. C'est-à-dire, c'est des sociétés qui ont monté des mécanismes de conjuration de l'appareil d'État. Il y a évidemment un grand problème sur la nature de ces mécanismes de conjuration, parce que comprenez déjà tout le problème. Il faut bien avoir un pressentiment, même obscur, je ne dis pas une idée claire, il faut bien avoir un pressentiment, même obscur, de ce que l'on conjure. Qu'est-ce qu'il redoute? D'une certaine manière, je crois, là je ne veux pas du tout faire de l'érudition, mais c'est juste pour fixer, pour que l'idée devienne plus claire. Plastre reprenait, renouvelait une idée dont vous trouveriez déjà un équivalent chez un très grand ethnologue précédent, ça va, Fémos, M-A-U-2-S. Fémos, dans les célèbres études sur les mécanismes du don dans les sociétés primitives, Mauss soutient la thèse suivante, c'est que ces mécanismes de don et de contre-don, qui s'accompagnent de grandes dépenses, qui s'accompagnent de grandes consommations et même de grandes consummations, eh bien, que c'est comme un moyen de conjurer quoi? Que c'est comme un moyen de conjurer l'accumulation des richesses. C'est une thèse très intéressante. Est-ce qu'il y aurait dans certaines formations sociales des mécanismes qui conjureraient la formation de quelque chose? On peut concevoir ça. Mais encore une fois, ça nous entraînerait déjà dans un très grand problème, dans un problème intéressant, qui pour moi, il faudra bien qu'on l'aborde. Quel pressentiment et quel type de pressentiment collectif cela suppose-t-il relativement à ce qui est conjuré? Supposons que Plastre ait raison. Les sociétés primitives ne sont pas des sociétés qui en seraient à un stade insuffisant de leur développement ou de leur évolution et qui, dès lors, ne fourniraient pas une matière suffisante à l'émergence d'un appareil d'État? Pas du tout. Ce seraient des sociétés qui feraient fonctionner des mécanismes de conjuration. Je précise forcément des mécanismes d'anticipation-conjuration. Une fois, il faut bien qu'il y ait une espèce d'anticipation collective de ce qui est conjuré. Or, Plastre, dans toute son œuvre, encore une fois prématurément interrompue, s'est efforcé avant tout d'analyser ces mécanismes de conjuration. Et il en cite deux principaux. Ce qu'on appelle la chefferie dans les groupes dits primitifs, et où il essaie de montrer que la chefferie, bien loin d'être un germe de l'appareil d'État, est au contraire un moyen d'en empêcher la concentration, la condensation. C'est-à-dire un moyen finalement d'empêcher la formation propre à l'appareil d'État d'une distinction gouvernant-gouverné. Et là, son analyse de la chefferie est excellente. Vous verrez ceux que ça intéresse, ce point. Et d'autre part, il assigne ce qui nous convenait très bien, en tout cas l'année dernière, maintenant c'est plus notre problème, il assigne un autre mécanisme, il dit ce qui empêche et ce qui conjugue la formation d'un appareil d'État dans les sociétés primitives, c'est aussi la guerre. Et le rôle de la guerre primitive, selon Plastre, c'est précisément de conjurer la formation d'un appareil d'État. Pourquoi? En maintenant des rapports polémiques, d'antagonisme, entre segments de lignage, entre lignages segmentaires. Donc là aussi d'empêcher.
une espèce de réunion qui donnerait à l'appareil d'État sa matière possible. Une espèce de concentration. Ça, je dis, c'est la première thèse importante de Clastres. Vous voyez bien que le second aspect en découle immédiatement. Je dis le second aspect, nécessairement, c'est celui-ci. S'il est vrai que les sociétés primitives ne sont pas des sociétés qui ignorent l'État, c'est-à-dire insuffisamment développées pour fournir une matière à l'appareil d'État, s'il est vrai que ce sont des sociétés contre État, mais alors du coup, ça rend encore plus difficile l'explication du surgissement de cette chose, qui devient de plus en plus monstrueuse à la lettre. Je dis à la lettre parce qu'on pourrait dire un monstre, c'est précisément ce qui n'apparaît qu'en se présupposant lui-même. C'est l'apparition qui ne cesse pas de renvoyer à sa propre présupposition. Alors il devient tout à fait monstrueux. Comment ça surgit alors? Si vraiment même les sociétés primitives ont des mécanismes conjuratoires, inhibiteurs, comment expliquer que l'État prenne presque au sens culinaire quand on dit que quelque chose prend? Et en effet, on a vu que sur certains points, Clastres avait évidemment raison. Mais c'est déjà ça, et c'est pour ça que je reviens sur ce point, c'est déjà ça qui m'intéresse énormément, c'est que peut-être, à la limite, nous n'aurions plus aucune raison de parler ou d'assigner des sociétés primitives. On parlerait plutôt de certaines formations sociales qui présentent éminemment des mécanismes d'anticipation-conjuration. Voyez où je voudrais en venir déjà. Donc mon hypothèse se précise. Ma manière d'arriver à définir un champ de coexistence de toutes les formations sociales, c'est si je pouvais définir les formations sociales, donc plus du tout d'une manière évolutionniste, mais par des espèces de processus, alors qu'on pourrait appeler des processus machiniques qui leur correspondaient. Les processus machiniques correspondant à tel type de formation. Donc je dirais, les sociétés primitives, supposons que si on joint les données de Mauss sur les mécanismes de don comme conjurant l'accumulation de richesses, les données de Clastres, la chefferie, la guerre primitive, comme conjurant la formation de l'appareil d'État. On pourrait dire qu'il y a des formations sociales qui sont construites, non pas exclusivement, ça va de soi, mais éminemment sur des mécanismes d'anticipation-conjuration. Et je rappelle, pour mémoire, qu'on l'avait vu une autre année, à savoir que ce qu'on appelle aujourd'hui les bandes. Les bandes, alors là je sors des primitives. Vous voyez que je pourrais dire peut-être que dans les sociétés dites primitives, les mécanismes d'anticipation-conjuration apparaissent particulièrement. Mais il y a d'autres formations sociales. Donc ça nous permettrait peut-être une typologie des formations sociales d'un type nouveau, bon pas très nouveau, mais je dirais les bandes, on l'avait vu, c'est assez curieux. Les spécialistes des bandes aujourd'hui, là par exemple les bandes de gamins en Amérique du Sud, vous savez, tout ce problème des bandes, on y trouve quelque chose, il y a certaines pages de classe qui conviennent absolument aux descriptions des bandes. Et les bandes, c'est aussi des formations de chefferie. Il y a de la chefferie, il n'y a rien qui ressemble à un appareil d'État. Une fois, je me rappelle une belle page là du type qui a étudié les bandes de Bogota, les bandes de gamins à Bogota, qui dit, mais ces gamins-là, non seulement ils meurent très vite, évidemment, mais quand ils grandissent, ceux qui survivent, ils n'arrivent pas à s'adapter au milieu. Pourtant, c'est des bandes de criminels, là, ils sont dangereux, hein. Tout à fait dangereux. Mais ils ne passent pas dans le milieu. Pourquoi? Parce que le milieu, il est beaucoup trop hiérarchisé, beaucoup trop structuré, complété. Le milieu, il fonctionne beaucoup plus sous forme d'instance centrale du type appareil d'État. Tandis que les bandes de gamins, précisément, il y a toutes sortes de mécanismes qui conjurent la formation, précisément, d'un pouvoir central.
tout un jeu d'alliances qui correspond très bien avec l'État. Enfin, je ne reviens pas là-dessus. On dirait les bandes présentent aussi des choses comme ça. Une autre année, je rappelle pour mémoire, qu'on avait essayé de définir une certaine différence entre les groupes de mondanité, les groupes mondains, et les groupes de sociabilité. Et on remarquait que les hiérarchies mondaines et les hiérarchies sociales, c'est pas du tout la même chose. Que bien plus dans les groupes de mondanité. Il y a bien des chefs, il y a bien des chefferies, il y a bien des étoiles, mais que c'est pas du tout du type des sociétés de sociabilité. Et que là aussi, alors c'est dire que on pourrait mettre, du coup, ça me plairait bien, on pourrait dire, mais les sociétés primitives, les bandes de gamins, les sociétés de mondanité, ça va ensemble parce que ça fait jouer fondamentalement des mécanismes d'anticipation, de conjuration. Mais je dis, en découle évidemment un second problème, qui devient très urgent du point de vue même de Clastres, des thèses de Clastres. C'est qu'encore une fois, si les sociétés primitives et d'autres sociétés du type bande conjurent la formation d'un appareil d'État centralisé, comment expliquer que ça traîne et que ça apparaisse? Et où? Ailleurs, à côté. Pourquoi je dis ailleurs, à côté dès maintenant? C'est un acquis de notre dernière fois. Ça attend. Le secret, c'est que bien sûr, tout n'est pas État. Pourquoi? Mais parce que l'État, il est partout. Je veux dire, il est déjà là. Non, il n'est pas partout, plutôt, comment dire. Il est déjà là en même temps que ce qui n'est pas État. C'est un champ de préexistence. Ça va faire des zigzags, ça va faire toute une typologie où, suivant tel chemin, on va se trouver devant des sociétés définies par mécanisme d'anticipation-conjuration. Là, il n'y aura pas État. Mais à côté, en même temps, d'autres groupes qui seront fondés sur un autre processus machinique, sur d'autres mécanismes, formeront des États. Et comment ça s'entend, ça, tout ça? Et qu'est-ce que ça donnera? Bon, je dis, le problème qui devient de plus en plus urgent du point de vue d'une thèse comme celle de Clastres, c'est, bon, très bien. Voilà ces formations sociales qui sont conjuratoires. Elles conjurent la formation de l'État. Et alors, raison de plus, encore une fois, comment expliquer le surgissement de l'État? Invoquer des raisons économiques, la classe est très, très intéressant pour nous parce qu'il dit dans tout un chapitre de la société contre l'État, il dit bah, évidemment non. Pour un même mode de production, vous n'avez pas. Tantôt vous avez appareil d'État, tantôt vous n'avez pas appareil d'État. En d'autres termes, si on appelle, je rappelle la page de classe où il développe le thème suivant, si l'on appelle révolution néolithique l'apparition de l'État, ben, on ne peut pas lui trouver une base économique. On aura plus forte raison pour nous, puisque l'apparition de l'État, on a vu qu'on avait des raisons de ne plus la dater du néolithique, mais de la faire remonter jusqu'au paléolithique. On aura plus forte raison. D'où Clastres était bien forcé d'invoquer une espèce de coupure fondamentale. Là, il redevenait presque structuraliste, bon, il fallait invoquer une coupure. Et au point où il en était, bien entendu, il ne se contentait pas d'affirmer une coupure qui aurait apporté l'État radicalement, mais voyez que d'une certaine manière, sans prétendre le faire parler, puisque je ne sais pas dans quelle direction aurait été son travail, il cherchait de plus en plus là, des causalités possibles de la formation de l'État, mais il les cherchait d'ailleurs dans une direction très très curieuse, qui était, semble-t-il, le prophétisme indien. Et il étudiait de plus en plus certains phénomènes du prophétisme indien, où le prophétisme indien aurait précisément, contre les chefs, d'abord dirigé contre les chefs, aurait eu des conséquences très très étranges, d'introduire, alors que
le prophétisme indien dans sa base, mais on pourra en dire autant du prophétisme juif, là ce serait, c'est très curieux cette histoire. Dans ce schéma, l'idée du prophétisme, fondamentalement à la base dirigée contre les chefs, allait entraîner, ou était susceptible d'entraîner la formation d'un pouvoir infiniment plus grand que celui qu'avaient les chefs. Mais c'était quand même une explication un peu bizarre, invoquer le prophétisme pour rendre compte de l'appareil d'État. Je le cite pour mémoire. Tout ce que je peux dire, c'est que son travail a été interrompu. Mais je dis, en quoi Classe, malgré tout le progrès qu'il a fait à cet égard, en quoi est-ce qu'il restait dans une perspective évolutionniste? C'est qu'il me semble évident que, tant il maintenait les sociétés primitives sont des sociétés contre-État. Donc, lorsque l'État surgit, il y a une coupure. C'est pas en introduisant une coupure qu'on brise l'évolution. À la rigueur, on introduit dans l'évolution une mutation. C'est pour ça que notre schéma la dernière fois, il réclame au contraire que l'État soit là dès le début. D'où je reviens à mon thème de champ de coexistence. Je veux dire, d'un certain point de vue, les thèses de Classe nous apportaient beaucoup, et d'un autre point de vue, il y a un point où elles ne nous apportent plus dans ce que nous cherchons. Une chose me frappe, si vous voulez, comme ça frappe tout le monde, c'est à quel point les causalités. Le mécanisme de la causalité est quand même plus riche. Et ça ne devrait pas être comme ça, à première vue. Le mécanisme de la causalité, ou le processus causal, il est infiniment plus riche quand on pense aux sciences dites de la nature, physique, biologie, qu'aux sciences que dans les sciences de l'homme. Lui, c'est curieux, parce que ça me fait penser à une remarque de Hegel, qui est une bonne remarque. Il dit, il y a une chose très très bizarre, il dit Hegel. Il dit, c'est l'homme qu'on définit toujours comme un être raisonnable. Or, si vous comparez les sciences de la nature et l'histoire, vous voyez que les sciences de la nature, elles ont un concept de rationalité très fort, et que là, il y a adéquation du réel et de la raison. On vous parle d'une nature soumise à des lois, qui sont des lois de la raison. Tandis que quand on aborde le domaine de l'homme, alors c'est la bouillie complète. Donc, l'homme qui est défini comme l'être raisonnable semble en même temps n'offrir qu'une matière livrée à la contingence, au caprice, à l'arbitraire. Je dis, on pourrait dire la même chose au niveau de la causalité. C'est quand même curieux que, si vous considérez le progrès des sciences, enfin, le progrès que la physique, la chimie, la biologie a fait quant à l'affinement, la complication des processus causaux. Causaux, on dit, ou causal, causaux. Causal, hein. Oui. Les physiciens, notamment, je dis là des choses que tout le monde pressent vaguement, avec la microphysique, on complètement on fait des schémas de causalité extraordinairement complexes, des schémas de causalité moléculaire très très importants. La biologie, les progrès qu'elle a fait précisément, en compliquant de plus en plus les schémas évolutifs, ils ont avancé, ils ont élaboré des formes de causalité qui sont vraiment très très intéressantes. Si vous comparez avec les sciences de l'homme, ça va pas fort, je veux dire, les schémas de causalité appliqués à l'homme, on a beau parler de motivation, de tout ça, ça reste une pauvreté. Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir, sans trop de métaphores, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, mais après tout, pourquoi est-ce que la matière humaine, elle ne devrait pas avant tout nous proposer comme problème d'élaborer des schémas de causalité très complexes? Et je vois bien pourquoi les sciences de l'homme sont tellement en retard, vous savez. C'est parce qu'on a tellement peur de tomber dans la finalité et de proposer des explications finalistes. Et on se méfie, alors on préfère même s'en tenir au matérialisme le plus plat. J'essaie
non pas de copier, mais d'emprunter un schéma qui a présidé notamment à beaucoup de renouvellements dans la causalité physique. C'est le schéma des deux ondes comme ondulatoire, le schéma des deux ondes ou de l'onde inversée. On nous dit en très gros que n'est nullement contradictoire, ce serait même plutôt complémentaire, la coexistence de deux ondes. Partons, là, encore une fois, je n'applique pas un schéma physique. Je suis en train de faire en fonction, je prends ce terme onde, dont tout le monde sait que je l'emprunte à de la physique. Mais là-dessus, on oublie tout, la réaction physique. Je me donne un champ social humain pour faire mon hypothèse. Comme ça. Aujourd'hui, ça va être consacré à des hypothèses, à des schémas d'hypothèses. Et je suppose que ce champ social humain est traversé par une onde que j'appelle comme ça, convergente ou centripète. Une onde convergente ou centripète traverse diverses formations sociales. Ça converge vers quoi? Vers un point de convergence. Au niveau de ce point, je dirais, l'onde se renverse. Faites-moi confiance. C'est comme si je vous racontais une histoire, alors on ne voit pas du tout où sont les hommes là-dedans, mais alors les hommes, on va essayer de les mettre là-dedans. Vous voyez, vous avez un champ social traversé par une onde centripète ou convergente. Elle converge vers un point X que je ne situe pas encore. Est-ce qu'il est dans le champ ou hors du champ? Et au point où, à ce point de convergence, l'onde s'annule, s'inverse. C'est-à-dire devient centrifuge, divergente. Ce schéma des deux ondes, il se trouve encore une fois qu'il existe et qu'il est bien connu en physique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'inversion de l'onde n'est pas du tout une possibilité. Elle est, comme disent les physiciens, c'est une réalité d'un autre ordre. Vous avez l'onde convergente, le point de convergence où l'onde s'annule, et à ce point de convergence, elle s'annule puisque précisément, c'est une autre onde qui la remplace, à savoir onde divergente ou centrifuge. Pourquoi ça m'arrange? Je suppose plusieurs communautés dites primitives. Vous vous rappelez, on a déjà rencontré cette nécessité la dernière fois, de donner des communautés primitives qui ne sont pas du tout indépendantes les unes des autres, qui sont déjà en relation. Et j'avais mis de côté le problème, il faudra bien fixer quel type de relation il peut y avoir entre ces communautés primitives. Là, je retrouve le problème, raison de plus pour ne pas l'abandonner, mais j'en suis pas encore là. Qu'est-ce que ce serait cette onde convergente? C'est trop évident que, et là je ne crois pas que ça contredise les données même de classe, des sociétés, encore une fois, c'est pour ça que j'insiste énormément sur le point suivant, des sociétés qui ont des mécanismes de conjuration du pouvoir d'État, elles ont aussi des vecteurs qui tendent vers la formation d'un pouvoir d'État. Je veux dire, elles ne le conjurent pas sans l'anticiper d'une certaine manière, sans avoir une idée si confuse qu'elle soit, une idée collective si confuse qu'elle soit de ce qu'elle conjure. Et en effet, ça veut dire quoi concrètement? Une raison très simple. Là, je dis des choses très très simples, ça devient tout à fait concret. Plus c'est abstrait, plus c'est concret. C'est la seule consolation. Je dis, tout le monde sait bien que des sociétés primitives, ce n'est pas des sociétés sans pouvoir.
Elles ont bien plus toutes sortes de centres de pouvoir. Elles en ont plein. C'est même pour ça qu'elles conjurent, et c'est même par là qu'elles conjurent. Si elles conjurent la formation d'un appareil d'État centralisé, c'est parce qu'elles conjurent. Et c'est parce qu'elles inhibent, parce qu'elles empêchent la résonance des centres de pouvoir. C'est ça le grand mécanisme, je crois, de conjuration. Empêcher la résonance des centres de pouvoir. Si je dis des choses là élémentaires, rudimentaires, empêcher que le visage du père, le visage du colonel, le visage du président de la République résonne. Empêcher la résonance des centres de pouvoir, c'est pas manquer de centres de pouvoir. Je dis, ces sociétés sont quand même parcourues par une onde de convergence, par une onde centripète et convergente. L'onde centripète et convergente, c'est quoi? C'est le vecteur qui tend à faire résonner toutes ces formations de pouvoir. Et c'est ça, pour ces sociétés-là, c'est ça qu'il faut inhiber. C'est ça qu'il faut conjurer. Mais le vecteur qui tend vers cette concentration, il existe. Il traverse ces sociétés. Un autre ethnologue très lié à Glastre, à savoir Lizotte, L-I-Z-O-T, qui travaillait sur d'autres Indiens que Glastre. Lizotte, dans un livre intitulé Le cercle des feux, ou de feu, des feux, je crois, le cercle de feu, ou le cercle des feux, je ne sais plus, édition du Seuil, Lizotte montre très bien un cas, en tout cas qui me sert beaucoup. C'est dans une initiation de chamanisme. Une initiation de chaman. Il y a convocation de tous les esprits animaux. L'esprit caïman, l'esprit pique, l'esprit je ne sais plus quoi, toutes sortes d'esprits. Chacun avec son pouvoir. Et voilà que le grand chaman, l'initiateur, en temps normal, ces esprits sont comme des micro-pouvoirs, chacun ayant le sien. Il y en a un qui règne sur le dehors, il y en a un autre qui règne sur le campement, il y en a un autre qui règne à la frontière, un sur la chasse, un sur le travail des femmes. Bon. Dans l'initiation chamane, le grand initiateur va tracer des lignes, au besoin des lignes très fictives, des lignes abstraites, entre chaque esprit, des lignes qui relient un esprit à un autre. L'esprit pique, entre l'esprit pique et l'esprit caïman, une ligne magique va être tracée. Et puis, il va obtenir une espèce d'étoile qui est très bien décrite dans le détail par Lizotte. Il y a une espèce d'étoile, et puis au milieu de l'étoile, on plante le mât. On plante le mât. Vous voyez cette opération, ce que j'appelle, alors dans certaines conditions, la mise en résonance des centres de pouvoir. Mais justement, dans cette société indienne, ça ne joue que dans l'initiation chamane, dans des conditions très très particulières qui ne doivent pas déborder. Et encore, ça vaut que pour l'initié, il y a les gosses qui regardent ça, qui rigolent. Ça n'a pas pris dans la société. Tout se passe comme si le point de convergence était bien marqué, mais comme ou bien vraiment maintenu dans des conditions artificielles qui font qu'il ne va pas s'emparer du groupe social, ou bien mis à l'extérieur, dans les conditions de l'initiation secrète. Vous comprenez, je peux dire, vous avez votre onde convergente, centripète. Je peux dire que c'est elle à la fois, qui a les deux propriétés. C'est pour ça que le schéma de l'onde, pour moi, il m'éclaire peut-être
pour certains d'entre vous, ça rend encore les choses bien trop obscures. Dans ce cas-là, vous l'abandonnez, n'a aucune importance. Et moi, il m'éclaire parce que vous comprenez, je me dis. Imaginons donc ce champ social. Vous avez l'onde convergente. C'est elle qui a la double propriété de conjurer et d'anticiper. Elle anticipe le point de résonance, le point central. C'est par là qu'elle est convergente et centripète. Mais en même temps, elle conjure, parce que si elle arrive à ce point, elle s'annule. C'est un très bon mécanisme, ça, de conjuration-anticipation. Elle s'annule pour être remplacée par quoi? Évidemment, c'est qu'au point de convergence, il y a complètement inversion de l'onde. Et ça, on l'a vu, donc je peux aller très vite. Il y a inversion de l'onde. Vous avez là, au contraire, un appareil d'état. Ce que j'appelais un empire archaïque. Et à ce moment-là, se fait une véritable inversion des signes. Une inversion, on pourrait appeler une inversion des messages. Une inversion des signes ou une inversion des messages sous quelle forme? Revenons à nos cueilleurs-chasseurs. Ils passent des graines sauvages. L'homme de l'Empire archaïque, il les met dans un sac. Ça fait ce phénomène parfait sur lequel j'ai insisté la dernière fois, l'hybridation. C'est par là que c'est l'Empire archaïque qui invente l'agriculture. Mais à ce point précis, il y a complètement inversion du sens des signes. Il y a inversion de l'onde. Le point de l'Empire archaïque, c'est là où il cesse d'être importateur pour devenir exportateur. C'est ce qu'on appellera une inversion des messages. Il a reçu les graines sauvages des cueilleurs-chasseurs. Il les stocke et se font des hybridations d'abord au hasard et puis de plus en plus contrôlées. Et à ce moment-là, la ville devient exportatrice. Elle impose ses hybrides. Donc là, j'ai bien strictement coexistence de mes deux ondes. Et je peux dire, mais les groupes primitifs, c'est pas du tout, alors là, si vous voulez, c'est là où je me séparerai de Clastres dans l'état dernier de son travail. C'est que c'est Clastres, il me semble que les sociétés contre-État, c'est encore des sociétés qui préexistent. Ça, c'est toujours le vieux règlement de compte qui n'est même pas commencé, je crois, entre les archéologues et les ethnologues. Tant qu'ils ne régleront pas leur compte, ça ne pourra pas aller. C'est-à-dire entre les archéologues qui nous apprennent que les États impériaux, les formes impériales d'empire, c'est dès le Paléolithique, et les ethnologues qui continuent à étudier des groupes comme si la carte archéologique, il n'y a pas de correspondance. Actuellement, il me semble qu'il n'y a pas de correspondance de la carte ethnologique et de la carte archéologique. Mais alors, dans notre schéma, ça devient relativement clair. Les groupes primitifs, supposons qu'ils soient traversés par cette espèce d'onde convergente. Je peux dire qu'ils l'anticipent. Ouais. Ils l'anticipent puisque, en effet, cette onde convergente tend vers un point de convergence qui marquerait la résonance des formations de pouvoir. Je peux dire qu'ils le conjurent. Pourquoi? Parce que ce point, à la lettre, ils le mettent hors de leur territoire. Ou bien, quand il est dans leur territoire, il constitue un aspect rituel du territoire. Ce qui est une manière de le cloisonner. Et si je m'installe au point de convergence, à ce moment-là, c'est l'onde inverse. Là, je tiens un territoire d'empire. C'est l'onde centrifuge. Les signes se sont inversés. La ville se fait exportatrice sur la campagne. Et je n'ai plus de mal à penser, il me semble. Enfin, pour moi, ça va, je ne sais pas pour vous. J'ai plus tellement de mal à penser la stricte coexistence des deux ondes. Et l'inversion de l'une dans l'autre. Ce
qui me permettrait de dire quoi? Eh ben, vous voyez où je veux en venir. Oui, j'essaie de définir précisément les formations sociales. Et j'ai dit pour quelle raison? Sans référence à des modes de production, mais en référence avec des processus machines. J'en ai au moins deux là. Je dirais, eh ben oui, l'appareil d'État, il surgit quand? C'est une espèce de seuil. C'est un seuil de, employons le mot, c'est un seuil de consistance. C'est le point de convergence. Les formations primitives, elles sont traversées par une onde convergente, mais l'onde convergente précisément s'annule à ce point de convergence. L'onde à ce moment-là se renverse. Coexistence des deux ondes, c'est-à-dire, je définis mes deux types de formations déjà, on va voir qu'il y en a d'autres, par deux processus que je peux appeler des processus machiniques. J'appellerai formation primitive ou dérivée. Celle qui présente essentiellement des mécanismes de conjuration-anticipation. J'appellerai formation étatique celle qui présente un phénomène, celle qui présente plutôt un autre processus, un tout autre processus. Appareil de capture avec inversion de l'onde ou inversion des signes. On va voir où ça nous mène. Je dirais que, en effet, l'appareil d'État, c'est un seuil de consistance. Au-delà des groupes dits primitifs, mais au-delà ne veut pas dire après. Il est déjà là. Vous voyez ce que je veux dire finalement? Ce que je veux dire, c'est que les primitifs, ils n'ont jamais existé que comme ils existent maintenant. C'est-à-dire ils n'ont jamais existé qu'en survie. De tout temps. De tout temps. Bon. Alors, je ne sais pas si ce long schéma rend quelque chose plus clair. Mais enfin, je le continue parce qu'ensuite, ça va peut-être devenir plus clair. Je me dis du coup, mais j'ai été trop vite parce que seuil de consistance, seuil de consistance. Je dis encore une fois, l'appareil d'État, c'est un seuil de consistance au-delà des groupes dits primitifs de cueilleurs-chasseurs, mais ce seuil de consistance, ne vous y trompez pas, il est déjà là de tout temps. Simplement, il faut dire l'onde primitive s'annule au point de ce seuil. Mais de tout temps dans le champ social, il y a eu l'onde et puis son annulation ou son inversion. Ça m'illumine ce schéma, c'est que oui, bon, pas vous, non, bon, non, pas du tout. Hein. Peut-être la prochaine fois, on ne sait pas. Je me dis alors, vous allez comprendre, vous allez être illuminé, parce que je me dis, mais j'ai été beaucoup trop vite. Ce seuil de consistance, hein, est-ce qu'il n'y en a qu'un? Est-ce qu'il y en a qu'un? Si vous allez peut-être mieux, enfin je vais peut-être arriver à plus clair. Est-ce qu'il y en a un seul? Ou bien est-ce qu'il faudra encore compliquer la notion? Les États, les villes. Et en effet, on voit bien pourquoi. En gros, on peut dire que les deux s'impliquent. Les deux s'impliquent, mais s'impliquent peut-être de manière plus ou moins lâche, plus ou moins large. On voit mal un appareil d'État qui ne comporterait pas des germes de villes. On voit mal des villes qui ne comporteraient pas un embryon d'appareil d'État. Mais enfin, déjà, l'étude des dominantes, c'est très très important. La forme ville et la forme État. Quelle raison avons-nous de les identifier? Trop d'auteurs, trop de sociologues, heureusement beaucoup, tentent la différence, mais à mon avis, c'est plus les historiens qui ont fait des études sérieuses sur ce problème qui va devenir très important pour nous. Je dis, il y a au moins prédominance. C'est pas la même solution, ou bien c'est pas la même formation sociale, la formation ville et la formation État. Qu'est-ce qui nous le montre tout de suite?
tout. Alors là, je tourne mon attention dans tous les sens, n'importe où. Et je cite là une série comme ça, mais à charge pour vous, réfléchissez en même temps et de trouver d'autres exemples, à ce moment-là, vous m'interrompez. Je me dis même, les États, hein, ils sont beaucoup méfiés de leur vie. Là. Et c'est difficile de comprendre quelque chose à l'histoire si on ne voit pas dans quelle extraordinaire méfiance et quelle tension il y a entre la forme ville et la forme État. Pas de raison qu'ils s'entendent très bien. Pourquoi? Eh ben, dis tout de suite quelque chose à quoi j'avais fait allusion la dernière fois. C'est quand même curieux. Prenons l'histoire de l'Europe. Faisons vraiment de l'histoire très rapide. Mais encore une fois, je reprends ma question. Comment ça se fait, c'est quand même très bizarre, que le capitalisme naissant, on peut le faire naître, il a une longue naissance, hein. Et il naît comme tout ce qui naît, il naît déjà bien constitué, hein. C'est comme l'État. C'est pas de l'évolution. Hein. Le capitalisme naissant, comment ça se fait qu'il soit passé par la forme État? C'est que ça n'allait pas de soi. Il y a eu un grand truc qui s'est joué. Il y a eu un grand coup qui s'est joué. Pourquoi il ne serait pas passé par la forme ville? On n'a pas encore vu la différence, hein? D'accord, on n'a pas encore vu. Mais je suppose que si je pose cette question, ça doit évoquer en nous, déjà, ça doit la faire pressentir un peu. En effet, ça a failli se faire. Le capitalisme, il a rudement failli se faire passer par la forme ville. Si je donne juste des repères un peu plus précis, entre le XIe et le XIIIe siècle, où déjà alors, les mécanismes du capitalisme sont très très montés. Mécanisme industriel, mécanisme financier, encore une fois, c'est pas du 19e, mécanisme financier très très poussé, mécanisme marchand, mécanisme industriel, tout y est. Et bien, entre le XIe et le XIIIe, qu'est-ce qu'on voit? On voit une espèce de monde bipolaire, les villes du Nord, les villes du Sud, et entre les deux, quoi? Entre les deux, les villes foires, les fameuses villes foires de Champagne et de Brie. Il y a beaucoup de concurrence. Est-ce que c'est la forme État? Pas du tout. Pas du tout. Il y a écroulement de la forme État. L'écroulement de la forme État, bien plus. Là où la forme État se dessine, c'est pas là-haut. Pensez que les grandes villes à ce moment-là tiennent tête aux États naissants, par exemple, à l'État anglais, à l'État norvégien. Très très curieux tout ce qui se passe. Toute la lutte entre des formes État et des formes villes. Or, au XIe, XIIIe siècle, la grande puissance économique et politique tend, je ne dis pas qu'elle passe exclusivement, tend à passer par la forme ville. L'État, il l'emportera, mais pourquoi? Ça, c'est une question. Tout se règle entre des villes du Nord, très puissantes, les villes du Sud, très puissantes, les villes italiennes, les foires de Champagne, qui forment un marché continu. Ça doit déjà nous dire quelque chose sur la forme ville. On verra tout à l'heure. Les foires de Champagne, il y en a 6 grandes, qui forment un marché continu, puisque les 6, c'est 2 mois chacune. Donc, elles forment une ceinture temporelle, un marché temporel continu. Avec ça, ils tiennent tout sous la forme ville. Les arrangements ou les luttes entre le Nord et le Sud. À ce moment-là, il y a un État qui, déjà, est assez constitué. C'est la France.
Et la France, elle a sa chance. Elle a sa chance, qui est très intéressante, qui aurait peut-être tout changé, à savoir le capitalisme aurait été un centre français, car la situation privilégiée de la France tient à ce moment-là précisément à la proximité des foires de Champagne. Et là aussi, il y a eu toutes sortes d'événements entre le 11e et le 13e où elle risque de tenir le contrôle des rapports nord-sud. Et ça ne se fait pas du tout. Ça ne se fait pas du tout parce que les villes, elles sont très malignes. Elles font une route de ville, Allemagne-Italie, qui surtout évite la France. Et d'autre part, il y a le chemin maritime, Méditerranée, mer du Nord. Braudel dit très bien, un des meilleurs historiens actuels, Fernand Braudel, dit très bien, c'est une espèce de chance à ce moment-là, politique économique, pour l'État France, mais ça passe pas. Les villes échappent. Et si je lis une page de Braudel dans un livre excellent qui s'appelle Civilisation matérielle et capitalisme, voilà ce qu'il nous dit. Chaque fois, il y a eu deux coureurs. Il va même jusqu'à dire le lièvre et la tortue. C'est très intéressant parce que vous allez tout de suite deviner qui est le lièvre et qui est la tortue. Chaque fois, il y a eu deux coureurs. Et chaque terme m'intéresse, c'est-à-dire on en aura besoin plus tard. Chaque fois, il y a eu deux coureurs. L'État, la ville. D'ordinaire, l'État gagne. Mais d'ordinaire, l'État gagne. Quand et à quel prix Il se trouve que c'est comme ça, en effet. C'est la forme État qui l'a emporté sur la forme ville. D'ordinaire, l'État gagne. La ville reste alors sujette et sous une lourde poigne. En revanche, avec les premiers grands siècles urbains d'Europe, c'est la ville qui avait gagné pleinement, au moins en Italie, dans les Flandres et en Allemagne. Je multiplie donc, il y a tout un problème. Pensez par exemple à la monarchie absolue en France. On dit que l'État français il est particulièrement centralisé. Paris, c'est le centre. Oui, non, pas vrai. Pas vrai. Je veux dire, historiquement, c'est pas vrai. Pensez à la méfiance extraordinaire que la forme État éprouve pour les villes. Et inversement, à la méfiance extrême que les villes éprouvent pour la forme État. Il y a toute une lutte où je crois que on ne peut pas comprendre même quoi que ce soit à ce qu'on appelle en général lutte des classes si on ne tient pas compte aussi de la lutte entre la forme ville et la forme État. Alors, les exemples abondent. Comment une ville se fait avoir, se fait prendre dans la forme État? Comment est-ce qu'elle résiste? Quand je dis la monarchie française, pensez aux histoires de la fraude. Le roi Louis XIV, il n'oubliera pas ce qu'est Paris. Paris, c'est pas seulement une capitale. Vous voulez, la vraie forme de la ville, c'est jamais capitale, parce que la capitale, c'est déjà la ville assujettie à l'État. Mais la vraie forme de la ville, c'est quoi? Il ne faudrait pas confondre, c'est la métropole. Et la métropole, c'est la ville en tant que forme ville. Tandis que la capitale, c'est la ville en tant que subordonnée à la forme État. Mais la vraie ville, c'est des métropoles. Louis XIV, il n'aura jamais très confiance en Paris. La ville, d'abord, c'est un drôle de lieu d'émeute, c'est un drôle de lieu de classe. Pensez dernier écho de ça, pensez, la fameuse histoire, là, je fais vraiment du survol, mais c'est pour que chacun de vous aille dans les directions que pensez à l'histoire de la commune. Le grand règlement de compte, là, si je crois que la dernière étape du règlement de compte, forme État, forme ville en France, c'était la commune. Peut-être aussi avec l'occupation allemande, quand ils se sont retrouvés, quand l'État français s'est retrouvé à Vichy, là, il y a eu quelque chose de rigolo, parce que Paris, c'était aussi, et pas simplement, pas évidemment, parce qu'il a pu occuper, pour de toute autre raison.
Enfin, les règlements de compte, je pense à autre chose, alors pour ceux qui connaissent cet aspect de l'histoire, la Renaissance. Comment dans certaines villes italiennes, se font prendre par la Fornetta au moment de la Renaissance. La Renaissance, ça, ce serait un moment fondamental. Du 11e au 13e, on pourrait dire, ça passe par les villes, la forme ville résiste. La Fornetta, ça va pas faire. Mais ensuite, comment les villes espagnoles, comment, par exemple, Barcelone, se fait prendre par la Fornetta. Chaque État, chaque Fornetta a ses procédés à lui pour discipliner les villes. Alors, il y aurait le cas Espagne. Il y aurait un cas très particulier qui serait le cas de Florence, avec les Médicis. Les Médicis, ils s'emparent de la ville, puis la soumettent à une très curieuse Fornetta. Mais enfin, du côté de l'Italie, ça n'aura pas de... Il faudra attendre très longtemps, et encore maintenant, ils ont bien des problèmes avec la Fornetta. Il y a des problèmes très très particuliers qui a toute une histoire. Hein. Bon, j'abandonne tout cet aspect de l'Europe, mais il me paraît très important. Je dirais en effet, dans le capitalisme, c'est la Fornetta qui a fini par gagner. Mais ça n'allait pas de soi. La forme ville aurait pu. Vous me suivez? J'ajoute toutes sortes d'exemples. La confrontation. L'islam. Comment penser l'islam, indépendamment de la forme ville? C'est évident. Et l'islam est branché sur quoi et va mener à la fois sa lutte et ses accords. Évidemment par rapport à deux grandes Fornetta, mais qui ne prend certes pas comme modèle, au contraire. La tension est telle que chaque fois que vous avez des villes ou une ville qui prospère, demandez-vous de quel état elle se nourrit. Venise, l'essor de Venise, c'est une véritable anthropophagie de l'Empire byzantin. Là, il y a des oppositions, il y a des tensions historiques énormes entre les deux formes. Or, les villes d'islam, comme on a pu dire, il y a un livre que je signale là où il y a beaucoup de ces thèmes développés et qui s'appelle Les équipements du pouvoir, qui est apparu dans 10-18, un livre de Fourquet et Murat. Il développe bien, il développe beaucoup de choses sur ces rapports ville-État, mais précisément, il ne s'en cache pas en se réclamant de Braudel. Je crois que parmi les historiens, c'est Braudel qui a été le plus loin dans l'analyse de tout ça. Or, les villes d'islam, je veux dire, l'islamisme, c'est pas le désert, bien que ça passe par le désert aussi. Mais c'est Médine et c'est la Mecque, hein, Mahomet à Médine et Mahomet à la Mecque. C'est un système de ville, c'est fondamentalement un système citadin dont les villes sont séparées, ou je schématise, par le désert. Bon, et les rapports de cet ensemble islamique avec, d'une part, l'Empire perse, d'autre part, l'Empire byzantin, pas précisément, et toute la domination de l'islam, ça va être une victoire de la forme ville par rapport à la forme impériale. Bon, est-ce que c'est tout? Non, alors reculons. Essayons de comprendre, de pressentir de plus en plus à quel point la forme ville, c'est pas la même chose que la forme État. Mais je reviens à 11e, 13e siècle. Vous voyez, j'ai les villes d'islam, les villes du nord de l'Europe, où s'élabore le capitalisme, les villes du sud, les villes italiennes, où s'élabore aussi le capitalisme, les villes foires de Champagne. Bon. Au nord, il y a une communauté de villes particulièrement puissante. C'est ce qu'on appelle la Hanse. H-A-N-S-E. La communauté hanséatique. La communauté hanséatique, elle n'a strictement aucune forme État. Elle a été bien étudiée, les documents sont très très précis, aucune forme État.
Elle a une puissance colossale. Elle groupe un nombre de villes, elle groupe entre 60 et 160 villes, qui se réunissent en assemblée dite générale, mais la plupart du temps, elles n'y vont pas. Il n'y en a jamais le tiers dans ces assemblées générales. Ils battent l'Angleterre. Ils imposent la loi sur tout le Nord. Ils n'ont pas de fonctionnaires. Ils n'ont même pas de personnalité juridique. Ils n'ont pas d'armée, ni fonctionnaires, ni armée, ni personnalité juridique. C'est pas une forme État. Bon, je ne dis pas encore, je n'essaie pas encore de définir les deux formes. Je dis, c'est évident que ce n'est pas la même chose. Reculons encore, j'essaie juste de ramasser des matériaux. Il y a un article de François Châtelet qui me plaît beaucoup. François Châtelet, il met en question dans un article, il met en question la formule courante dans l'Antiquité. L'état-cité. Là, on parle des états-cités. Ce serait en effet une manière de s'en tirer. On dirait qu'il y a deux sortes d'états. Il y a les états-cités et puis les états territoriaux. Peut-être qu'on peut dire ça à la rigueur, mais peut-être qu'il vaut mieux dire autre chose. Pourquoi pas dire franchement que les cités, ce n'est pas des États. Il n'y a aucune raison d'identifier tous les pouvoirs. Encore une fois, une société primitive sans État, elle est pleine de pouvoirs et de formation de pouvoir. C'est pas par là que c'est un appareil d'État. Toujours du point de vue de la typologie que nous cherchons à faire. Athènes, c'est pas un État. La cité athénienne, ça n'a rien à voir avec un État. Et Châtelet dit une chose qui me paraît particulièrement intéressante. Il dit, il y a une idée qui est propre à la cité ou à la ville, et qui n'est pas du tout une idée d'État, c'est l'idée d'un pouvoir de magistrature. La ville, elle aurait inventé le magistrat. Comme ça, on verra, oui, la Hanse, ils ont des magistrats. C'est du type chambre de commerce. À Venise, il y a aussi chambre de commerce. L'État, lui, il invente la forme fonctionnaire. Il y a bureaucratie dans les deux cas. Il y a une bureaucratie de ville, une bureaucratie d'État. Mais je ne crois pas du tout que le fonctionnaire et le magistrat, ce soit la même chose. Bien plus, dans toute l'histoire athénienne, ce qui donne raison à Châtelet, dans toute l'Athènes classique, il y a une volonté absolue de conjurer. Et du coup, nos mécanismes d'anticipation-conjuration, peut-être qu'ils peuvent jouer les uns dans les autres. Peut-être que la forme ville, à sa manière aussi, elle conjure, anticipe la forme État, mais d'une toute autre manière que les groupes dits primitifs. Vous voyez, ça se compliquerait rudement notre schéma déjà, parce que les groupes primitifs, ils conjureraient, anticiperaient la forme ville et la forme État. Mais la forme ville, d'une toute autre manière, elle conjurerait, anticiperait la forme État. Et l'État, lui, il capturerait en appareil de capture. Il capturerait les groupes primitifs, mais d'une toute autre manière, il capturerait les villes. On aurait donc un milieu de coexistence très riche pour expliquer les tensions et les luttes. Bon, je signale ça, pourquoi? Pourquoi je reviens alors à l'Athènes antique? Pour vérifier juste qu'en effet, dès l'Antiquité, il y a de très bons auteurs qui remarquent ceci. Il ne faut pas confondre deux systèmes. Un système cité-ville et un système palais-temple. Par exemple, la Crète, c'est vraiment un empire. Il y a un empire crétois. Knossos, c'est vraiment un système impérial. C'est un système temple-palais. Palais-temple. Mycène, qui d'une certaine manière prend modèle sur la Crète, on sent qu'il y a un décalage, c'est plus simple. Les Grecs, ils ne savent pas. Je disais, il y a des empires, il y a eu des formations archaïques impériales en Grèce. Oui, d'accord. Mycène, oui, d'accord. La Crète à l'horizon, etc. Et pourtant, on sent bien qu'il y a quelque chose d'autre. C'est beaucoup plus un système cité, déjà.
Il y a une bonne page dans Vernant où il compare Knossos et Mycène. Et où il dit mais c'est très différent. Ça a l'air pareil mais c'est très différent. C'est pas le même système. Bien plus pour prendre alors un exemple plus gros. Ce qu'on appelle l'empire babylonien comparé à l'empire égyptien. L'empire babylonien c'est pas un empire. Enfin. On dirait là on essaie de faire du diagnostic. C'est pas un empire. C'est un réseau de cités. C'est un réseau de cités. Pas possible de comprendre Sumer, par exemple, si l'on ne fait pas appel déjà à véritablement un système urbain. Tandis que l'Égypte, ça, c'est un système impérial archaïque. Alors vous me direz, oui, mais il y a ville dès qu'il y a empire, et il y a embryon d'empire dès qu'il y a ville, oui et non. Tout change si la ville est une concrétion de l'empire, ou si l'apparence d'appareil d'État est une extension de la ville. Tout change suivant la dominante. Je me rappelle encore un texte très beau de Braudel qui dit « Comment expliquer ?» C'est très curieux, il dit « À l'Orient, en Orient, l'Orient a toujours été un matériau rebelle au système urbain. » Il donne les deux grands exemples, l'Inde et la Chine. Les villes, elles ne se développent jamais, elles sont complètement assujetties. Rebelle au système urbain, pourquoi? Il n'arrive pas à prendre le système urbain dans l'Orient archaïque. Et pourquoi qu'il ne prend pas dans l'Orient archaïque? C'est évidemment parce que la ville ne s'y développe que comme une dépendance du palais. En Inde, il y a le système des castes qui va être profondément résistant à l'organisation urbaine. En Chine, il y a le système du cloisonnement qui fait que les villes sont complètement assujetties. Assujetties à quoi? À la forme impériale. En Orient, en très gros, je schématise, on pourrait dire oui, si la ville ne prend pas, quant à la question posée par Braudel, c'est parce que ce qui domine, c'est la forme temple-palais. Pensez au vieux plan de Pékin, quoi. Pékin se développe vraiment comme une dépendance étroite du palais. Là, vous avez vraiment l'assujettissement des villes à la forme État. Et ça a été la solution orientale. Toutes les solutions sont bonnes. En gros, la solution orientale archaïque. C'est pour ça que nos fameux empires despotiques, on les appelle depuis Marx, entre guillemets, empires asiatiques. Bien qu'on les trouve ailleurs. Mais c'est en même temps, et j'insiste sur ma coexistence, qui est-ce qui invente la forme ville alors? Si on abandonne l'Europe au XIe, XIIIe siècle, qui sont déjà très très tardifs, qui est-ce qui invente la forme ville? On peut répondre tout de suite, c'est la Méditerranée. C'est le monde égéen. C'est eux qui inventent le monde urbain, le monde des cités. Avec les Pélages, les Carthaginois, les Athéniens, tout ce que vous voulez. Des peuples très très différents, les Phéniciens, des peuples très très différents, qui vont organiser le monde urbain, la forme ville, la forme cité. Et pourquoi? Sans doute parce qu'ils peuvent. Ils peuvent, pourquoi? Parce que, alors là ça devient très curieux, l'appareil impérial capture, on a vu, il capture quoi? Ne serait-ce que les graines sauvages des cueilleurs-chasseurs. Puis il essaie de capturer les villes une fois que les villes existent. Mais les villes, qu'est-ce qu'elles capturent? Vous vous rappelez que la forme archaïque d'empire, elle constitue un stock, justement, c'est de ce stock que vont sortir les hybridations. Le monde égéen, justement, d'une certaine manière, il profite du stock oriental. Il profite du stock impérial. Soit en le pillant, soit en le marchandant, c'est-à-dire en faisant du commerce. Et il va développer sa solution à lui, la solution urbaine. Et son réseau de commerce.
Bon, donc, tout se passe comme si, alors, la forme vile ici échappait à la forme impériale, archaïque, à la forme d'État. Quitte à ce que l'État, à la suite d'une très très longue histoire, rattrape la ville, remette la main dessus, la rediscipline. Bon, alors tout ça, je suppose que dans vos têtes, vous devez avoir toutes sortes d'exemples. D'une autre nature, au besoin, la prochaine fois, on ne vient pas dessus. Je voudrais juste en arriver à un peu plus des choses de concept. Supposons alors que la forme état et la forme ville, à la limite, si vous acceptez la masse désordonnée d'exemples que je viens de citer, et mon invocation à Fernand Braudel, eh bien, comment est-ce que conceptuellement on pourrait distinguer ces deux seuils, le seuil ville et le seuil... Le seuil état-ville, je l'appelais tout à l'heure seuil de consistance. Ben, je dirais la différence, c'est ceci. En fait, il y a deux seuils. Il y a deux seuils. Il n'y en a pas un. La forme ville, on dirait, inventons des mots, puisque là on en a besoin, on dirait que c'est un seuil de transconsistance. La forme état, je dirais que c'est un seuil de intraconsistance. Bon, vous me direz, il n'y a pas de quoi. Deuxièmement, je dirais aussi bien, ça revient au même. Et ça, dans leur livre, Fourquet et Murard le montrent très bien. La ville, c'est une notion absolument vide. Ce qui existe, c'est toujours un réseau de villes. La ville, elle est fondamentalement en communication avec d'autres villes. Il n'y a pas Lübeck, il y a Lübeck en rapport avec telle ville constituant la Hanse. Il n'y a pas telle ville d'islam, il y a l'ensemble des villes islamiques dans leur rapport avec les empires et leur rapport y compris de violence avec les empires. Bon, il y a toujours... il n'y a pas... imaginez les, non pas capitales, les métropoles boursières. Bon, il y a Londres, il y a New York, il y a etc. C'est toujours une constellation, un réseau en constellation. Vous voyez, c'est en sens que je dis, c'est un phénomène de transconsistance. Et en effet, qu'est-ce que c'est l'acte alors constitutif de la ville? La ville, c'est un processus, reprenons ce mot, puisque là aussi nous est utile, c'est par là que c'est un phénomène de transconsistance, c'est parce que c'est un processus très spécial de déterritorialisation. Je veux dire, la ville, elle se déterritorialise. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, dans chaque cas, il faut que le mot ait un sens assez concret. La déterritorialisation de ville, c'est le fait que la ville, d'une manière ou d'une autre, se sépare, décolle de son arrière-pays. Alors, le cas le plus célèbre, c'est les grandes villes commerçantes. La manière dont les grandes villes commerçantes non seulement décollent de leur arrière-pays, mais annulent l'arrière-pays. Elles ne le connaissent pas. Elles sont tournées vers autre chose. Vers quoi? Vers leur réseau à elles. Vers leur circuit à elles. D'une ville, il y a quelque chose qui entre et quelque chose qui sort. La ville, c'est un ensemble d'entrées et de sorties. C'est pour ça que je dis transconsistance et pas du tout intraconsistance. Braudel et d'autres, là aussi, ont trop insisté sur le rapport ville-route. C'est ça le réseau des villes. C'est pour ça qu'une ville ne peut jamais être pensée seule, séparément. Une ville est fondamentalement en communication avec une autre ville. Alors, déterritorialisation, ça se voit comment? Ça se voit avant tout dans les villes qui se lancent dans l'aventure maritime. Que ce soit Carthage, que ce soit Athènes, que ce soit plus tard Venise. Venise, c'est le cas extrême puisqu'il n'y a même pas de terre ferme. C'est plus tard que Venise se tourne et fait sa fameuse conquête, dite conquête de la terre ferme.
C'est aussi une fragilité des villes. Elles sont absolument comme plantées, détournées de leur arrière-pays. C'est évident qu'en cas d'attaque, elles ne peuvent pas compter sur un secours quelconque de l'arrière-pays. Bon, peu importe. J'ai l'air de dire que dès lors toute ville est commerçante, mais évidemment non. Je dis, toute ville implique un réseau, de quelque nature que ce soit ce réseau. En Grèce, par exemple, il y a tout un réseau de villes sanctuaires. La circulation de l'épopée dès l'époque homérique implique un réseau. Le circuit peut très bien être commercial, mais il peut être également religieux. Il peut être guerrier, il peut être tout ce que vous voulez, j'attribue aucune importance là, sans doute dans le cas des villes commerçantes, c'est particulièrement visible, mais je ne dis pas du tout que toute ville soit commerçante pour prévenir une objection. Je dis que toute ville existe en réseau avec d'autres villes, que c'est par là un phénomène de transconsistance. Ce qui revient à dire quoi? Il s'agit pour une ville d'instaurer en rapport avec d'autres villes, ce qui implique pas des guerres, ce qui n'exclut pas des guerres entre villes, il s'agit pour elle d'instaurer des circuits de déterritorialisation. Des circuits de déterritorialisation sur lesquels évidemment quelque chose se reterritorialise. La marchandise, ou bien l'objet de culte, ça c'est pas forcément commerçant, ou bien le livre, n'importe quoi, n'importe quoi. En d'autres termes, je définirais la ville comme un instrument de polarisation renvoyant nécessairement à d'autres villes. C'est un instrument de polarisation. Elle est constitutive de circuits. Elle n'existe que par ce qui entre et ce qui en sort. Elle est entrée et sortie et coexistence d'entrée et de sortie. Bon. Voyez bien ça. Bon, pour régler les entrées et les sorties, c'est des magistrats. C'est une bureaucratie de réseau. Voyez bien pourquoi je dis la forme état, c'est tout à fait différent. La forme état, c'est un phénomène de intraconsistance. Tout se passe comme si, là, vous isoliez un certain nombre de points. Vous isolez un certain nombre de points sur un territoire. Une ville, elle n'a pas de territoire. C'est pas son problème. Encore une fois, Venise n'a pas de territoire. Venise a des circuits. Sur son territoire, peu importe que le territoire soit dit naturel ou artificiel, frontière naturelle ou pas, c'est très secondaire. Elle isole un certain nombre de points. Ces points peuvent être des villes, si elle a su les maîtriser au moins relativement. Mais c'est tout à fait autre chose aussi. C'est des entreprises agricoles, c'est des traits linguistiques, moraux, culturels, c'est tout ce que vous voulez. Et la forme état, c'est ce qui assure la résonance de ces points qu'elle retient sur son territoire. En d'autres termes, mais sans y mettre une prévalence d'un élément ou de l'autre, si vous vous donnez un réseau de villes, par commodité, on pourrait commencer par l'inverse, par la forme état, vous donnez un réseau de villes, la forme état va venir isoler un certain nombre de points, villes, les mettre en résonance avec des points d'une autre nature que ville, faire résonner le tout. C'est par là que dans la forme état, il y aura fondamentalement résonance des formations de pouvoir. Et la forme état, elle aussi, ce sera un processus de déterritorialisation, mais d'une toute autre manière. Je dirais que la déterritorialisation de ville, qui appartient fondamentalement à la ville, en ville, on se déterritorialise. C'est une forme de la déterritorialisation. Eh bien, en ville, on se déterritorialise, comment dire, dynamiquement. C'est une déterritorialisation dynamique, qui consiste précisément à se couper de l'arrière-pays. La forme état, c'est une déterritorialisation statique.
Et elle n'est pas moins profonde pour ça, pas moins puissante, au contraire. C'est une déterritorialisation statique en quel sens? C'est qu'au jeu des territoires, occupés par les groupes dits primitifs ou par les bandes, au jeu des territorialités de bandes, la forme État substitue quoi? Quelque chose qui est fondamental. Là, je renvoie, parce qu'on en a parlé les autres années, aux études de Virilio. L'acte fondamental de l'État, c'est l'instauration, ou c'est l'aménagement du territoire. C'est l'aménagement du territoire. C'est-à-dire, c'est la superposition aux territorialités de lignage, aux territorialités lignage, d'un espace géométrique. C'est la raison géométrique d'État. C'est un type de déterritorialisation complètement différent. Cette fois-ci, le territoire devient objet. Il y a des territorialisations parce que le territoire est traité comme objet. C'est sur lui que porte l'aménagement d'État. Ou si vous préférez, alors très mauvaise, mais pour expliquer tout. Quelle heure il est? Midi? Peut expliquer tout. Très mauvaise métaphore. Vous voyez ce qu'on appelle en musique des lignes mélodiques. Vous avez des lignes mélodiques là, hein, horizontales. Vous pouvez marquer des points sur ces lignes mélodiques. Des points qui seront contrepoints. Ces lignes horizontales, je dirais que c'est le réseau des villes. Puis vous voyez, vous avez les coupes harmoniques qui, elles, sont verticales et définissent des accords. Des accords sur les lignes horizontales. Ces coupes verticales. Ça, c'est les aménagements d'État. C'est les formes d'État. D'où cette métaphore, la très mauvaise métaphore, elle n'a qu'un mérite, c'est qu'elle fait bien voir la tension de la forme ville et de la forme État. Comment l'espèce de ligne mélodique des villes tente à échapper aux coupes verticales d'État. Et inversement, comment les coupes verticales d'État tend à casser l'espèce de circuit, mais à le casser sous quelle forme? Le réseau des villes. Et bien, en faisant surgir une différenciation fondamentale entre un marché extérieur et un marché intérieur. Ça, c'est une affaire d'État. Ça, c'est une affaire d'État. C'est pas une invention de ville, la distinction d'un marché intérieur et d'un marché extérieur. Quant à ce qui est l'affaire de la ville, c'est la constitution d'un marché. Ça oui, que ce soit un marché religieux, un marché de n'importe quoi. Bon. Voilà que j'ai 4 formations. Déjà, on avance. J'ai formation dite primitive. J'appellerais formation primitive celle qui repose sur des mécanismes d'anticipation-conjuration. Là, je peux regrouper l'espèce de typologie sociale où tout coexiste, que je cherche. J'appellerais formation étatique. Les formations qui reposent sur des appareils de capture, transversales, verticales, sur des appareils de capture qui vont évidemment, la capture portant, et sur les territorialités primitives, et sur les réseaux de ville, sur une partie. Troisièmement, j'appellerais formation ville les instruments de polarisation constitutifs des circuits. Et tout ça coexiste, les états viennent couper, recouper les circuits traversent les états, etc.
Vous voyez, j'ai donc des mécanismes d'anticipation-conjuration, des appareils de capture, des instruments de polarisation. Il faut tout pour faire un monde. Évidemment, qu'est-ce qu'il me faut encore? Ben, ce qu'il me faut encore, c'est ce qui a existé de tout le temps, là aussi. On n'a pas attendu le capitalisme pour ça. On n'a pas attendu le capitalisme pour des formations. Et je vois rien d'autre dans une typologie sociale. En tout cas, ça me suffit. Les formations dites internationales. Dites internationales, c'est très mauvais comme mot. Alors, ça veut dire quoi, formation internationale? Sans doute celle qui enjambe toutes les formations précédentes, qui les traversent, qui sont comme un cheval sur tout, qui passent partout, qui traversent tout. Et on n'a pas attendu le capitalisme pour ça. On l'a vu l'année dernière avec la métallurgie préhistorique, quoi, ou la métallurgie néolithique, plus exactement. Alors cherchons un mot plus satisfaisant, puisque international. Les formations internationales, ça ne veut pas dire l'ONU, ça ne veut pas dire la Société des Nations. Ça veut dire des formations dont le propre est de traverser ou réunir des formations sociales hétérogènes au sens précédent. Alors cherchons un mot, il y a un mot qui me paraît très bon et qui est employé aujourd'hui, on appellerait ça les formations œcuméniques. Œcuménique, puisque l'œcumène, c'est quoi? C'est le monde habité. Ben, les formations qui traversent le monde habité, c'est pas du tout des formations homogénéisantes. Et c'est là-dessus que je voudrais, c'est par là qu'elles ont leur spécificité. Prenez une grande compagnie commerciale, qu'est-ce qu'il y a? Elle est complètement segmentaire. Elle a des segments qui renvoient à tels appareils d'État, à tels États. Prenez par exemple les grandes compagnies, à la naissance du capitalisme, ou bien prenez, suivant l'exemple qu'on avait analysé l'année dernière, ce qui se passe dans un processus métallurgique, avec les forgerons qui font de la prospection, les forgerons de caravane, les forgerons nomades, les forgerons sédentaires. Et là, vous avez réellement une formation. C'est pour ça que les corps de forgerons, c'est tellement mystérieux. Vous avez une formation œcuménique. Elle passe nécessairement par... Elle a un secteur de bande. Hein. Pensez aux grandes compagnies commerciales. Ils ont des secteurs de bande qui sont vraiment terribles, quoi. Prenez tout ça. Il y a des segments de bande et puis des segments d'État. Pensez aux grandes découvertes. Hein. S'il y a de marrant dans tous ces voyages, là, lorsque vraiment se lance le thème à la fois où s'affrontent les États et les villes, les deux formes, pour la découverte, pour les grandes découvertes. Mais dans les grandes expéditions, vous avez des secteurs de bande, avec de véritables bandits. Vous avez à un bout le roi d'Espagne, vous avez Christophe Colomb, c'est un homme très très curieux. Vous avez les primitifs qui viennent là-dedans, sous quelle forme? Exterminés, pas toujours sous forme de type à exterminer. Il y a des ententes. Qu'est-ce que, dans une grande truc commercial, les nomades, quel rôle ils jouent? Il y a un segment nomade. Et s'ils ne sont pas d'accord? Je dis une formation œcuménique ne procède jamais par homogénéisation. C'est pas vrai. C'est une formation sociale d'un type très particulier, en ce sens qu'au contraire, elle est à cheval sur des formations hétérogènes. Et c'est ça qui fait son pouvoir dit œcuménique, c'est-à-dire que ça marche partout. Sa prétention universaliste. La prétention universaliste, c'est jamais une prétention à l'homogénéité, pas du tout. Prenez le cas du christianisme. Qu'est-ce qui fait la prétention œcuménique du christianisme? Qu'est-ce qui fait qu'il se présente comme la religion de l'œcumène, malgré toute la vraisemblance de la chose? C'est en partie cet aspect. Et pour l'islam, il faudrait voir aussi comment ça s'est passé. Mais dans le cas du christianisme, c'est en même temps qu'il devient religion d'empire. C'est en même temps qu'il devient religion d'empire et que, donc, qui s'intègre absolument, vraiment un appareil d'État fort.
Je dis que la prétention universelle d'une formation sociale vient fondamentalement de sa capacité à digérer des formations sociales hétérogènes. D'une certaine manière, c'est évident. Je veux dire, est-ce que ça se passe pas aujourd'hui de la même manière? Les États, on nous dit par exemple, je me fais tout de suite une objection. Le capitalisme, est-ce qu'il ne procède pas à une espèce d'homogénéité? Eh bien, on aurait tendance à dire oui à partir d'exemples très précis. Je veux dire les fameux ethnocides qui n'ont pas manqué. Le grand thème de l'ethnocide des sociétés dites primitives. Bien. À un niveau plus évident encore, la manière dont le capitalisme n'a pas supporté les empires évolués. La guerre 14-18 marque la fin des deux grands derniers empires évolués, à savoir l'Empire ottoman et l'Empire autrichien. Pourquoi ils ne supportent pas? Finalement, ça n'allait pas, ça ne pouvait pas marcher. Il y a une histoire passionnante parce qu'elle est à la base. Non, elle est un facteur très important dans l'histoire palestinienne, dans l'histoire actuelle des Palestiniens. C'est précisément la période du mandat britannique pendant laquelle se constitue le sionisme et les premiers achats de terre par les sionistes. Les premiers achats de terre arabes par les sionistes. Or, le mandat britannique, pendant un certain temps, essaie de continuer de fonctionner sur le mode de l'Empire ottoman. Ça ne dure pas longtemps, il ne peut pas. Je veux dire, là, les exigences les plus élémentaires du capitalisme fait que l'Empire ottoman était un élément, tout comme tout à l'heure on disait. Il y a des éléments, il y a des milieux qui sont rebelles à la forme ville. Là, l'Empire évolué, c'est pas du tout une bonne formule pour le développement du capitalisme. Donc, à première vue, on se dirait, à propos de toutes sortes de cas, ben oui, l'homogénéité, elle se fait. L'homogénéité des États, ça se fait. Eh bien, il ne me semble pas du tout, en fait. Et peut-être qu'on sera amené, là je lance une analyse seulement pour plus tard, peut-être qu'on sera amené plus tard à beaucoup mieux distinguer ces choses-là. À savoir, je ne crois pas qu'il y ait tendance à l'homogénéisation des États. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a qu'un seul marché. Le capitalisme amène l'existence d'un seul marché mondial. Peut-être qu'il faudra voir si avant c'était comme... Je ne crois pas. L'existence d'un seul marché mondial peut-être une caractéristique fondamentale du capitalisme, puisque, vous le savez bien, il n'y a pas de marché socialiste spécifique. En revanche, une fois dit qu'il y a un seul marché mondial, on peut dire dès lors que tous les États jouent dans une certaine limite. Est-ce qu'on peut le dire? Je ne sais pas, je pose la question. On pourrait dire peut-être que tous les États, quels qu'ils soient, par rapport au marché mondial unique du capitalisme, joue le rôle de, cherchons un mot, disons très vite, peu importe ce que ça veut dire, de modèle de réalisation. On dirait, là aussi c'est une métaphore mathématique, mais on dirait qu'ils sont à la rigueur isomorphes. Et encore, c'est bien douteux que les États socialistes soient isomorphes aux États capitalistes. Mais on peut dire que les États du tiers-monde, ou certains États du tiers-monde, sont isomorphes aux États du centre, on peut dire des choses comme ça. Peut-être, enfin on le verra plus tard, c'est une question que je pose. Mais en tout cas, même si l'on supposait une certaine isomorphie des États, nécessaire dans le capitalisme en fonction du marché mondial, cette isomorphie n'implique pas du tout d'homogénéité. Pas du tout. Bien plus, on aura à se demander si dans le capitalisme, il n'y a pas lieu de distinguer deux choses, à savoir le capitalisme comme mode de production et le capitalisme comme rapport de production. Ce qui est à la rigueur homogène, et encore j'en suis pas sûr, ce sont les États où le capitalisme se réalise comme mode de production. Mais le capitalisme peut très bien s'effectuer comme rapport de production sans se réaliser comme mode de production. Il peut être pleinement le rapport de production dominant et se concilier avec des modes de production non spécifiquement capitalistes.
Je pense par exemple qu'un des auteurs modernes qui est allé le plus loin précédemment dans ses analyses, et notamment à propos du tiers-monde, c'est Samir Amin. AMIL. Or, Samir Amin dit une chose qui va nous intéresser beaucoup du point de vue où nous en sommes. Dans tous ses livres, il soutient perpétuellement la thèse suivante. Il n'y a pas de théorie économique des relations internationales, même quand ces relations sont économiques. Il n'y a pas. Et pourtant, Samir Amin est d'un marxisme très, très scrupuleux. Je dirais pourtant, j'ai tort de dire pourtant, parce que c'est très, très marxiste à cette position. Il n'y a pas de théorie économique des relations économiques internationales. Les relations internationales, même quand elles sont économiques. Pourquoi? Parce que les relations économiques internationales font intervenir des modes de production différents, même si le rapport de production est capital. Or, il n'y a pas de théorie économique des formations sociales différentes. C'est donc l'hétérogénéité des formations sociales qui va garantir, qui va non pas du tout contredire, mais garantir la spécificité de la dernière formation sociale que j'avais à considérer, à savoir les formations sociales œcuméniques. Si bien que là, vous avez un champ de coexistence perpétuelle. Pensez même à ce qu'on appelle un mouvement artistique. Un mouvement artistique, c'est quoi? En quoi il est œcuménique ou international? Vous y trouverez ses formes État, vous y trouverez ses formes villes, vous y trouverez ses formes bandes, vous y trouverez ses formes primitifs. Tout mouvement artistique international a à la lettre son art nègre, a à la lettre son pouvoir d'État, a à la lettre ses bandits. Tout. Prenez la période du cubisme ou bien du surréalisme. Le dadaïsme, c'est vraiment, je dirais, alors là, pour être toute cette période très agitée, le dadaïsme, c'est toute une histoire de réseau urbain, avec des bandes urbaines. Quand le surréalisme arrive, c'est vraiment la capture des villes. André Breton, il se prend pour un homme d'État. Bon, c'est une autre forme. La forme surréaliste est absolument distincte de la forme dadaïste. La découverte ou l'exploitation d'art dit primitif en même temps. Tout ça, c'est toujours comme ça que procède l'œcuménisme. Vous y trouvez toutes les formations là, qui se travaillent les unes dans les autres, qui se chevauchent. Il faut savoir dans quel segment vous êtes, vous, et avec des luttes abominables entre toutes ces formations. C'est donc ça que j'appelle champ de coexistence. Si bien que, si vous m'avez compris, c'est tout simple maintenant. On accepte. Mais la prochaine fois, on verra ça. On verra, vous direz ce que vous pensez de tout ça. Parce que je parlerai beaucoup moi la prochaine fois. On accepte ça. Quelle heure il est? 12h15, je vais finir bientôt. On accepte ça. Coexistence de toutes ces formations. Vous voyez, j'en retiens 5. Si vous m'en trouvez d'autres, parfait. Hein. Donc les formations centrées sur anticipation, conjuration, sur appareil de capture, sur instrument de polarisation, sur quoi? Moins vite. Alors, ah non, j'en trouve pas 5, j'en trouve que 4. Ah, ben alors. Ah non, j'en avais 5. Oui, il y en a une qui a disparu. Oui, il y en avait 4. T'en as 4? Enfin, il y a 5 minutes, il y en avait 4. Ah bon? Ah ben alors. Ah ben il y en a plus de 4. Hein, ça fait rien. Donc, ce qu'on appelle les groupes primitifs, ça n'existe pas. Il y a simplement des formations d'anticipation-conjuration. Appareil d'État, ça n'existe pas. Il y a des appareils de capture. Ville, ça n'existe pas. Il y a des réseaux, c'est-à-dire des instruments de polarisation. Formation internationale, ça n'existe pas. Il y a des formations œcuméniques. Et vous voyez, c'est toujours la catastrophe quand on projette sans précaution une forme sur une autre, c'est très très fâcheux. Par exemple, ceux qui supposent, on a toujours tendance, je dis ça pour moi, on a toujours tendance à se dire
Ah, la politique financière mondiale, elle est élaborée par un groupe, la trilatérale, c'est pas encore rien du tout, rien du tout. C'est pas que ce soit moins dangereux, mais c'est évident qu'on ne peut pas projeter la forme État sur la forme œcuménique, pas du tout. De même, on ne peut pas projeter la forme ville sur la forme État, non, pas du tout. C'est pas ça. Il faut au contraire faire une typologie très si l'on veut comprendre jusqu'où va notre malheur, on s'aperçoit que l'ennemi est multiple, qu'il n'y en a pas un. Il ne faut pas se dire qu'il y ait quelqu'un qui décide de ce que va devenir le dollar. Non, justement. Les formations œcuméniques, elles dominent jamais leur machin. Et les appareils d'État ne seront pas loin leur sphère de domination. Alors si vous acceptez ce schéma, voilà exactement où on en est maintenant, on ne peut plus reculer. Bon, on dit tout ça coexiste très bien, mais sous quelle forme? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et surtout, comment imaginer alors? Il faut repartir à zéro pour en est. Comment imaginer? Et enfin, ça va devenir une histoire plus concrète, je voudrais. Comment imaginer ces groupes primitifs qui à la fois anticipent et conjurent? L'appareil d'État est déjà là, mais eux, ils ne l'ont pas. Hein. Ils l'anticipent, mais surtout, ils le conjurent. Ils vont se faire capturer, ou ils sont déjà capturés par lui. Ils ont une sphère d'autonomie très... Qu'est-ce qu'ils font? Et en effet, même pour que l'appareil d'État soit concevable, je disais, il faut bien que ces primitifs, que ces groupes dits primitifs aient des rapports quelconques les uns avec les autres. C'est-à-dire, aient déjà des rapports d'échange, et déjà... En tant que groupe primitif, ne comportant pas encore d'appareil d'État, ou n'en comportant pas pour leur compte, il faut bien qu'ils échangent des choses. Sur quelle base? Si bien qu'on a l'air de changer complètement de problème, et ce sera notre problème la prochaine fois, sur quelle base et comment concevoir la vie de deux groupes primitifs l'un par rapport à l'autre. Une fois dit que nous nions d'avance sans aucune raison. Nous nions ce que les ethnologues appellent l'autarcie de ces groupes, à savoir que chacun de ces groupes soit autosuffisant. Nous disons non, c'est pas possible, tout ça, ils étaient tous en coexistence, pour une raison simple, c'est que si les appareils d'État coexistent déjà avec les groupes primitifs, ça va de soi que les groupes primitifs, d'une manière ou d'une autre, sont en rapport avec les appareils d'État, dont ils se méfient comme de la peste, et, ne serait-ce que par l'intermédiaire des appareils d'État, déjà en rapport avec d'autres groupes primitifs. Alors c'est là que je voudrais que, d'ici la prochaine fois, vous réfléchissiez à quelque chose. Donc, le point où on en est, si je repars à zéro, c'est il nous faut une nouvelle théorie de l'échange, applicable à des échanges que l'on pourrait appeler, entre guillemets, échanges primitifs. Comment des primitifs peuvent-ils s'échanger quelque chose? C'est marrant, voilà. Je pense alors à une fameuse théorie de l'économie politique. Dans les manuels d'économie politique, on nous dit très souvent, voilà, il y a 3 théories de la valeur, il y en a 3, puis il n'y en a pas 4. Comme ça, c'est mieux. Il y a une théorie bien connue sous le nom de théorie de la valeur travail, où la valeur, d'une manière ou d'une autre, s'explique par le travail. C'est la théorie classique. C'est surtout pas la théorie marxiste, parce que de quelque manière que Marx la prenne et la renouvelle, ce n'est pas là sa nouveauté. L'économie politique classique est fondée sur la valeur travail. Et puis il y a une théorie de la valeur utilité. Ce qui déterminerait la valeur de quelque chose, c'est son utilité. Et non pas le travail qui est incorporé. C'est la théorie dite utilitariste. Et puis il y a une drôle de théorie qu'on appelle néoclassique ou marginaliste. Et qui dit c'est ni l'un ni l'autre. La valeur ne se fonde ni sur le travail, ni sur l'utilité, mais sur l'utilité marginale. Ou l'expression marginalisme. Alors je vous demande très instamment, si, pour ceux qui savent déjà de l'économie politique, de revoir un peu
ces histoires de marginalisme. L'utilité marginale, quand on lit, c'est très simple, c'est l'utilité du dernier objet. C'est l'utilité du dernier objet. Alors on dira que, par exemple, l'utilité marginale dans l'échange, c'est l'utilité comparée du dernier objet échangé. Pourquoi qu'ils introduisent cette idée du dernier? Les marginalistes, ils auront une importance dans l'économie politique fondamentale, essentielle. Encore une fois, tout le néoclassicisme, c'est le marginalisme. C'est ce thème du dernier, le dernier comme déterminant la valeur de l'objet d'échange. Le dernier objet échangé, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il faut arriver à rendre concret ça. J'ai été trop abstrait aujourd'hui. Je voudrais juste terminer sur le point suivant pour que vous y pensiez. Je dis, bon, on laisse ça, hein, surtout que je préfère attendre la semaine prochaine que vous ayez revu vos manuels. Hein, ou, enfin, qu'un petit nombre d'entre vous ait consenti à le faire. Parce que je me dis, changeons. C'est une question de méthode. On se dit, bon, marginalisme, si vous aviez à passer le bachot, hein, et que vous ayez comme sujet, qu'est-ce que le dernier, vous diriez, ah bon, bah, il faut que j'utilise le marginalisme. Si vous n'en savez rien, vous dites, bah, oui, vous l'utilisez discrètement. Mais pour arriver à se débrouiller, il ne faut jamais rester dans un truc trop technique. Je me dis, le dernier, c'est très marrant, il suffit d'aller au café pour avoir des idées. Parce que j'oublie le marginalisme. Et je me dis, le dernier, 3 types au café, hein. Allez, c'est le dernier verre. Ça a l'air d'avoir aucun rapport, moi j'en suis pas sûr du tout, hein, les marginalistes. C'est le dernier verre. Hein. C'est le dernier. L'autre dit, ah non, 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 non. Alors on se moque de lui, on dit, ah, t'as peur de Bobonne, tu vas te faire gronder chez toi. Il y a une espèce d'évaluation collective, une espèce d'accord collectif du dernier et la valeur du dernier. Autre exemple. Une des choses les plus abominables du monde, une scène de ménage, une scène de café. Bon, on aura 3 scènes comme ça. 4 scènes, on aura la scène marginaliste, mais avec 3 scènes plus concrètes, scène de café. Le dernier verre, la scène de ménage. Tu n'auras pas le dernier mot. Ou bien, le dernier mot, c'est moi qui l'aurai. C'est moi qui aurai le dernier mot. Non, tu n'auras pas le dernier mot. Qu'est-ce que c'est le dernier mot d'une scène? Ou bien alors, le dernier amour. Qu'est-ce que c'est le dernier amour? Je me dis à propos de la scène de ménage, hein, mais il faudrait vraiment que vous y mettiez là-dessus. Moi, je parie que les marginalistes ne disent absolument pas autre chose que ce que les types se disent au café. C'est prodigieux. Il y a un drôle de truc dans la scène de ménage, c'est pour ça que c'est une telle saloperie. Chacun des deux, là vous avez une situation d'échange, ils échangent des mots. Bon, chacun des deux a une certaine évaluation. À mon avis, une évaluation du point où il ne faut pas aller trop loin. Qu'est-ce que c'est ce point où il ne faut pas aller trop loin? C'est que tout se passe comme si la scène de ménage, c'était comme un bain. Hein? Ils font la scène de ménage et puis ils en sortent tout frais. Hein? Et les autres sont effarés, les gens qui ont assisté à ça, c'est généralement ça se fait en public, ils sont effarés, ils disent mais mon Dieu, où est-ce qu'on est? Et au moment où les spectateurs, les auditeurs vont craquer, la scène s'apaise. C'est fini. C'est fini. On sait que ça va prendre dans une demi-heure. Hein. À peine on s'est dit ouf, ça y est. Bon, ça passe. Hein. Pendant une série. Dans chaque cas, il y a une espèce d'évaluation. Ne pas aller trop loin. Bon. Il y a une évaluation du dernier objet qui, dans ce cas-là, est un mot. Et dès le début, c'est ça qui m'intéresse, c'est que dès le début de la scène de ménage comprend et l'évaluation
au moins approximative chez les deux, hein, du dernier mot au-delà duquel ça irait trop loin, et du temps nécessaire mis à atteindre le dernier mot. Il ne s'agit pas d'y arriver trop vite, hein. Sinon la scène de ménage ne fonctionnerait pas. Pour le dernier vers, je dis de même que c'est dès le premier vers de la série qu'il y a une double évaluation collective. Évaluation collective. Et du dernier vers, au bout de combien? Et du temps nécessaire. Il ne s'agit pas de rester ni trop longtemps, ni pas assez longtemps au café. Je dis, est-ce que dans les échanges primitifs, il n'y a pas en effet une évaluation du dernier qui serait fondamentale dans l'acte d'échange? Vous voyez, mais ce serait bon de passer par des exemples très concrets pour... Et est-ce que les marginalistes nous disent autre chose lorsqu'ils disent c'est le dernier objet, c'est la valeur, oui, c'est la valeur du dernier objet, l'objet marginal, qui fixe la valeur de toute la série. Le banquier Chalandon, qui nous cache moins de choses que le Premier ministre Marin, disait récemment, bon, vous savez, le pétrole, tout le monde sait qu'on vous ment, il disait. C'est très normal que la valeur, elle soit fixée sur le coût de production du dernier objet. Qu'est-ce que c'est dans le cas du pétrole, le coût de production du dernier objet? C'est le prochain, le presque prochain, le futur pétrole marin. Vous voyez? La montée du pétrole est très liée à la découverte du pétrole marin. Il y a une montée du cours du pétrole en fonction de la valeur du dernier objet, à savoir, ça va de soi que le pétrole de sable a toute raison de s'aligner. C'est un mécanisme même qu'on apprend dans les manuels d'économie politique, mais vraiment élémentaire, que quant au coût de production, un objet étant donné, les coûts de production s'alignent sur le plus haut coût de production. Alors qu'il y a des mécanismes régulateurs qui interviennent, etc., bien sûr. Mais il y a eu un discours pas croyable de Chalandon. Il disait, mais quoi, ben, évidemment, c'est évident, le pétrole, il était sous-payé. Les pays, les États du centre, ben oui, les États du centre, ils ont toujours sous-payé le pétrole. Maintenant, c'est fini. Mais c'est fini parce que le pétrole va aligner son coût de production sur la production du pétrole marin qui va entrer en cours. C'est encore un coup des Anglais, quoi. On dit que c'est un coup des Arabes, mais c'est un coup des Anglais. Mais c'est tout, c'est tout. La faute aux Anglais, quoi. Voilà. Enfin, voilà. Bon, ben, la suite la prochaine fois.